L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch, le rendez-vous habituel du vendredi soir. On continue à la lancer. Tous les vendredis, pour l'instant, on fait une émission. On va quand même se calmer au mois d'août, je vous rassure. Donc une émission encore qui va être très chouette ce soir parce que notre invité, il est là dans le studio avec nous ce soir. Alors on suit la tradition, on dit bonjour à Jean-Bruce. Est-ce que Jean-Bruce il va bien ? Salut les amis, écoutez, ça va, super, on est bien, il fait chaud. On a un invité de marque. Tout va bien. Voilà, on fait un petit coucou à Fred, donc alias Captain Moustache. Hello. Parle bien dans le micro, devant, n'hésite pas à le monter, tu vois, à parler là. Donc merci, il est passé faire un tour dans le sud, Fred, donc du coup il s'est dit tiens mais pourquoi j'allais pas aller voir les copains de Turbulus. Mais voilà, c'est fait, donc on va faire une grande interview ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Captain Moustache ou Frédéric Carvalho. Voilà, on va en parler, de tout ça. Petit rappel d'usage est très important. Nous vous rappelons qu'on fait un concours sur YouTube. On a besoin de 1000 abonnés pour monétiser la chaîne, pour être transparent avec vous. On est qu'à 187, ça va pas, Jean, on est d'accord, ça va pas. Donc si tu es nouveau sur cette émission, si tu regardes le replay, là maintenant, tu vas sur la chaîne YouTube et tu t'abonnes. Voilà, il y a beaucoup d'exclusivité. Il y aura un petit bonus qu'on va peut-être vous mettre tout à l'heure. Il faut juste que je contacte le DJ en question entre-temps. Je le contacterai. Voilà, donc vous pouvez suivre cette émission sur Twitch en même temps. Vous avez le lien dans la description Facebook si vous êtes sur Facebook. Si vous êtes déjà sur Twitch, tant mieux pour vous. Il y a moins de latence sur Twitch et surtout, il y a des extraits sonores qu'on ne passera pas sur Facebook pour pas que le dieu Zuckerberg nous traite de fous et de méchants parce qu'on passe de la musique copyrightée. Voilà. Donc sachez qu'il y a des extraits qui partiront sur Facebook mais que je couperai assez vite pour éviter le strike. Voilà, on en a eu un il y a pas très longtemps. C'est toujours très très gênant de relancer un live quand on a un strike. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Jean-Bruce se présenter, notre invité. Ouais, donc l'avantage de vivre dans le sud au chaud, c'est que quand c'est les vacances, on a la possibilité de capter des invités qu'on aurait pu avoir à distance. C'est quand même plus sympa de les avoir en vrai. C'est ça, j'avoue que c'est cool. Donc ce soir, on reçoit Captain Moustache. Alors Captain Moustache, c'est on va dire un personnage qui est assez jeune, qui a 2 ans. C'est ça. Voilà. Mais c'est important de savoir que avant Captain Moustache, il y avait Frédéric de Carvalho, qui est le vrai nom de notre invité, et qui avait déjà démarré au début des années 2000 une carrière musicale, on va en parler bien sûr. Donc en fait c'est un nouveau personnage qui cartonne en plus en l'espace de 2 ans. Là c'est assez impressionnant sur les chapeaux de roue, on va en discuter, c'est super. Donc c'est un artiste qui a eu 2 vies, on va en parler. Il y a plusieurs influences qui caractérisent son son, ce qui est intéressant. On va pas mettre d'étiquette mais on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Donc quand je dis que Frédéric a collaboré avec des artistes de renom, en fait je vais en nommer quelques-uns, un petit peu toute époque confondue. Donc Popov, Adamski, John Dalbach, David Carretta, Xenia Beliaeva, Lady B ou Lady Barbarella, ça dépend comment on le voit, John Lord Fonda, Kiko, Dinarek, Dave Clark, Keith Tucker de Ox 88, Fierce Ruling Diva, Robert Armani, Smash TV, Fokoff, Davina, John Digweed, Joyce Muniz, etc. J'en oublie. Donc c'est du bon travail, des influences intéressantes. Donc je vais donner la parole à notre invité Frédéric. Merci à toi d'être là. On va faire comme on fait à chaque fois, c'est la tradition. On va essayer de repartir dans le passé. On va faire les choses un petit peu chronologiquement. Yes. On va s'intéresser au petit Frédéric de Carvalho. Donc tu es un tout petit peu plus jeune que nous. Tu es né au tout début des années 80. Donc tu t'as quand même connu les années 80. Ouais, j'ai pas connu les années 70 comme vous. Voilà. Ouais. Bon, on était en même temps tellement petits que il faut avoir une super mémoire pour s'en rappeler. Mais raconte-nous un peu tes premiers émois musicaux et comment ça a démarré, comment les premières curiosités musicales, etc. Mes premiers émois musicaux, je pense que ça devait être Michael Jackson. Ma mère écoutait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de vinyles à la maison, c'était très pop culture, donc un joyeux bazar musical et ma première idole, c'était Jackson, j'étais assez fan.
Et après ça, bon, donc c'était très 80s comme musique à la maison. Et j'étais assez fan de Jean-Michel Jarre, tout petit. Voilà, c'est un peu sa musique qui m'a donné envie, dans mes plus vieux souvenirs, qui m'a donné envie de faire de la musique, c'était lui. Michael Jackson, je le coupe sur Facebook, hein, pour pas de risque. Celui-là, ça, c'est c'est sûr qu'on va y passer. une mesure et c'est bon. Hein. Voilà. Bon, t'as vu, attends, on fait ça bien. On va mettre la pochette, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Alors, des fois, il y avait un jeu, on faisait un blind test pour les morceaux coup de cœur, mais pour l'instant, je pense que ça va servir à rien. Aujourd'hui, ça va être trop facile. Donc, vas-y, continue. Donc, Jean-Michel Jarre que je vais mettre après, parce que je sais que t'en as sélectionné un. Ouais, Jarre, donc ouais, c'est ce qui m'a donné envie, en tout cas, de toucher au synthétiseur. Et c'est après ça que mon père m'avait offert mon premier synthé. Je devais avoir 10-11 ans, je crois. Parce que j'avais vu quelqu'un jouer un track de Jean-Michel Jarre, j'avais un peu retenu et j'avais joué derrière et il avait adoré. Il m'a dit, bon, fiston, je vais t'acheter un synthé. T'as l'air d'avoir un truc et voilà, ça a commencé comme ça. C'était quoi ce synthé? C'était un bon tant pis. Bah oui, c'était c'était Yamaha ou Bontempi, hein, c'était l'un ou l'autre. Casio aussi, il y avait. Ah oui, Casio, pardon, Casio, tout à fait. Et voilà comment ça a commencé vraiment les ultra prémices. D'accord. On va le mettre donc quand même. Papa qui t'a acheté le petit clavier. Le petit synthé, ouais. Alors, t'as mis, c'est bien le part 6, hein. C'est celui-là? Oui, t'avais précisé. J'adore celui-là, ouais. Ouais, c'est bien parce que c'est pas. Jean-Michel Jarre est déjà arrivé dans cette émission en tant que coup de cœur, et t'es le premier à avoir mis le part 6. À part les connaisseurs comme moi, c'est pas le morceau le plus connu du grand public. Ouais, mais je le trouve assez. Ah, il est génial. Timeless, celui-là, c'est. Ouais, mais il est fabuleux. Même si je produisais ça aujourd'hui, je serais assez fier. Ouais. Tu vois. Alors désolé pour les Facebook, donc je coupe les extraits sur Facebook parce que là, c'est sûr et certain, on va se faire striker. Voilà. Alors sache que moi aussi, hein, Fred, j'ai baigné avec Jean-Michel Jarre à ma naissance. Ouais. Il y a Romain qui est avec nous sur Twitch aussi qui dit le 6, j'ai kiffé à fond aussi. Ouais. Donc je sais que Romain il aime bien ça. Ouais. Merci Flo pour les étoiles, merci beaucoup de ton soutien encore une fois. Merci Coucou, beaucoup Flo. Florent. Salut Actarus. Ah, Donc, Actarus. Il est là, Actarus. La petite dédicace pour Actarus. Ah vas-y, tu peux continuer. Donc ouais, donc c'était les compilations, voilà. Quelle compilation? Qu'est-ce que je raconte? C'était donc Jean-Michel Jarre, la pop, etc. Et alors t'étais quand même un peu plus jeune et c'est vrai que t'étais enfant, mais il y avait quand même. Est-ce que t'as un souvenir dans les années 80? De la période justement de l'arrivée de la house music, comme on disait, de la new beat et tout ça, parce que même si t'avais que 7-8 ans, les confettis, t'as quand même dû voir ça à la télé. Confettis, ça j'en bouffais à fond, Sound of E, je sais que ma mère avait des cassettes, elle écoutait ça dans la voiture. Ouais, elle avait pas si mauvais goût en fait, hein, c'était... Non, ouais, j'ai bouffé tout ça, du Kim Wilde, assez aussi... Ouais, je pense qu'au fond c'est des influences qui restent, hein, peut-être ça se ressent encore dans ma musique, quoi. Ah, Ouais, c'est chouette, hein. Ouais, parce que c'est vrai que c'était quand même une sacrée période, on en parle souvent, même ceux qui étaient soit trop jeunes ou même carrément pas nés, c'est arrivé aussi. Malgré tout, ça a laissé des traces parce que ça influence même le son, même de ceux qui l'ont pas forcément vécu, tu vois. Même on a des artistes qui ont 30 ans, mais forcément ils étaient pas nés dans les années 80. Et ça les a quand même marqués. Donc c'est vraiment une décennie qui a vraiment été importante. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on écoute ta musique aussi, il y a quand même, on ressent une espèce d'influence de la disco électronique des années 70. Pareil, que t'as pas vécu, mais peu importe. C'est conscient, c'est inconscient? C'est inconscient, je pense. J'ai bouffé beaucoup de disco, hein. ABBA, Boney M, voilà, ça c'est vraiment tous les disques de ma mère que j'ai récupérés aujourd'hui, hein. Que j'ai à la maison. Et ouais, j'ai écouté, c'était surtout, ouais, c'était très disco, très 80s. Et c'est des sonorités qui me plaisaient beaucoup, hein. J'étais assez fasciné par les synthés. Ouais, de mes yeux de gamin, quand je voyais Jarre, c'était assez fascinant. Ouais. Au niveau des disques, quel est le premier disque que t'as acheté? C'était un vinyle ou un CD déjà? Qu'est-ce que t'as acheté comme musique? Ta première? C'était une cassette. Ouais, Je crois que c'était une cassette de Kim Wilde, il me semble. L'album?
Forcément. Parce que j'ai que les albums en cassette, il n'y avait pas de maxi ni rien. Hein. Je saurais plus te dire, mais j'ai un On est souvenir. d'accord, monsieur Jean-Bruce, on est d'accord que les maxi, tout ça, ça n'existait pas en cassette. Ou alors, c'était rare. Si. Il y avait des maxi, il y avait Cassettes. Les ouais. cassettes dans un carton, là, non? Les Ouais, cassettes t'avais de un petit titres, carton et t'avais le de 2 titres en cassette. Oh là là. Ça c'est vrai, putain, j'avais oublié là d'un coup là. Ah bah tu vois, écoute, on ressort Et les souvenirs. Le plus vieux souvenir, c'est ça, je crois, c'est d'être acheté, j'avais un peu de sous, être allé chez Leclerc acheter une petite cassette de Kim Wilde, qui était super belle et qui faisait du son très cool. Ouais, c'était de la bonne scène pop comme on pourrait dire. Donc c'était plutôt ouais, donc cassette. Et ton premier vinyle? Mon premier vinyle, qu'est-ce que c'était mon premier vinyle que j'ai moi-même acheté? De mes plus vieux souvenirs, j'ai dû acheter au milieu des années 90, j'ai dû acheter l'album de Cold Cut. Lequel? Comment il s'appelait là, avec une pochette, avec des jouets et tout, avec le morceau de Timber que j'adorais qui était dedans. Soit ça, ou soit peut-être l'album de Boards of Canada sur War. Parce que je me souviens, lorsque j'ai eu ma première paye suite à un stage, alors je sais plus c'était en quoi, un stage de 3e, truc comme ça, et j'ai eu mes premiers francs et j'étais parti direct Fnac, acheter quelques vinyles, j'ai tout dépensé. Les premiers vinyles. Tu te rappelles lesquels quoi? Dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Scène pop à l'époque, très scène pop. Qui moi il encore de... Non là c'était déjà électro. Non là j'étais déjà passé dans le début des années 90 alors. Ah ouais là. Warfan des années 80. 90. Donc on était mes premiers. Non mes premiers. T'as fait du technotronique, des choses comme ça? C'était fin des années 90. Non je te dis c'était non technotronique ça c'était CD. Ouais. Là c'était en CD. Avant d'acheter du vinyle j'avais acheté beaucoup de CD. Hein. J'ai une pile de CD chez moi des années 90, des compilations, des albums, des machins. Des compilations techno machin, ultra techno, trans truc, Thunderdome, enfin Ah, t'écoutais un petit peu du gabber aussi, tout ça? Tout, ouais, j'adorais, moi j'étais très ouvert, musique électronique, j'aimais beaucoup de choses. Et ça, ouais, j'ai eu ma petite période, c'était intéressant. Ouais, la période Jam & Spoon, tout ça, c'était chouette, quoi. Donc là, il y a Actarus qui dit j'ai connu Fred un matin en 2013 sur le pont de à la sortie du bateau phare. Je peux pas dire comment, mais il peut te raconter, sauf s'il a l'autorisation. Alors, ouais. Tu racontes ou pas? Sinon, c'est une anecdote très glauque. Alors ça a plombé l'ambiance de l'émission. Oh putain, d'accord. Bon, on le racontera après alors. Ouais. Putain, ouais, c'est assez glauque. Bah s'il faut, on l'appellera Actarus. On t'appellera sur Messenger, il racontera lui-même. Et après, c'est comme tu veux. Après. Non, mais si ça va autant plomber l'ambiance. Ouais, non, c'est pas joyeux, quoi. C'était la pire soirée de ma vie. Et, on en parlera à la fin. Après, on en parlera, Allez, mais pas de après. problème, ouais. Garde-le, Actarus, relance-nous tout à l'heure. On parlera quand justement on sera au niveau des anecdotes de soirée. Les Bretons adorent Fred. Yes. Ben, il n'y a pas que les Bretons. Merci les Bretons. Merci Francky. Et donc du coup, le côté magasin de disques qui revient souvent, parce que toi, le côté DJ, c'est quelque chose qui t'a, parce que quand on te book, tu fais DJ. Ah moi je suis avant tout, je suis DJ. D'accord. Moi depuis que je suis gosse, je suis DJ. Comment alors voilà, c'est ça. Alors comment ça c'est parce que DJ avant il n'y avait pas de contrôleur, donc c'était obligatoirement vinyle. Comment explique-nous ça, raconte-nous cette période-là. Alors moi j'ai toujours voulu être DJ. Hein. Déjà à l'école, quand les maîtresses me demandaient tu veux faire quoi plus tard, je veux être DJ. Hein. J'ai toujours eu cette fascination, voilà, le côté synthé. Alors déjà. attention, parce que pour ta maîtresse, être DJ, on est d'accord, c'était disco mobile, non? C'était. Ouais, DJ généraliste comme on dit. J'adorais vraiment voilà, l'imaginaire, ce qu'envoyait le DJ, qui était un peu un marchand de bonheur, quoi. Faire danser les gens et tout. Et très vite, dès les années collège, ça commençait. Je m'amusais à compiler je faisais des mix sur cassette. Ouais. Avec mon cousin à l'époque, on enregistrait des trucs. Mixtape, comme on disait. Ouais, des petites mixtapes, cassettes et tout. Et dès que j'ai eu les moyens de me lancer, dès que j'ai commencé à travailler en fait, donc direct 2 MK2, 3 MK2. Oh! Ouais, direct. Et après, j'allais tous les week-ends claquer tout mon oseille chez Techno Import. Quoi, Techno Import? Ouais, Benjamin? Ah ouais. Le petit visuel là. Alors regarde, attends, est-ce que ça va marcher? Alors attends, parce que non, c'est le visuel, il est où c'est qu'il est? Il est là. Voilà, regarde.
Je le mets à l'écran. Donc là, t'as un petit. Il y a quand même des trucs qui devraient te rappeler. Est-ce que t'en reconnais quelques-uns? Alors, sachant qu'il n'y a pas tout. T'étais sur Paris, enfin, t'as toujours été sur Paris, enfin, sur la région parisienne, on est d'accord. Paris, ouais. Les Pingouins, bien sûr. Champ-Disque, Disco Parnasse, ouais, BPM Records, ouais, Techno Import, ouais, bien sûr. Donc Techno Import, il est là, hein, il est là. Je le vois tout à gauche. Techno Import. Ah, The Sound of the Underground, il y a marqué. Avec l'accent, comme tu le dis bien. Virgin Megastore. The Underground. Bien underground. Ça devrait être notre slogan, ça. Ah, c'était compliqué d'être DJ, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Fallait se déplacer, il fallait dépenser beaucoup d'argent. C'est clair. Et est-ce que tu avais des DJ qui t'influençaient? Parce que comment ça t'est venu l'envie de faire DJ en fait? Parce qu'il y a la musique qui t'a influencé, mais de là, si tu veux quand même à s'orienter sur DJ et en plus musique électronique, techno house. Bah, ça a été ma rencontre avec la techno. Ouais. Donc moi j'avais des goûts musicaux très très éclectiques, hein, donc j'écoutais un peu de tout, voilà, pop, dance music à l'époque, début des années 90. T'écoutais quoi comme dance, tiens, pour voir par rapport à moi? Ouais, bah, comme tu dis, technotronique. Pour moi c'est pas la dance music pour moi ça. Ça passait à la radio. Tout petit entre guillemets, le premier concert que j'ai vu de ma vie, je vais te le dire, c'était Culture Beat. Ah, ça, c'était la dance music. Ouais. je devais avoir je devais avoir 12 ou 13 ans et c'était au Palace. Et mes parents qui m'amènent au Palace et qui me lâchent là-dedans et c'était un endroit d'adulte quoi. Ouais, bah. Ouais, un petit. Et t'as vu la petite chanter Con and Mr. Rain. Con and Mr. Rain. Mon cousin, ouais, ça c'était mon premier concert, ouais, Culture Beat. C'est marrant ça. Et je suis tombé un soir sur. Vous vous souvenez sûrement aussi, à l'époque, MTV passait les nuits, la techno toute la nuit. Samedi soir. Ouais. Et Partizone. Partizone, ouais. C'est ça. Et un soir, c'était un mix de Garnier. C'était un mix avec les visuels de V-Form. Ouais. La cassette qui était sortie qui s'appelait Afters, je crois. Les images de synthèse, là. C'est ça, avec la vache. Et je suis tombé là-dessus. Les images de synthèse, les tourbillons, la vache et l'espèce de cyclope qui tape avec un marteau sur le rythme du beat. Et ce morceau-là, je me souviens, c'était Phosphène de Drax, Thomas Ekman. Ouais. Et là, ça a été complètement ouf, quoi. Vu qu'il est dans tes... Bon, celui-là, je pense que je peux le laisser sur Facebook, on risque pas grand-chose. Ça, c'est le morceau qui a changé ma vie, celui-là. Joué par Garnier avec le visuel, le cyclope qui tape avec le marteau. Alors je vais le mettre, je cherche là juste avant. C'est là ça? Le visuel? Bah oui, c'est vrai que nous, attends, voyons, on fait ça. Ah non, attends, c'était lequel tu dis? C'était V-Form Afters. C'était le Drax. Oui, alors j'ai le vinyle rouge, tu sais, parce qu'il sortait des collectors, j'ai celui-là, regarde. Le visuel du Drax, ça, ouais. Alors il y a Actarus qui dit Laurent Dumnaillet de V-Form qui avait organisé la Dimension sur Paris. Putain, j'y étais la Dimension sur Paris. C'était ma première grosse rêve, je crois. C'était l'équipe de Fabrice Gado, du Rex. Putain, c'était une soirée incroyable. C'est marrant parce qu'une fois de plus, c'est pas la plus connue de Drax. C'était il y a eu Amphétamine derrière. Il y avait l'autre qui était très excellent aussi, c'est sur la phase B aussi, ça dépend la sortie. Il y avait Phosphène et il y avait non encore d'un truc un peu psychédélique, je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Faudrait voir ce. Mais je lui ai raconté cette anecdote Thomas Ekman parce que bien plus tard, quand j'avais mon label, et il avait un studio de mastering, il faisait du mastering. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses les masterings de mon label. Et je lui ai raconté l'anecdote. Je lui ai dit, mec, t'as changé ma vie, quoi. Tes tracks. Et voilà, ça. Merci, ça lui a fait plaisir d'avoir une telle influence. Parce qu'il, ça fait combien? Donc du coup, ça fait longtemps qu'il fait du master aussi. Parce que c'est vrai que là, tu parles de Thomas Ekman. Thomas Ekman, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il fait des masters, quoi. Il fait pas que du mastering. Ouais, il fait du mastering. Donc depuis l'époque où tu as commencé ton label, donc depuis les années 2000, il fait du mastering. J'ai bossé avec lui sur les masterings autour de 2000, vers 2009, 2010 peut-être. D'accord. Je pense 2011. Ces années-là. Ouais, effectivement. Et cette petite mélodie là, j'adore, qui en boucle avec le kick drum.
Alors, Florent, il demande qui est Thomas Ekman. Thomas Ekman, c'est le gars qui a fait Amphétamine. Qui a fait ce morceau-là. Forcément, tu connais Amphétamine. Amphétamine, il a pas fait que ça. Hein. Il a une période où il faisait un son, une espèce de mixture entre techno, trance et acide, on va dire, pour aller très vite. Et moi j'ai acheté ses maxi quand de Purple Pléjade, c'était un pseudo qu'il avait sur Jack's Beat, ça sortait sur d'autres labels. Et c'était lui aussi. Et donc Thomas Ekman, Florent, tu peux y aller. Hein. C'est du lourd ce qu'il fait. Ah ouais, ça c'est. Je suis en train de le rechercher là. Il faisait des lives, je me rappelle sur Coda, je me rappelle d'un Kodak sur lui. Et tu voyais son setup, ils expliquaient son setup. Alors il y a eu 2 ou 3 TB303, MC202, SH101, TR909. Je vais rebondir là-dessus, parce que la suite de mon histoire c'est justement ça. Donc j'entends ce morceau avec le cyclope qui tape sur un marteau. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, dans un kiosque, je vois un Koda, magazine Koda avec en couve ce fameux cyclope. Ah, C'était le Koda numéro 8. Ah, mais je l'ai. Oh, putain, on a la pochette dans les archives. J'achète le magazine Koda. Excellent. Et c'est là où je plonge. Ah, donc c'est ça. Plongée dans la techno. C'est sur celui-là où justement tu vois son petit setup de live où il parle. C'était encore en noir et blanc. Je crois que j'ai le souvenir. Il y avait son interview et tu voyais une photo de son setup et de son live et c'était une photo en noir et blanc. J'ai le souvenir de ça. J'ai le souvenir de cette pochette, de cette couve. Ouais, le Koda 8 ou 9, avec ce cyclope. Après ça, j'ai acheté religieusement Koda tous les mois. C'est super que tu parles de ça parce que putain, on a dû en parler déjà, mais on écoute Amphétamine juste pour dire en fond. Hein. J'ai mis Amphétamine pour. C'est Amphétamine ça. Ouais, c'est bon, il connaît Florence, il a capté. Koda, c'était. Après, il y a eu Trax qui a eu son heure dans les années 2000 à faire des très bons trucs, mais Trax, ensuite j'ai acheté tous les. Voilà, Trax, c'est une période. En gros, c'était Koda, c'est les années 90, les dieux des années 90, et Trax a été les années 2000. Bon, et puis depuis maintenant, après, je sais plus trop, mais en tout cas. J'ai vendu il y a pas longtemps tous mes numéros de Koda. Ah ouais. Je les avais presque tous depuis le 8. Et tous les numéros de Trax également, que j'avais depuis le numéro 1 avec tous les CD sampleurs. Et tu sais qui m'a acheté les numéros de Trax ? Non. La rédaction de Trax. Non. Ils m'ont dit, mais on les a pas les premiers numéros. Ben oui, parce que c'est forcément. Je pense que dans la rédaction, la moitié, ils doivent même pas avoir lu un Trax qui doit dater, tu vois, de cette époque-là, quoi. Et je leur ai vendu tout ça. Et c'est passé par. J'ai une histoire aussi avec Trax, du coup, parce que. Donc, avec. C'est Koda. Là, j'ai tout appris avec Koda. J'ai commencé à acheter du vinyle, donc comme je te disais, techno import. Et à cette époque-là, j'étais très Jeff Mills. Donc, j'avais 3 platines. J'avais tout. Je les ai toujours chez moi. Hein, j'ai tous les Axis, Purple Maker. J'ai tous le label de Steve Bicknell, Lost, j'avais tous les Ben Sims, les Hard Groove, tout ça. Donc là-dessus, j'étais au taquet. Et j'avais envoyé, alors, vous vous souvenez peut-être, dans les premiers tracks, il y avait les pages playlists. Ouais. Ils mettaient les playlists des DJ. Et chaque mois, il y avait la playlist d'un lecteur. Et donc moi, un jour, j'ai envoyé ma playlist avec tes tracks que tu commentes, avec une petite phrase. Ouais, t'aimes bien ces tracks-là, donc c'était très Jeff Mills et tout, Chris McCormack et tout. Et suite à ça, j'ai reçu un appel, pareil, donc un autre moment qui a changé ma vie. C'était Michel Pilot qui m'appelle. Je sais pas si ça vous parle. Donc, Michel Pilot, il a été directeur de programmation chez Radio FG dans les années 90. D'accord. Là, lorsqu'il m'a contacté, il gérait une des premières radios techno, une des premières web radios, si ce n'est la première, qui s'appelait Technotuner, et il me dit voilà, je lance une web radio, ça me plaît énormément ce que tu fais, ce que tu proposes dans ce truc-là, ça me parle parce qu'il s'avère que je suis très ami avec Jeff Mills, c'est un de mes meilleurs amis, donc j'aimerais qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, je lui ai filé un mix, il a écouté, il a adoré ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ce fameux Michel, il m'a demandé où est-ce que j'aurais rêvé de mixer. Et comme n'importe qui, je lui ai dit, moi, j'aurais aimé le Rex, quoi. Et là, il a pris son téléphone, il appelle direct Fabrice Gado.
Il dit Fabrice, j'ai un mec avec moi, fais-le jouer, tu regretteras pas. Et quelques jours plus tard, je reçois un appel de Fabrice qui me dit voilà, j'ai un warm-up pour une soirée automatique, machin. Et j'y suis allé et bing. Ah, c'est fou, hein, c'est des fois, c'est une rencontre, voilà. ça se joue. Donc cette playlist sur Trax qui m'a amené au Rex, quoi. Actaris qui nous souligne que Michel Pilot est le fondateur du magazine Outsoon, dont on avait parlé aussi la dernière fois avec Jamensi. On avait parlé des magazines. C'est vrai qu'il y avait Outsoon pour les Belges, francophones et néerlandophones. Il y avait Outsoon, Koda. Après, il y a eu Trax. Après, il y a eu Tsugi, Tekyo. Mais c'était quand même Outsoon et Koda qui étaient. Voilà, il y avait que ça, quoi. Hein. Je veux dire, dans les années 90, c'était. Merci pour la précision, Actarus. Et donc, toi, t'as toujours été sur la région parisienne, t'as jamais bougé, parce que des fois, t'en as, ils sont nés là, ils sont partis, t'as jamais bougé, t'as toujours été. Tu penses que c'est un plus d'être dans la région parisienne quand on veut rencontrer du monde, que les choses aillent un peu plus vite? À l'époque, je pense que oui. Bah, oui, moi, ça me permettait du coup d'aller souvent au Rex. J'y ai un peu bossé aussi, bossé entre guillemets. Lorsque j'ai joué, lorsque Fabrice m'a appelé pour aller mixer au Rex et qu'il a vu que j'étais un féru de musique, j'étais vraiment au taquet sur tout à l'époque. Et il m'a parlé d'un fanzine qu'il lançait, donc pour les soirées automatiques, au lieu de faire des flyers, donc il avait carrément un petit magazine où il allait présenter les artistes qui venaient jouer, comme il y avait vraiment la crème des DJ qui allaient jouer dans les soirées automatiques. Et il m'a dit, Fred, est-ce que ça te dirait pas de gérer la partie rédactionnelle? Donc tu viendrais tous les vendredis interviewer tous les DJ qui viennent de Détroit, machin et tout. Et de faire les chroniques de disques qu'on reçoit, les amis, tout ça. Et tu l'as fait? Bah, j'ai fait ça, ouais, pendant quelques temps. Et donc des interviews c'était pas un taf, hein, j'étais pas. Des interviews en anglais. Je venais toutes les soirs automatiques, donc je venais le vendredi avec mon petit mini disque là, et un petit micro-cravate. Et les archives de ça, c'est où? C'est chez moi. Oh. C'est intéressant, dis donc. Qui t'a reçu comme artiste? Alors qui j'ai interviewé Qui j'ai interviewé? Vas-y. Oh là là, faudrait que je... Scan 7 déjà. Ouais. Ce qui est fou, parce que maintenant je sors un truc avec eux là. C'est des Anglais aussi, je dis pas de bêtises. Scan 7, non, ils sont de Détroit. C'est des Américains. Ah ouais, putain, j'étais persuadé qu'ils étaient anglais. Scan 7, Underground Resistance. Ah putain. Qui est-ce que j'avais fait? J'avais fait Oliver O. J'avais fait, je crois, Samuel L. Session que j'avais rencontré. J'étais hyper fan. J'étais comme un gamin quand je lui parlais. Tonio. DJ Tonio. Qu'on a reçu aussi. Parce que j'avais fait une chronique, je me souviens, il avait sorti un mix album qui était super chouette. Et je lui avais dit que j'avais beaucoup aimé le travail. Il y a pas mal de monde, hein, faut que je ça, alors on nous dit il faut que tu partages, oui, effectivement. Nous en plus qu'il y avait une approche de, si tu veux, de la musique électronique, plutôt historien, archiviste, que genre ouais, on s'éclate dans une soirée. Alors, on s'éclate dans les soirées, mais il y a un côté un peu éphémère, c'est vrai, dans notre musique, qui est un peu dommage. C'est dommage de pas graver dans le marbre un peu certaines choses. Mais oui, mais après faut que je vais voir ce que je peux retrouver, mais comme je t'ai dit, c'était sur mini-disque à l'époque, tu te souviens? Et archives papier, je les ai, les interviews, la transcription papier. Ouais. Maintenant, l'audio. T'as enregistré quand même, t'as enregistré. Tout était enregistré sur un mini-disque. Voilà. Maintenant, je crois pas avoir de fichiers. Ou si j'en ai avoir très peu. Quoi. Tu veux dire qu'il faudrait encoder tes mini-disques si tu retrouves tes mini-disques? On les retrouvera pas, à mon avis, les mini-disques. À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Mais je n'étais pas attaché à garder l'enregistrement. Moi, ce qui me plaisait, c'était une fois qu'il était sur papier. Oui, ça, je les ai gardés par contre. Les inétiques, ça s'appelait. Le fanzine des soirées automatiques. Les inétiques avec mon petit nom en bas de l'interview. Et ça, je kiffais. Les archives donc papier de ces trucs ont été scannés quelque part? Du fanzine en lui-même, tu vois? Parce que moi, par exemple, je me suis séparé d'une partie de mes codas et de mes tracks, mais je les ai encodés tous avant de m'en séparer. D'accord, ah ouais. Pour garder, pour garder tout classé. J'ai tout classé. Ah mais oui, tu commences à savoir comment on est. Donc j'ai tout classé, tout placé. J'ai un dossier codatant. Il y a toutes les images, il y a tout le truc. Et quand il y a un artiste qui vient comme Jérôme Pacman qui est venu l'autre fois, j'y suis allé chercher. J'ai ressorti l'interview du truc dans
Mais je verrai, mais je pourrais t'envoyer si je trouve des trucs. Faudrait que je fouille vraiment parce que du coup c'est On des archive, nous. ça Archive ici, ça ça besoin de pas. tu sais, on parle du début des années 2000. Là. Je vais faire une petite parenthèse. On avait interviewé Laurent Garnier, la première interview, et en fait, il y a un gars qui en fait avait une démarche, qui a une démarche un peu comme la nôtre, mais lui, il est vraiment fan de Laurent, et en fait, il avait. Salut Kevin, on a Kevin Churchill avec nous. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Ouais. Et donc, putain, Manu Chaman, en fait, il a la petite histoire, on l'avait raconté lors de l'interview de Laurent, c'est qu'en fait, il était fan de Laurent, il savait que Laurent gardait tout ce qui avait un rapport avec lui, c'est-à-dire les reportages, les archives vidéo, les mix, les interviews filmées, les cassettes, les mix, tout. Et en fait, c'était des cartons. Et tu es les gens comme ils sont, ils pensent à demain, il faut bouffer, on vit au jour le jour, on regarde pas en arrière. Et lui, il a réussi à convaincre Laurent de récupérer toutes ces archives, et il a dit, moi je vais tout encoder, tout classer, tout partager, parce qu'on peut pas laisser ça aux oubliettes, quoi. Tu vois, c'est de l'histoire. Ah oui. Et Laurent, qui marche au flair, a fait confiance, et il a bien fait, puisque Manu a tout scanné, encodé. Et il y a une chaîne YouTube, si vous voyez des archives de fous, vous dites c'est quoi ce truc, d'où ça sort, vous aurez 9 chances sur 10 que ça vienne de la chaîne YouTube qu'a créé Manu Chaman, où il y a les archives de Laurent, qui viennent des archives de Laurent. Et après, il lui a rendu ça. Et après, il y a le seul truc que Laurent n'a pas encore fait, et là, c'est nous qui avons mis une couche, c'était ses archives de mix cassette audio. Il y a un mur comme ça chez lui, de cassette audio. Et on a dit, il faut que tant pis, s'il faut, on le fait, tout ça. Bon, et petit à petit, il a commencé à le faire, notamment sur les soirées maximum. Donc, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. Donc, tout ça pour dire que c'est. Ça a une valeur historique, tu vois, tout ça. Parce que notre histoire, l'émission, elle est créée pour ça aussi. C'est faut archiver cette musique, des archives dans le rock, dans le rap, même qui est aussi apparu à la même période. Eux, ils ont ce qu'il faut en archive, il y a tout ce qu'il faut. T'as des reportages à gogo, voilà. Tu trouveras des reportages de musique électronique sur Arte, il y en a, hein, mais très peu par rapport aux autres courants musicaux. Donc nous, on est là, il faut archiver tout ça maintenant, parce que sinon après. Et la petite parenthèse pour l'émission de la semaine prochaine sur Christophe Piriou. Allez, on en parle. Ah, regarde, allez, je mets le fly. Mais là, c'est vraiment dans le sujet, c'est que il y a des gens qui se disent aussi un peu comme nous, ils se sont dit bon ben lui, il a carrément eu, on l'a connu après. Hein. Donc Christophe, je vais écrire un livre sur l'histoire de la techno. Donc c'est c'est des années 90 aux années 2000. Il a interviewé tout un tas d'artistes qui étaient pionniers. Merci Manu, merci Projet Parker pour Manu Chaman. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté la nuit. C'est ce soir, on s'éclate, c'est chouette. Il y a demain, je fais une date, on s'amuse, je prends mon cachet. Mais des fois, c'est bien de pouvoir prendre du recul et se dire que l'interview que tu as faite toi il y a 20 ans, des artistes que tu as interviewés, le jour où le gars décède, tu vois, c'est arrivé, c'est pour ça qu'on a eu des prises de conscience à ce niveau-là, c'est que ça part en poussière, ça disparaît. Et après, les gens qui viennent après, oui, c'était qui ? Et malgré que tu as Internet, tu trouves pas tant de choses que ça. Non, pas tant de choses. Donc c'est pour ça qu'on reçoit la semaine prochaine ce livre qui va bientôt sortir, donc Christophe Piriou. Hein. Voilà, donc comment la France est devenue électronique. Donc ça sera notre Radio Punch hors série 2. La première c'était sur le label Code QR avec Laurent Garnier et Scanix. Voilà. Et là on recevra Christophe. Soyez bien attentifs parce qu'il y aura des intervenants, dont peut-être certains qui sont déjà sur le chat. Il y aura des intervenants de luxe, on va dire. Voilà. Enfin, si tout va bien. Des pionniers, normalement. Des pionniers de la scène électronique de cette époque-là qui vont intervenir. Donc ça va être une émission intéressante parce qu'on va parler histoire, on va parler culture de la musique électronique. Voilà. Donc c'est vendredi prochain à la même heure, 21h30. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on parle aussi, tant qu'à faire, on y est. Allez, on y est, Jean. On reçoit aussi, je vous rappelle, le 22. Oui. Space 92. Si tout va bien, il descendra dans le studio. Donc, alias Math Minimal pour les anciens qui le connaissaient sous Math Minimal. Space 92 qui est son pseudo aujourd'hui et qui cartonne vu que ce monsieur est avec Popov, et même tout seul, mais avec Popov, Youmek, était il y a 2 semaines et demie encore numéro 1 en techno sur Beatport. Donc, c'est pas rien d'être numéro 1 sur Beatport. D'ailleurs, c'est une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été assez classé sur Beatport ? J'ai été bien classé sur Beatport. J'ai eu ma toute première sortie en tant que Captain Moustache, qui était le Mentally Naked sur My Favorite Robot Records. Allez, on va mettre l'extrait tant qu'à faire. Avec Chicks and Speed.
Alors attends, c'est sur la page parce que t'en as tellement fait toi aussi. Si c'est Captain 2020, Moustache, c'est 2020. C'est quoi le nom déjà? Mentally Naked. Alors, Mentally Naked, l'original, je cherche. Parce que j'ai le remix là, de Matteo Murphy. Et où c'est qu'il est? Il est là. C'est ça. Je vais vous mettre la photo, hein, tant qu'à faire. Et ça, du coup, c'est arrivé combien? Je crois que c'est arrivé premier de le classement indie des sorties. Le track seul, il est arrivé 8 ou 7, je crois. Et dans le classement des sorties, numéro 1. Alors l'histoire de ce morceau qui a un peu lancé le projet Captain Moustache, c'est que Andrew Weatherall l'a joué lors de son tout dernier mix à la radio et il est décédé la semaine suivante. Oh putain. Et donc c'était pendant le Covid? Je sais plus si c'était... Bah 2020 quoi. Oui, c'était pendant le Covid, je sais pas si c'est du Covid. Je alors ça ouais, ça c'est... qui est décédé, mais voilà, alors c'est le décès de ce grand DJ et ça a profité au final, ça fait une espèce de buzz autour de ce mix que beaucoup de gens ont écouté, voilà, avec émotion, avec un peu de regret et il y avait ce track là dedans. Surtout que c'est mélancolique, donc ça se presque, tu dirais que c'est presque comme si tu l'avais fait un hommage après, alors que c'était avant. Et tu vois, ce morceau a été posté sur YouTube sur la chaîne des yeux orange. Et en commentaire, c'était plein de Rip Andrew sous le morceau, quoi. C'est devenu quelque part un morceau hommage malgré lui. Ouais, c'est ça. Parce que c'était le morceau mélancolique de son dernier set, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez. En plus, c'est vraiment mélancolique, quoi. C'est. Ouais, c'est étrange parce que du coup, il y avait cette tristesse qui était mêlée à cette joie du fait que le morceau fonctionne et que je sois joué par Andrew Weatherall. Parce que du coup, moi, quand j'apprends ça, je fais un set. Putain, mon morceau, il est joué par Weatherall et quelques jours après, décès, quoi. Brutal. Le destin, comme quoi des fois. Non, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu avant, c'est que t'as on se rend pas trop compte en quoi qu'on est immortel, tu sais, on avance, on vit l'instant présent, il faut. Hein. Mais c'est vrai que t'es là, tu dis, ça y est, il est mort. Donc en fait, si on voulait lui poser une question, si on voulait savoir un truc, on peut plus, quoi. C'est fini, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés récemment d'ailleurs. Et ces DJ-là, ça fait pas. C'était une encyclopédie, quoi. C'est des DJ qui ont des sacrées histoires. Et du coup, ce track-là, avec cette histoire, lorsque j'ai sorti mon album sur Bedrock, donc j'ai demandé à John Digweed, j'ai dit j'aurais aimé sur l'album mettre un morceau déjà sorti. Je lui ai parlé de ce track-là, j'ai dit voilà, j'aurais aimé que ce morceau ait une deuxième sortie sur Bedrock, avec vraiment une audience très forte. Parce que je lui ai raconté l'histoire de Weatherall, ils sont tous les deux anglais, donc ils se connaissaient très bien. Il m'a dit Fred, ça me ferait très plaisir de ressortir ce morceau sur Bedrock. Oui, non, mais c'est. Ouais, voilà. C'est, alors, il y a Olive et Nico qui disent qu'il y a une super vibe. Ils ont employé le même terme tous les deux. C'est rigolo. Super vibe sur ce track. Ah, il y a Titi qui dit que ça fait penser à du modèle 500. Mais c'est vrai que dans. Alors, le projet Captain Moustache, ce qui est intéressant, je trouve, c'est là où je voulais parler de ton son. Là, on fait un peu différemment. On n'est plus dans la chronologie, mais parce que c'est très intéressant, j'ai envie d'en parler. Il y a plusieurs influences. J'ai pas tellement envie de les nommer. Moi, d'habitude, j'aime bien nommer les choses. Mais on sent en fait à pareil, tu sais, c'est comme sur un camembert. Il y a tant de, tu vois. Donc il y a de. Allez, on va. Tant de Détroit, tant de space disco, tant, tu vois, de un peu un côté pop, tant de ci, de ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même dans le projet Captain Moustache une vibe en partie, parce que c'est pas du 100%, c'est ça qui est intéressant aussi. Une partie de vibe de Détroit, tu dirais un peu, alors si je vais très vite, mais un peu comme si Doppler Effect s'était enlevé tout le côté dark, chelou et conceptuel pour aller plus dans quelque chose de un petit peu plus mélodieux. Ouais, c'est ça, parce que comme je te dis, j'ai des influences diverses et variées, assez riches. Et quand j'ai commencé la production, je me suis éparpillé dans plein de choses différentes, beaucoup d'expérimentation. Et lorsque j'ai fait Captain Moustache, j'ai voulu vraiment resserrer tout ça et me concentrer sur mes
mes influences primaires, on va dire, vraiment ce qui me plaît plus que tout, qui était voilà le son de Détroit, l'électro-clash, cette période-là qui m'a assez marqué aussi. Eh ben, écoute, là du coup c'est très intéressant, j'aime bien que les émissions se déroulent pas comme que sont toutes différentes. On est parti dans le présent et là on repart dans la trame. Justement, on était sur Drax et tout ça, donc quand on parle des choses qui t'ont influencé, je parlais de ça. Tu vas être encore obligé à... Parce que bon, moi je suis un fan inconditionnel de Doppler Effect enfin Doppler Effect. On va lui mettre quelques extraits après, j'ai obligé, hein. On est obligé de se faire. Ça, c'est le haut du panier là. Doppler Effect, c'est juste un concept de Gérald Donald, entre autres, il en a fait tellement que on pourrait. Mais cet album là qui est sorti sur Gigolo, c'est un des meilleurs albums pour moi de. Pareil, pour moi c'est un des meilleurs albums qui a été fait. Il n'y a pas un morceau à jeter, c'était. Ça envoyait, c'était différent parce que fallait électro. Moi, tout le monde ne le faisait pas. Moi je l'ai découvert au magasin de disques Penguin. Nicolas Guerrier qui est là sur le forum était dans un groupe de fusion métal électro à l'époque. Et on allait le voir en concert parce qu'il gagnait des concours et tout ça, c'était fun et tout. Et je me rappelle, il jouait à Montpellier au Rockstore. Je dis, Rockstore, je vais aller au Penguin. Je vais au Penguin, j'étais un des rares à l'époque à écouter de l'électro, que j'appelle la vraie électro, tu vois. Direct Beat et compagnie, de l'électro. Il y en avait beaucoup parce que ça, c'était pas la mode, c'était la mode à l'époque hard techno. Et je vois ce truc, je suis là, tout noir avec la faucille et le marteau là. Et j'écoute. Et là, je prends une giflasse. J'achète le truc tout de suite. Je dis, mais personne ne le veut. Non, je sais pas. C'est non, pas trop, non. Et je me suis aperçu qu'il y avait un 45 tours dedans, mais peut-être 2 ans après. C'est-à-dire qu'il y a 2 en fait dans l'album. T'as 2 LP. Et t'as un 45 tours. D'accord, ça je savais pas. Et un jour, je sais pas, je le punch un peu plus, tu vois. Hop, il y avait le 45 tours. Je crois que j'étais avec toi. Ah, c'est possible. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qu'on a acheté parce qu'on faisait beaucoup de trocantes, tu sais. Ouais. Vous avez dû tomber dedans, tu sais. Ah non, pas du tout. Et c'était, je crois que c'était la face A et la face B, c'était Master, non pas Master Organisme, c'était Race Superior Race, je sais pas quoi. Bon allez, on va se faire quand même. Il y en a un qui dit que t'as un look qui te fait penser à Dimitri Framparis. Ouais. Je ne sais pas s'il va bien le prendre. Bon, pourquoi c'est pas, il est très bien Dimitri Framparis. Ouais. Alors Fred, Jean-Bruce est fan de Doppler Effect et forcément quand on est fan, qu'est-ce qu'on fait? Les bootlegs. Allez, petit extrait, on l'a déjà passé. Ah ouais mais c'est quelle version? C'est pas la dernière, mais bon, manière de voir, c'est pas la dernière. Ah ben ne le mets pas. Bon attends, je vais mettre la dernière, elle est juste là. Ne mets pas, c'est. Alors, attends, on va mettre la dernière, attends. Ah je la passerai de dimanche. Bah bien sûr qu'on va y passer dimanche, j'attends que ça moi. Allez, attends, je mets la dernière version là. C'est la richesse du son de Détroit quoi. T'as aussi bien UR que Doppler Effect. Ouais. C'est... Et ce qui est rigolo. Alors normalement Michel l'a joué à la Gigolo Night, on est d'accord. Il vous a dit qu'il l'a joué. Hein. Il a dit les gars, je vais vous le jouer à la Gigolo Night. Bah après ce qu'il a fait, je sais pas. Mais quand on lui a envoyé, il a demandé, monsieur a demandé une version spécifique pour Michel lui. Michel Ziecker. Oui, Ziecker, ouais. Derzy Clous, c'était Derzy Clous ça que j'ai envoyé. Ah c'est pas Derzy Clous et. Non mais tu peux laisser ça. Ouais. Et le Derzy Clous, il est là. Ouais, j'ai pas la version. Ça faisait longtemps que je voulais que Michel me dise c'est super. Ah bon, ça va. Il me dit que c'est super, ça fait plaisir parce que ça faisait moins que j'attendais qu'il me le dise en fait. Ouais, je m'amuse à faire alors ça c'est un remix de Master Organism. Et après on va mettre le Derzy Clous. Je m'amuse à faire des bootlegs et des reworks j'en ai plein, j'ai rien sorti encore mais ça va. On va les sortir d'une façon ou d'une autre. Non, c'est les exclus à chaque fois qu'on le passe. On le mettra pas en entier forcément parce que désolé, si on parle par-dessus, on pourrait pas le jouer. C'est fait exprès. Toi, comment t'as découvert Gesamtkunstwerk? Tu l'as, je sais pas, tu l'as découvert comment toi? C'était lorsque la période Gigolo est arrivée. Hein. Donc avant ça, j'étais très très techno de Détroit déjà, mais plus la partie UR, Jeff Mills. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, une anecdote qui va vous plaire, ce fameux Michel Pilot qui m'avait contacté suite à que j'ai rencontré, qui m'a proposé qui m'a mis en relation avec Fabrice Durex. Ouais. Et dans la foulée, il me dit tiens justement, tu sais moi je suis très ami avec Jeff Mills et là il va bientôt jouer au Queen, il fait une soirée
pour lancer sa marque de vêtements, donc une soirée spéciale Jeff Mills, et il va faire un set disco. Donc il jouera pas de techno. Est-ce que ça te dit de venir ? Ok, avec plaisir. Donc là j'étais tout jeune, hein. Je sais même pas si j'étais adulte, je devais avoir si peut-être 18 ans. Ça devait être en 99. Par là. Et donc je le rejoins à l'entrée du Queen. Il m'attend avec Max de Fun Radio, l'animateur. Max animateur. Voilà. Et je suis un grand fan d'ailleurs. Et il me dit il y a Mad Mike d'Underground Resistance qui est là. Voilà, il veut pas rentrer avec nous parce qu'il veut pas rentrer en VIP, il veut faire la queue et payer son ticket. Ouais, mais c'est marrant, t'es pas le premier à me dire ça. Il y a pas que lui d'ailleurs. Souvent les Américains quand ils sont venus, ils faisaient la queue et que les gars allaient chercher de la boîte à chaque fois. Mais non, mais attendez, rentrez. Et puis non, nous on est là. On en parlait avec Jamensi la semaine dernière. On en avait reparlé avant. T'es le troisième à nous faire la même chose. En tout cas, voilà, là j'ai vécu ce moment-là, ce jour-là, et voilà, c'est l'histoire. Donc lorsqu'on se retrouve à l'intérieur du Queen, donc j'étais dans la zone VIP, du coup, avec Michel, Max, ils étaient à une table avec d'autres personnes, et moi j'étais tout seul à une table il y avait mon cousin, je suis venu avec mon cousin, et là à ma table s'assoit Mad Mike devant moi, donc une petite table ronde comme ça, il y avait mon cousin, moi, Mad Mike et un gars avec lui. On s'est pas adressé la parole, on s'est pas dit un mot. Moi j'étais là devant Mad Mike, je tremblais quoi. Et qui était pour moi avec Jeff Mills, c'était les dieux absolus de la techno. Et voilà pour l'histoire. Ma rencontre avec Mike cool, Banks. Et là on entend le dernier bootleg de Jean. C'est celui-là que Michel normalement a passé. Je sais pas si t'aimes Fred, mais voilà. Petit bootleg de Doppler Effect qu'on te donnera bien évidemment. En exclu. Voilà. Ça marche, avec plaisir. Ouais, je te les enverrai si tu veux les jouer ou quoi. Ouais. J'en ai fait pas. Pour l'instant, c'est que pour comme ça, donner comme ça. Hein. Après, on verra si on. Et alors après, il y avait aussi, pareil, cette époque électro, parce que l'électro, il y a eu cette période de fin des années 90 qui était quand même intéressante au niveau électro. Il y a eu une espèce de vague avant l'électroclash, tout ça. Hein. Ouais, IF. Alors ça, c'est plus européen. Hein. Ouais. La scène hollandaise. Voilà. Alors c'est marrant parce que t'as le logo de Joachim Garraud, je sais pas si c'est une coïncidence dessus. Le petit Space Invader là. Ah non, ça doit être une erreur alors, parce que c'est le nom. Ouais, c'est une erreur, je pense. Ah non, mais non, pas du tout, c'est pas une erreur. Ouais. C'est que c'est le logo du jeu vidéo et que Joachim a récupéré après. Space Invaders. Il l'a récupéré après. Il en a fait un jingle. Un logo, je veux dire, Joachim. Ouais, c'est devenu son truc. Quoi. Ouais, c'est devenu son logo. Ouais. Je sais pas comment il a fait au niveau des droits d'auteur. Je crois qu'il avait pas eu le droit à un moment et après. Il y a eu une embrouille. Ouais, une embrouille. Je crois qu'il l'utilise plus maintenant. Je crois qu'il l'utilise plus. Ouais, je crois que c'est fini parce qu'ils ont refait. Ouais. Oui, parce que c'était le logo de. Bon, ça t'as pas connu. C'était parce que c'était des jeux de, je crois, des années 70, quoi. Space Invaders. Après, il était connu. Après. L'Atari, si j'ai connu. Si. Moi, je suis à la génération Nintendo, mais j'avais connu quand même l'Atari de loin. Une histoire avec les jeux vidéo commence vraiment avec la NES, quoi. Que j'ai toujours chez moi, j'ai un musée du rétro gaming à la maison. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Attends, j'ai la NES, j'ai toutes les Sega, toutes les Nintendo. Ah ben je te ferai l'interview génération X, parce que toi t'es juste à la Neo fin. Geo. Ah ouais. La Rolls. On a un ami à nous qui collectionne tous les jeux de Neo Geo. Ah oui. Ah ouais. C'est cher les jeux de Neo Geo. Ouais, mais il les collectionnait à l'époque où il trouvait des lots. Wow. Il achetait des lots. Tu te rappelles? Ah oui, et puis il collectionne pas ça d'ailleurs, il collectionne toutes les consoles en général. Vertrex, il a aussi, je crois, il collectionne les Vertrex. La ColecoVision. Surtout ColecoVision, mais surtout Neo Geo. C'est beau ce track là. Ouais, il y a eu de très très bons morceaux électro européens aussi. À 97 quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais c'était à cette époque 97-99, il y a eu beaucoup de bons trucs électro. Ouais. Moi, j'achetais plus de techno à l'époque. Que personne jouait dans le sud, mais bon. Ouais. Mais nous. C'est pour ça que moi j'étais content parce que quand j'allais chez Gilles le Gamin ou au Penguin, les morceaux électro, tu les trouvais, hein, parce que les gens ils achetaient pas ça. Enfin, dans le sud, je dis attention. Ouais, on parle attention, s'il y a des Parisiens, des Lyonnais, non, on parle de nous dans le sud. Donc il y a eu la période électro, et puis après. Effectivement, il y a eu ce qu'on appelait, alors ceux qui ont été les acteurs de ça, ils aiment pas trop ce terme, mais bon, il faut bien donner des noms. L'électroclash, parce qu'on ressent des influences de ce style
justement, si on pouvait dire que dans ton concept, il y a une petite partie électro-clash, on va dire. Bon, complètement, hein, moi je suis à fond nostalgique de cette période qui a été peut-être la période la plus riche de la musique électronique, hein, globalement, qui a été assez courte mais super intense. Voilà, Miss Kitty, Nazy Hacker qui l'ont vécu. Ouais, Gigolo, pour moi, c'est l'âge d'or de Gigolo, c'était quelque chose de grandiose. Ouais. Bah, c'est grâce à lui qu'on doit Vitalik, le Poney EP, on pourrait en citer tellement, David Carretta, de toute la bande. Et ça avait mis un peu la scène française sur le devant. On était sur le devant de la scène et merci Helmut. Et ouais, Vitalik, c'était colossal. Hein. Pareil, alors encore une fois, c'était sur un mix de Laurent Garnier. Garnier, grosse influence, hein, en continu. Et je l'entends jouer en fin de set. À l'époque, il avait son... J'ai peur qu'on soit striké sur celui-là, je le zappe de Facebook. Son site internet, là, et c'était avant les réseaux sociaux, et du coup, il communiquait avec... tu pouvais lui envoyer des messages, il te répondait, il passait des mix. Alors, je sais plus c'était quoi le site. Il avait un truc comme ça, et moi j'écoutais religieusement ces mix, et on parlait et il répondait. Ah, je vois pas, peut-être Benjamin, lui, pourra se rappeler de ce site à l'époque où voilà, de quoi on lui envoyait des messages, Laurent Garnier, et il répondait. Et bref, je l'entends à la fin d'un mix, j'entends ce track de Vitalik, et c'était c'est pas le plus connu, Vitalik, c'était le Poney 2. Ouais. On va le mettre, hein. Tu l'as mis dans la liste, je crois. Poney 2, quoi. Et, Ah, le 2. Ouais, le Poney 2. Si, c'est par 2, hein, que t'as Oui, c'est mis, le par 2, ouais. Celui-là. Alors je le remets un tout petit peu sur Facebook, mais j'ai peur qu'on soit coupé. Qui n'a pas eu ça à l'époque, ce vinyle que je mets là? Qui n'a pas eu ce vinyle dans les mains? Que moi j'ai 2 fois. 2 fois, c'est tout. Putain, des fois tu l'as. Je l'ai 3 fois, ouais, voilà. Mais je l'ai 3 fois, 2 fois comme ça, et la version masterisée, tous bien sûr signés par le maître lui-même. Et j'entends ce morceau-là, et je dis, donc il n'y avait pas Shazam, il n'y avait rien à l'époque, donc j'envoie un message. Laurent, c'est quoi ce track de ouf, quoi? Et il répond, Vitalik, Poney EP. Il a dû jouer avant que ça sorte, et là pour moi c'était une révolution, parce qu'on était habitué à de la techno, techno Détroit, techno club, très, très loop, quoi, au final. Et là, surtout à l'époque, oui, c'était beaucoup des boucles c'était le rouleau compresseur. Ouais, c'est ça, oui, complètement. Même moi je jouais, ça tournait. Et là j'entends ce son complètement décomplexé, mélodieux, avec de la distorsion et tout. Oui, de la mélodie. Ouais, de la mélodie et de la distorsion. Ouais. Parce que c'est ce qu'il aime, Vitalik, c'est triturer, distordre, faire des trucs qui n'existent pas, et de la mélodie. C'est ça. C'est sorti comme ça. C'est fou de sortir, on en a déjà parlé, un EP où les 4 morceaux ont été des tubes. Ouais. Les 4 morceaux ont été des tubes. Qui peut se vanter d'avoir sorti un EP où les 4 morceaux ont été des tubes à tour de rôle? C'est-à-dire que, on va pas tous les citer, la rock est dessus, il y a quand même la rock, enfin vous le voyez sur le disque, hein. La rock, on prenait par 1, par 2, enfin c'est quand même une tuerie, quoi. Et les versions live qui jouaient à l'époque avec son truc, tout le monde tombait par terre, hein. J'ai des souvenirs de live de l'époque du tout début de Vitalik, en 2001, un genre qui se rappelle, où il y avait un Allemand, là, je sais pas quoi, un touriste là qui était là, il était devenu complètement fou là, un moustachu, je sais pas si tu te rappelles, qui sautait partout. Vrai, genre, tu sais, genre un couple qui était avec leur gamin, un couple de touristes, et le gars il a pété un câble complet. À croire qu'il a découvert la musique électronique ce jour-là. On se dit, mais c'est quoi ce truc là? Et c'était le live de Vitalik. Et bon, c'était pas le seul à sauter en l'air, hein, mais c'était aussi. 2001, tu te 2001, rends compte, 2000, ouais. On a les photos, un jour on les partagera. Ouais, les partagera. Mais quand on recevra Pascal, on va bien recevoir Pascal un jour. Ben oui. Sur Discogs, 5632. Ah non, mais tu peux y aller. Hein. Ça a été vendu, c'était un gros succès. On en avait parlé, je crois, avec The Hacker on avait parlé à DJ. Bah, je crois que c'est la plus grosse vente de. C'est la plus grosse vente de Gigolo. Hein. Des centaines de milliers de copies. C'est la plus grosse vente de Gigolo, hein, si je me trompe pas. Hein, à moins que si quelqu'un peut courir, mais il me semble que c'est. On nous l'a dit. C'est la plus grosse vente de tous les temps de Gigolo. L'histoire c'est mal fini. Un jour peut-être que Pascal nous l'expliquera. J'ai pas tous les détails. Mais bon.
En tout cas, ça l'a mis sur le devant de la scène, le Vitalik. Dès qu'il est passé de Dima à Vitalik, c'est grâce à cette EP. Et puis, bon, ça a enchaîné. Et là, pareil, les dates, tous les week-ends. Alors là, c'était peut-être même pas tous les week-ends. Un jour, il nous en parlera. Il tournait 2 ou 3 fois par semaine, carrément. Enfin, c'était mérité. Il a une période magique à ce moment-là. Enfin, tout ce qui sortait, c'était brillant. Ah oui, ouais. Tous les remixes, que j'ai tout là derrière. Demon, Balls, The Hacker. C'était de la magie à chaque fois. Elegia, ouais. On peut tous les citer. C'était Dima à l'époque. Le remix de le Slam fabuleux. Qui était énorme. Il y a Mr. Paps qui dit qu'il préférait Dima. Bon, écoute, je dois l'avouer moi aussi. C'est pas le même style. J'ai toujours été plus sensible au style de Dima que de Vitalik. Mais ça, c'est un truc de goût personnel. Hein, y a rien de... Au début, je trouvais pas trop de différence. Parce que tu vois, ce qu'on vient d'entendre, si t'écoutes le remix d'Ima qu'il a fait pour The Hacker ou le Balls Dima remix, on est dans le même style. Il y avait des prémices, on est d'accord. Ouais. Mais quand même, après, le Dima. Mais c'est le Dima du début, c'est-à-dire les 2 premiers EP, je crois. C'est Dima qui remix Manu le Malin. Tout ça, ouais, c'est clairement de la techno dure avec des gros arpèges. Moi, ça me parlait. Le Dima fuckeristique, ça m'a complètement mis une gifle. Moi, Vitalik, je sais que c'est un génie, tout ça, c'est super, mais c'est vrai que ça me touche un petit peu moins que Dima. Mais ça, c'est juste une histoire de goût personnel. Et après, dans la même époque, parce qu'il y a aussi. Oui, notre ami canadien. En parlant de classique. Tout ça, c'était sur. Alors, je mets quelques secondes sur Facebook parce que celui-là, pareil, ça va striker dur. Pareil, c'était gigolo, c'était beau. Ouais, non mais c'est vrai qu'il y a Tiga aussi. Hein. C'est grâce à Gigolo. Hein. Et Yuri Konen avec Zintarius. Ce morceau est tellement énorme. Attention sur Facebook, je vais le zapper. Hein. Donc désolé. Hein. C'est une reprise, mais ouais, c'est. Ouais, mais bon, c'est une très bonne reprise. Faire la reprise à l'original, ouais. Ça arrive des fois. La pochette et tout. Il y a Olive qui pose une question, je crois que j'arrive pas à la comprendre. Quel morceau il a produit? Je sais parce que là, si je lis là, il y a quelques mots que t'as pas. Quel morceau il a produit? L'a mis le plus sur la lune. Quel morceau m'a mis le plus sur la lune? Ou que j'ai produit? Que t'as produit toi ou que quelqu'un d'autre a produit? Là, c'est pas clair ta question, Olive. Allez, Olive, reformule. Je pense que j'ai à peu près compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a lancé vraiment, qu'il l'a mis sur le devant de la scène? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Confirme-moi si c'est ça, Olive. Tu parles plus le Olive comme moi. C'est bien, tu te débrouilles bien, Olive. Qui m'a mis sur le devant de la scène. Allez, je remets vite fait un peu quand même pour les gens parce que j'avais l'intro, voilà, c'est celui-là le morceau de Tiga, voilà pour ceux qui sont sur Facebook. Ah, quel est le morceau qui t'a mis le plus sur le devant de la scène? Le morceau qui t'a donné. Et toi, j'ai compris. Ah ouais. C'est toi. J'ai compris en t'écoutant toi, lisant le. Donc qui t'a fait avoir le premier succès, ton plus gros succès. J'ai pas de super tube, hein. Moi je suis pas Vitalik ou. Ouais, mais bon quand même. Si, t'as fait des. On va en mettre un après. On va dire que le track qui a fait parler de moi, c'était c'était un contest en fait. C'est Laurent Garnier qui a fait son contest lors de la sortie de l'album Cloud Making Machine. Et donc j'ai participé à ce contest. Il y avait 300 et quelques participants. Ah, quand même, il faut le dire ça. Et je gagne pas ce contest. Le vainqueur sortait sur le vinyle, sortait sur Fcom quoi, aux côtés d'autres remixeurs. Et il est là, il est prêt à partir. Nous dit-il avec toute avec une voix feutrée et toute humilité. J'ai fini deuxième, je crois, donc j'étais quand même bien dégoûté. Et quelqu'un un jour m'informe avoir vu Garnier, je crois que c'était au Sonar, jouer mon remix. Donc j'apprends ça, c'était compliqué à l'époque, là on parle d'une période, il n'y avait pas les réseaux. Exactement, il n'y a pas Insta, tu peux pareil, j'ai ça y est, merci. Pour savoir qu'on te l'a joué, c'est bien. On me dit, il a joué ton remix, je t'assure, c'était énorme et tout. Donc j'apprends que Garnier joue le remix que j'ai fait. C'est celui-là hein, qu'on écoute. Ouais, et je voulais en faire quelque chose ce remix parce que j'étais vert que du coup ça sorte pas, lui le joue. J'ai fait un remix pour Garnier qu'il joue, qu'il aime bien. Faut faire quelque chose. À ce moment-là, j'étais en train de. C'était plus le moment où je lançais mon label à l'époque, avec Nicolas Chénard, donc Absolute Freak Records. Et je me dis,
je vais demander, qui ne tente rien à rien, je vais demander à Eric Morand et à Garnier s'il serait ok que je sorte le remix sur mon label. Donc pas pour me faire de la thune, j'envoie un message, un mail à Eric Morand, je dis voilà, je lance un label qui s'appelle Absolute Freak, hein. J'ai fait le contest, je lui explique l'histoire, j'ai appris que Laurent aimait mon remix et qu'il le jouait. Donc j'aimerais le sortir, mais vraiment voilà, une édition spéciale, donc ce serait un vinyle avec une face unique et en édition limitée. On en presse 200, pas plus. Ah ouais. Allez, je mets le disque À quand l'époque même. de ça, c'était vraiment pas beaucoup. Regarde, je l'ai mis, c'est celui-là. C'est celui-là exactement. Combien il vaut sur Discog là, genre vous J'ai avez pas, regardé j'ai pas fait attention, j'ai pas radé. J'ai écouté, j'ai pas radé par contre. Regardez. Là, je suis curieux là. Et Morand me répond, bah ok go, Laurent est d'accord, on fait le vinyle. Par contre édition limitée, voilà on fait comme t'as dit, ça nous convient très bien. Et je me rappelle à l'époque du coup le distributeur hein, c'était Topplers donc DJJ. C'était notre distributeur à nous aussi au début. Il y a là qui me dit Fred, le vinyle il est parti direct, il faut represser absolument. Je dis ah non, on represse pas. Mais machin, non. C'est un deal et c'est bien que ça sorte comme ça. C'est Jérôme voilà. Viala, non? C'est ça, ouais. Si, Jérôme. Ouais. D'accord. Il est chouette, Jérôme, on lui fait Ouais. un coucou. T'es très actif, très actif ce Jérôme. Oui, toujours, hein, qui a son label Ouais, Technorama, ouais, qui fait ses soirées. Il faisait des. Je me rappelle, il nous distribuait et puis même on avait eu dans Tsugi, il faisait des chroniques. Oui, oui. Et il nous avait fait des chroniques dans Tsugi. C'est le seul qui nous ait jamais fait une chronique dans un magazine, hein, donc merci à lui. Et c'est vendu une fois 30 €. Voilà. J'ai été vérifié. Mais il y en a combien qui le 54 qui le veulent. D'accord. Il n'y a que 55 kilos, donc ça veut dire Ouais, qu'il y en a donc 150, c'est vrai, on sait pas où c'est. Bah, on me le demande souvent, hein, mais je le donne plus. J'en ai donné pas mal à un moment. Bah, Et après je t'en crois as plus. qu'il me reste plus que 2. Ben voilà. Ah, attends, on peut peut-être échanger. On va discuter. Ben, Laurent là m'a envoyé un message en me disant tu voulais, parce qu'il sort un exemplaire à 50, on en a parlé pendant l'émission Code QR, et il sort une édition très limitée à 50 exemplaires. Alors Oui. désolé pour tout le monde, c'est sold out, hein, c'est sold out, entendu, et ils a pressé au laser. un Et la truc cher, personne, hein. ouais. Et là il m'a envoyé un mail en disant tu me l'avais demandé, bon t'en as un de côté. J'ai fait yes. Bon je le perds et attention, il va pas m'offrir parce que c'est quand même, il y a beaucoup de frais en plus, mais c'est bon, j'en ai un de côté pour moi et j'attends de recevoir le lien pour le commander. Pistonné. Par la techno, t'as vu, hein, c'est que ça. Hein, Ouais, c'est ouais, pistonné. ouais. Mais bon, écoute, ça. Je vois Très sur bon remix, ça, Discord, je l'avais pas autant écouté. en wantlist qu'en collection. Ouais, il est limité, il n'y en aura pas plus. Et puis de toute façon, derrière. Écoute, moi, le label. Et alors, on a parlé du DJ. On a parlé de tes influences. Les premières machines, quand t'as voulu commencer à faire toi de la musique, t'as commencé avec quoi? Alors, moi j'ai commencé avec une grosse bécane. C'est ma mère qui me l'avait offert. Le Je me maître souviens, c'était dans mon Matos. adolescence, elle s'était saignée pour m'offrir ça, quoi. Moi j'étais obsédé, je voulais que des machines. Enfin, je voulais me faire de la musique. Hein. Et c'était à l'époque où tout le monde voulait s'acheter un scoot. Et non, moi je voulais pas de scooter, je voulais un synthé. Et c'était un Yamaha QS300 qu'on appelait le Rêve Baby, et qui était. Alors, je te mets des exemples là sur l'écran. Non, j'ai pas. Non. Là, c'est que. Non, vraiment mais du- voir si ça lui parle, s'il y en a certains qui lui parlent. Et Tu l'as déjà c'est un truc qui coûtait super cher, et que ma mère c'était difficile, elle m'élevait seule, avec mon petit frère et tout. Et un jour j'arrive à la maison, elle me dit bah tiens, cadeau. Et là, énorme carton avec ce magnifique synthé. Et c'est comme ça, j'ai appris, j'ai bidouillé. Pendant 1 an ou 2, j'étais tout mon temps, c'était sur cette machine en train de pianoter, de bidouiller un peu. Après, bon, c'était assez limité hein, pour faire des vraies productions, mais c'est là-dedans où c'est là-dessus où je me suis entraîné, on va dire, quoi. Tu t'es fait la main. Ouais. Et après, ouais, j'avais acheté un sampler. Tout le monde disait qu'il fallait un sampler, le Akai. S3000, Ouais, un truc comme ça. Et en fait, non. Ah, c'est pas- lequel qu'il y a là? pas du tout mon truc. S950. C'est le S950, oui, t'as mis le Ouais, S950. non, ça, je bosse. Ouais, je suis pas sampler, quoi. Je préfère créer mes sons et je suis pas sample du tout au final. Mhm. Et non, et c'est lorsque j'ai eu un ordi avec
D'ailleurs, il est là dans le live, celui qui m'a monté mon premier ordi, qui est David Alexandre Laforest. D'accord. Et c'était lui, s'il nous entend, qui m'avait monté mon ordi. Et après, FL Studio, le 3 ou le 5. Et pourquoi FL Studio Comment FL Studio? Comment FL Studio? Parce qu'il y a toujours une histoire, si tu veux, quand tu utilises un séquenceur. Il y a quand même pourquoi Cubase, pourquoi Logic Audio, pourquoi Reason, pourquoi Ableton Live, pourquoi FL Studio? Je crois que à cette époque-là, déjà, il n'y avait pas Ableton, ça c'est sûr. Oui. Et je crois que j'avais testé Cubase. Et ça ne m'avait pas plu, quoi. J'avais testé Logic aussi, Logic Audio. Ouais. Et. C'est pas très intuitif. Ouais, c'est pas intuitif, exactement. Ça, c'est sûr. C'est ça. C'était trop long pour aller. Comme les machines, au final, c'est le truc qui me plaisait pas trop. C'était que, voilà, parfois, ça mettait trop de temps. Quand moi, j'avais besoin d'aller à l'essentiel, j'ai une idée, il faut la mettre en œuvre rapidement. Déjà que c'est déjà assez long. C'est un travail de mixage, d'effets pour. Ouais, pour le mixage en lui-même, ça ouais. prend. Une fois que tu as fini le morceau, ou même pendant que tu fais le morceau, c'est déjà long. Fréquence donc, sur chaque son. Si en plus il faut passer par 50 chemins pour aller chercher le son que tu veux, non, c'était pas. Et je sais plus comment j'ai essayé FL Studio et ça m'avait plu, quoi. Comme tu dis, c'est intuitif, c'était rapide. J'ouvre mon VST et hop, j'ai mon son. J'ouvre le VST à côté pour le petit plug pour l'équalisation, etc. T'as plusieurs écrans? Ou t'en as qu'un? Chez moi, oh non, j'ai qu'un écran. J'ai un petit écran pourri. C'est bien ça, c'est les gars. En fait, au final, ton synthé, il t'a servi pour faire tes premières compos terminées, je veux dire Ah non, même pas. Enfin, si, j'ai des compos terminés, mais là, on est dans les années 90, hein, donc ça restait rudimentaire, quoi. Il n'y avait pas de travail de mixage du tout. Je prenais les sons bruts et je faisais mes petites mélodies. Je montais mes petits beats, voilà, kick, snare. J'ai appris à faire tout ça, mais après, tu apprends que le travail de mixage est hyper important, quoi, quand tu veux faire de la musique. Et ça prend sur du long terme. Et ça prend plus de temps, des fois, le mix, que de composer le morceau en lui-même. Hein. C'est de reprendre. En fait, pour les gens qui ne savent pas, quand on compose un morceau, en fait, quand on dit le mixage, des fois, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas. Il ne doit pas vraiment comprendre de quoi on parle. En fait, le mixage, c'est quand tu fais ton morceau, il est composé, je sais pas moi, de 20 sons. Et ces 20 sons, en fait, il faut les écouter séparément, les équaliser. Il y a des fois des fréquences qui sont un peu parasites. Il faut enlever toutes les fréquences parasites. Il faut voir si les sons vont ensemble les uns avec les autres. Est-ce que je tune pas? C'est-à-dire, est-ce que j'accorde ou pas certains sons avec d'autres? Est-ce que je réécoute? Oui, ça va, non, ça va pas. Et que l'ensemble après soit cohérent. Et après avoir une espèce de le morceau qui soit pas trop criard, de façon à ce qu'on puisse le faire masteriser, c'est-à-dire le passer dans un studio de professionnels qui là vont faire tout bien exploser. Moi, ça m'a pris presque 20 ans avant de maîtriser ça. Et tu vois, justement, quand j'ai créé Captain Moustache, c'était un moment où j'estimais que ça y est, j'avais atteint vraiment les techniques nécessaires pour faire de la musique. Et j'ai reconnu que le son, si on parle du son, pas les sonorités, ton son, effectivement, on sent qu'il y a clairement les influences qui sont résumées dans ton top et dans ce dont tu as parlé. Voilà. Donc ça, je pense que effectivement, comme tu disais, voilà, au moins c'est clair. Mais si on parle de sonorité, c'est vrai que la période où tu as eu une période assez fast, où c'est des sons qui ont un petit pas mal vieilli, c'est pas une insulte, mais c'est vrai qu'il y a eu cette période où ça a clairement mal vieilli. Ouais. Qu'on appelait la maximale, un peu ce côté, tu sais, c'est toujours mieux que la minimale, on va dire, mais c'était ce côté un peu too much où fallait en mettre plein la vue, fallait que ça explose de tous les côtés, fallait saccader, fallait passer. On n'était plus sur 16 temps, on était sur 12 et puis on revenait. Ça remontait, ça descendait. Et c'est vrai que des fois c'était un peu criard et bon. Non, mais je me faisais même aider à l'époque. Hein. Certaines prods, j'avais un ami qui lui avait une très bonne oreille et qui me filait un coup de main pour le mixage de mes tracks. C'était Benjamin du groupe We Are Terrorists. J'avais signé aussi du coup sur mon label Absolute Freak. C'est comme ça que je l'ai connu. Et voilà, sur certains tracks, notamment lorsque je bossais avec C.S. Rucker, le rappeur américain, là, sur les tracks un peu vocaux, il est américain, parce que je cherche des informations sur ce gars,
et impossible de savoir d'où Ouais, il est. J'ai dit américain. soit c'est un Français qui a un super accent, soit c'est un Anglais qui sait imiter l'accent américain. Donc c'est un Américain, d'accord. Du Ok. Nouveau-Mexique. Hein. D'accord. Il donc, est d'Albuquerque et ouais, là c'était assez complexe, c'était des morceaux très riches et tout. Et moi j'envoyais mes pistes à mon pote Benjamin et lui me les renvoyait nickel, propre. ce serait bien qu'on mette des morceaux parce qu'effectivement, tu as eu plusieurs évolutions de son. Tu fais des morceaux qui flirtent, on va dire, avec l'électropop, on va dire, avec Ouais, j'ai un une rap. période, clairement. J'ai toujours aimé le rap hein, et après toute cette période où j'ai fait de l'électro, de la techno, de la maximale, comme tu disais. Et j'avais envie de. C'était la période très headbanger. Headbanger, ouais, la donc French très- Touch ouais, 2.0, c'est ça, voilà, comme c'est ça, certains disaient. exactement, la French Touch 2.0, et j'étais complètement là-dedans. Même mon label à un moment et tout. Et j'avais envie voilà, de faire des choses un peu riches comme ça, et avec des voix. Et j'avais cette envie d'expérimenter un peu le rap électronique. Donc j'ai fait la connaissance de ce rappeur qui était très ouvert. Et lui, Parce ça que lui tu plaisait as fait un beaucoup. clip et tu étais aux États-Unis, donc c'est que tu es allé là-bas. Ouais. Je t'ai vu dans le désert à Ouais, faire le je suis con. allé le voir, Donc ouais, c'est que bien sûr. c'était. Exactement. Attends, je vais te dire l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on fait ce. On peut mettre le clip même. Je pense que ça serait sympa de mettre le clip. Il est sur YouTube, Space mais. Cowboys. Ouais. Quand on fait ce track-là avec Samuel, il s'appelle Samuel, et donc lui habite Albuquerque, qui était un bled, voilà, aux States, pas hyper connu. Et pile à ce moment-là, je regarde la série Breaking Bad. Voilà, et ça se Et passe je là. lui dis, mec, je regarde une série incroyable, ça se passe chez toi. Et il me dit, mais ouais, ici c'est devenu ouf, je découvre des touristes dans ma ville. Après, je crois qu'il y a une base militaire très connue à Albuquerque, pour ceux qui aiment l'ufologie. Ouais, pas loin dans le. Ouais, c'est pas très loin, Albuquerque. Une base Ouais, militaire. Santa Fe, top tout secret. ça. Non, mais c'est une belle région. Et du coup, ouais, l'envie de le rencontrer lui, plus le fait d'être dans la série Breaking Bad, j'avais adoré. J'ai dit, mec, faut que je vienne voir tout ça, quoi. J'ai pris un billet et je suis J'invite qu'on le mette là. je suis allé à Albuquerque. Va sur YouTube. Ouais, là. je suis Voilà, fatigué vous ce avez- soir, j'avoue, mais je vais faire un effort. Tu vas y arriver. Voilà, on parle plus de Captain Moustache. J'ai peur de pas pouvoir le mettre. Non, mais là, c'est quand même intéressant Une parce que période ça de fait, ma vie, ouais, ça fait c'est partie. Non, très mais différente, quoi. ça fait partie de. Je sais même pas si ça va marcher, parce que regarde, De attends, l'évolution. je vais tenter de mettre l'écran. Moi, je dis que c'est. Ah putain, ça marche aujourd'hui. C'est, Putain, vous avez de la chance, le destin est avec vous. Allez, je vais chercher ça. Moi, je dis que c'est au contraire, plus une personne a fait des choses différentes et plus c'est. Moi, je dis c'est enrichissant si tu veux. Si t'étais resté sur ce son pendant 20 ans, bon, ben écoute, Ouais. peut-être même qu'on t'aurait peut-être même Là, pas tu invité. vas perdre les inconditionnels techno. Alors, Cosmic, comment tu l'écris? Space Cowboys. Bon, les gars, Il faut que t'en rajoutes parce que Les Space gars. Cowboys est. De qui? De Frédéric de Carvalho. De Fred C.S. Carvalho. Rucker, ouais. Soyez, ne partez pas, regardez, on va regarder un petit peu, c'est un peu différent, mais ouvrez-vous l'esprit Ouais, quand même. ouais. C'est. Après, ouais, musicalement, c'est carré, hein, parce que c'était beaucoup de boulot. On était plusieurs à bosser, parce que là, il y a, comme je te dis, il y a des intervenants sur la production. T'as Comment comme ça se passe là rappeur le- expérimenté. Ouais, comment ça se passe justement le process dans tout ça? Bah, moi, je faisais mes instrus. Lui, il enregistrait là-bas aux États-Unis, dans un studio. Donc, il m'envoyait ses voix. que tu calais, toi, sur la le- voix que je calais, que je retravaillais. Il fallait autotuner pour les parties chantées. C'était. Le mixage de la morphais, voix. hein, quand je Alors, faisais ouais. cette période-là de ma J'espère qu'on vie. va pas être striké par Il y a YouTube. quelques années où j'ai bossé avec C.S. Rucker, tu vois, aujourd'hui, un morceau me prend pas plus d'une semaine, quoi. Et là, ça pouvait prendre plus d'un Mais mois. t'as hein, pour appris- faire un track. T'as appris quand même, du coup, c'est quand même vachement Là, j'ai intéressant. appris sur tout le travail de mixage. Le mixage d'une voix sur Ouais. la truc, le calage, la synchronisation. Ah ouais, beaucoup de choses, ouais. Je mets le clip par-dessus. Allez. C'est parti. Indulgent, les copains. Hein. Mais moi, je dis c'est très bien d'avoir fait ça. Parce que. Ouais, bon, après, les gens peuvent le voir sur YouTube. Hein, mais, voilà. Il est dispo, ouais. Alors, il y aura peut-être un peu de latence parce que c'est une capture d'écran en direct, mais bon, au moins ça donne une idée. Aux États-Unis, ce son, ça a fonctionné ou pas? Non, pas du tout. Là, ce qui était curieux avec ce projet, et un jour on m'a fait réflexion, je pense que c'était tout à fait juste. On m'a dit ton son là, il est trop mainstream pour la presse et il est trop underground pour les radios.
Donc voilà, là t'es plus entre deux chaises, t'es dans No Man's Land. En tout cas, je découvre le truc, moi, parce que je le connaissais pas. Et... Là, c'est toi, là. Ah oui. Non, c'est bon. Attends, l'autre c'est le rappeur, on se ressemble, hein. On n'est pas les mêmes, tu vois. Mais toi à droite, t'es à droite. C'est ça. Oh, t'étais dans une Chevrolet Impala? Non, on filmait, j'avais mixé là-bas et tout. On s'était éclaté, c'était une semaine de vacances, voilà, Albuquerque, on filmait, on faisait les cons. Et puis voilà, c'était il y a 10 ans. Hein. C'est excellent d'avoir fait un truc comme ça. Los Pollos, c'est le truc de Breaking Bad. Tous les lieux de tournage de Breaking Bad, on les avait fait. Ah, nourriture équilibrée, allez. Bien sûr, Los Pollos Hermanos, Car Wash. Et non, et c'est un mec super. Du coup, lui, il est venu à Paris ensuite aussi. On a joué au bateau phare, justement la soirée qu'évoquait Actarus. C'était le seul live que j'ai fait de ma vie, et le dernier, j'en ferai plus jamais. Ouais. Enfin, c'était un demi-live, quoi. Je jouais les tracks et lui, il rappait. C'était excellent, c'était intense. Après, voilà, j'aime beaucoup le rap aussi, donc voilà, j'ai bossé avec un rappeur, c'est son histoire. Et... C'est cool. Oh, tu t'es fait tatouer, voir? Ouais, bien sûr. T'avais fait une radio là-bas en plus, la classe. Ouais, radio et tout. C'est la classe. Ouais, il avait géré le truc pour ma venue. Excellent. Trop bon avec. Donc, comme si c'était la bleue de Breaking Bad. La blue, comme ils avaient dit. Personne passe là-bas, Albuquerque. Donc ils disent maintenant les touristes arrivent, un artiste français vient tourner un clip là-bas. C'était facile de trouver des radios et tout. Ah, cool. Ah, d'accord. C'est une expérience quand même que tout le monde n'en a pas, c'est génial. Ouais, j'en garde des bons souvenirs. Hein. C'est devenu un ami proche. Hein. C'est la maison de derrière, c'est la maison, ouais. J'ai pas capté. Bien sûr, ah oui, c'est la maison d'Heisenberg. C'est ça. White. Heisenberg. Les mecs, mais bon, c'est un autre monde. Ah, bon délire. Ah, c'est bon délire. Ils sont tous armés là-bas, c'est... Ah ouais? Ouais, un peu flippant, quoi. Et ouais, c'est le Far West, hein. Tu vas dans une voiture, machin, le gars, il te sort le gros gun de la boîte à gants. Bah ouais, tout le monde en a, ouais. T'as vu la taille de mon gun? Ouais, ok. Mais la sécurité, s'il te plaît. Voilà. Bon, écoute, cool. Bravo, c'était sympa. C'était rigolo. C'était rigolo, ouais. C'était chouette. Et du coup, parce que ouais, on a fait un grand écart entre le début de ta prod et cette période-là. Du coup, t'as quand même testé des trucs. Et là, j'ai l'impression que pas que tu t'es trouvé, mais on sent que là, t'es... complètement, ouais. Là, c'est... Alors, est-ce que c'est le bon moment? Parce que même si tu pensais, tu me disais en off tout à l'heure que Fred, voilà, c'était une autre époque, mais il faut quand même en parler un peu. Parce que il faut savoir que ça a commencé en 2006, Frédéric de Carvalho, je crois. Ouais. Ta première sortie, normalement, de ce qu'on a trouvé, c'est 2006. Ouais. Et t'es passé en 2020 Captain Moustache. Et c'est la question depuis tout à l'heure qui se pose bien évidemment sur le chat. Pourquoi Captain Moustache, tout ça? Donc je pense que c'est la bonne transition. Mais j'aimerais quand même te demander, si tu dois choisir, parce que comme on a tous, c'est qu'on est des malades et qu'on invite quelqu'un, on passe avec Jean 2-3 jours à tout télécharger, les pochettes et la discographie en entier, donc on a à peu près tout. Qu'est-ce que tu aimerais mettre cette époque-là, même si tu penses que c'est plus le son d'aujourd'hui, que c'est vieux, mais c'est pas grave parce ça fait partie de l'histoire, il faut quand même... Il y a des trucs qui ont bien... il y a des trucs plutôt cool que j'ai fait sous mon nom Frédéric de Carvalho, parce que j'ai commencé... Il y en a un que je vais mettre moi, parce que alors attends, est-ce que c'est la bonne version? Parce que j'ai peur. Parce que Jean t'avais mis, je suis pas sûr que c'est la bonne version. Ouais, il y avait le P en 2008 de Insane et Pixelize que j'avais trouvé vraiment excellent. Les deux, tu sais. Les débuts du label, c'était assez, c'était straight électro. Quand j'ai lancé Absolute Freak, mes modèles c'était un peu, c'était les labels Citizen de Vitalik, c'était Turbo, label de Tiga. Voilà, j'étais dans cette veine-là un peu électro-tech comme on disait. Électro, ouais. Je trouve pas. Attends, je vais le rechercher moi dans mes archives, parce que je l'ai dans mes archives. Et Actarus disait qu'à une soirée, il y avait Feds de Headbanger. En Feds, excellent. Hein. Il a remixé un des morceaux, il m'a remixé tout à fait. Un des morceaux là que j'ai fait avec CS, qui est sorti sur le label de Fredgien, Police, hein, ancien DA de Citizen justement. Citizen Record, hein, le label. Et c'était cette soirée-là où on a fait notre live et il y avait Fids et Cuisinier. Fids, d'accord, faut dire Fids. Fids, moi je crois que c'est Fids. Hein.
Parce qu'il y a un anglais qui joue old school breakbeat et qui s'appelle pareil. Et il y en a un c'est Feds et l'autre c'est Feds. Alors peut-être que je confonds qui est Feds et qui est Feds. C'est écrit de la même façon. Ah ouais, bah, c'est le français, le parisien de chez Headbanger. Hein. Il est français? Je crois qu'il était canadien. Ah non, il est français. Ah, il est français? Ouais. Ah, je crois qu'il était québécois, tu vois. Merci de la précision. Ah, merci Flo encore, dis donc. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci à tous. Du soutien. C'est vrai que vous pouvez nous envoyer des étoiles, hein, parce que souvent on nous demande comment nous soutenir. On va reparler tout à l'heure du Bandcamp, on parlera des vinyles aussi, on va faire un peu d'autopromo. Moi, à l'époque, je te jouais en fait, Fred, hein, parce que c'est ce remix-là. Attends, on va le mettre. Voilà. Donc ce remix-là, on va parler de ce méga album qui est remix. On va parler de Fuck Off. Je vais retrouver la pochette. On est en train de perdre des gens. Ça s'appelle Boire de travers. Alors, tac. Merci à Nico. Voilà, donc ça c'était la période, on va remonter, c'est à 2010, hein, si je me trompe pas. Je mets la pochette. Alors faut savoir que ce Fuck Off avait sorti à l'époque un album compil de remix. Hein. Alors déjà que les originaux sont tous des bombes, on est d'accord, hein, Fred. L'album de Fuck Off est un des, pour moi, cet album-là. On parlait tout à l'heure, toi, de Doppler Effect, tout ça, mais l'époque 2010, cette période-là, pour moi, c'est l'album de Fuck Off. Il a sorti un album où tous les morceaux sont une tuerie. Et la sortie, c'est Fuck Off Remix is King. Et tu étais dedans. Oui. Et c'est un des remixes que je jouais. Il était le Zodiac Cartel remix. Pourquoi Zodiac Cartel? C'est pas lui. C'est pas moi. C'est pas lui. C'est pour ça que tu t'es trompé. C'est pour ça. Non, parce qu'il y avait marqué Zodiac Cartel, Frédéric de Carvalho. Non, c'est une erreur sur les trucs. Ah. Le remix, c'est celui-là de Fred. Le Zodiac Cartel est super, hein, le remix. Non, mais c'est marqué de Frédéric oui, de Carvalho. Oui, mais c'est sur les réseaux, c'est pas ça en fait. C'est une erreur. Officiellement, c'est ça. Heureusement que moi, comme j'ai l'album en entier, je l'ai de suite récupéré. Voilà. Donc ça, c'était un remix de Fuck Off quand même, surtout qu'à l'époque, c'était l'artiste quand il avait sorti son truc, qui a envoyé. C'était à l'époque, ça tabassait. C'était le dieu de la maximale, on va dire. C'était lui qui avait fait les trucs. Avait plus, ça envoyait quoi. Hein. La maximale, ouais, c'était une grosse période pour lui. Ouais, avec cette grosse basse, pas bien assis, mais tu sais, c'était un peu au-dessus, il avait fait son truc quoi. Il avait fait un chouette remix pour Vitalik, La mort sur le dance floor aussi. Ouais. Vitalik l'a invité souvent. Pascal l'avait invité dans les soirées, il faisait des premières parties et tout, je me rappelle. J'ai fait quelques sorties sur le label sur lequel il était. Et il sortait beaucoup sur le label canadien ou américain, c'était Coco Machete. Ouais, Coco Machete. Et j'ai fait quelques sorties sur ce label-là. Ouais. Et j'étais content, ouais, c'était un mec que j'aimais bien, clairement, dans cette période-là. Ouais. Ça avait cartonné, hein, cet album de remix. Hein, donc, alors, d'être dessus. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était du très lourd à l'époque. Hein. Ouais. Ça avait bien marché, ouais. Ah, ça avait très bien marché. Hein. Dans les trucs qui avaient bien marché de ce que j'ai fait, ouais, le remix du Garnier, le remix de Fuck Off. T'as pas fait tant de. T'as été beaucoup remixé. T'as pas fait tant de remix que ça, et finalement, le peu que t'as fait, c'est que du bon, quoi. Ouais. Donc, ça, les gens, si vous cherchez un remixeur pour vous remixer, je dis ça, je dis rien, mais. Captain Moustache, j'aime bien l'exercice. Enfin, je m'investis pas mal quand je fais un remix. C'est particulier, hein, un remix. Comme tu dis, j'ai beaucoup été remixé, donc j'ai tout connu, quoi. Et après, bon, quand tu reçois, tu sens parfois des mecs qui bâclent, qui font un remix très rapidement, machin, et ouais, non, ça se donc, tu te files un morceau qui est déjà fait. Voilà, il est fait trop. Non, moi, si on me demande un remix, c'est que si j'accepte de le faire, c'est oui ou non, mais même, si c'est oui, c'est bien, ouais. Voilà. Ouais. Je vais bosser comme un track original, quoi. Super. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est parmi tes premiers maxi, sortis en vinyle, il y avait notre copain Kiko qui t'a remixé. C'est sa toute première personne qui m'a remixé, c'est Kiko. Ouais. Ah ouais, on va le mettre parce qu'il est bien. Je l'avais mis dans ma sélection de morceaux que je voulais qu'on entende. Kiko remix. 2006. Tout début en fait, donc du coup. C'était l'époque où Kiko, à cette époque-là, il sortait des tracks des fois assez couillus. Hein. Tu l'as reçu, tu l'as retrouvé ce remix. On retrouve tout, nous. On a tout.
On l'aurait pas retrouvé, on lui aurait demandé de toute façon. Et là, tu vois, donc 16 ans après, Kiko vient de me faire un nouveau remix qui sort le mois prochain sur Bedrock. Eh ben dis donc, Soulman, lui, alors, ça y est quoi. Et tu sais, on a, comme je disais tout à l'heure, il y a des artistes des fois qui ont des. Là, il remonte comme un fou. Hein. Donc là, bah, c'était sur ton label ça ou non? C'est pas sur ton label ça. Tu l'avais pas créé encore. C'était toute première sortie. Sur un label, je crois que c'était. Bah, j'ai mis le disque, mais j'arrive pas à voir le label. Sexy DJ. Ouais, avec Miss Flora qui faisait des voix dessus. C'est sur Body Talk Music. Ouais, Body Talk. Ouais, voilà, j'ai la Body Talk, t'as le. Pas mal, hein. Kiko de l'époque, quoi. Ouais. Ah, c'était cool, hein. Kiko de Funky Data, Titi, oui, tout à fait. Funky Data, c'était Kiko et Oxia. Oui. Et Oxia, c'était Olivier et. Parce qu'Oxia, c'est pas qu'Olivier. C'est Olivier et. Ah, purée. J'ai oublié son nom. Oh, maintenant, c'est que lui. Hein. Oui, mais au début, pendant le moment, c'était l'autre. Hein. Ah, je sais plus, vous me direz. Je me rappelle plus. Alors là, on est au tout début de tes premières prods, hein. C'est 2006. Hein. Ouais. C'est un track, je sais même plus s'il est encore sur, je crois qu'il est nulle part, mais bon, comment s'est passé le zéro travail de production quoi. Le remix, c'est toi qui l'as demandé? Non, c'était le label. C'est cool. Ça, ouais. T'as été content quand t'as appris ça? Bah carrément, moi j'adorais Kiko. C'est sûr que t'as un label, on dit tiens un petit surjeu. Surtout à l'époque, avec Tommy 6, c'était. Moi j'étais assez fan du label de Ozone et Good Life, tout ça, donc c'était énorme. Bon, après c'était un remix ultra éloigné de l'original quoi. Oui, mais c'est Kiko. Mais c'est une super belle prod. Ouais. Kiko, qu'on va essayer d'avoir dans cette émission, hein, on y travaille, vous inquiétez pas, on vous le promet depuis un petit moment. On travaille dessus. On a une stratégie. On a une stratégie en cours, on sait pas si elle va s'appliquer, mais on est en cours. Voilà. Et là, il y a un très très beau remix qu'il a fait, qui sortira donc le mois prochain. C'est un EP 4 titres de remix de mon album. Donc c'est John Dickwood qui a voulu faire remixer mon album qui est sorti l'année dernière sur son label. Donc on a tout d'abord un remix de Kiko, on a ensuite un remix de Zoo Brasil, un remix de Marc de Pulse et un remix de Speakwave aka Dinarek. Ouais. Dinarek qu'on va, je pense, finir par interviewer parce qu'il fait un son de fou. Et on va justement profiter de toi pour être mis en contact. Et parce que je pense qu'il a des choses à dire. Et un remix de DJ Rolando. Du coup, qui doit sortir, mais sortira à part. Et un remix de Talfusman aussi qui doit sortir à part. D'accord. Donc ouais, on a là des beaux remixes. DJ Rolando, c'est assez ouf quoi. Je suis content. Donc il y aura un EP à la fin de l'année. Donc c'est le morceau Catch Me qui est sur mon album avec Davina. Oui. Donc ça c'était pareil un rêve parce que Davina voilà, c'était pour moi c'est un des plus beaux morceaux de tous les temps, c'est Mad Mike, un de grande résistance qui produit. Et voilà, ce track là, je lui ai demandé de. Toi, tu me fais rire parce que tu t'as fait 10 fois plus que n'importe qui rêverait faire. Enfin, les collabs que tu fais que démarrer quelque part en plus. Il y en a qui, pour moins que ça, tu vois, se gargariseraient. Et toi, t'es là, avec Davina, avec machin, un truc. Moi, je suis super content, quoi. C'est un kiff, hein. C'est un kiff. Je suis comme un gosse, tu vois, quand je bosse avec des artistes comme ça. Et là, et derrière, il y a des remixes, donc DJ Rolando et Scan 7. Donc, on est sur un projet 100% underground résistance. Donc, ouais, là, je me sens presque tout petit, tu vois, là-dedans. Mais bon, je prends. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y avait aussi un truc, moi, qui me plaisait bien de l'époque, donc Frédéric de Carvalho. Il n'y a pas que ça, mais j'ai bien aimé le remix de Snail qu'avait fait David Carretta. Ouais, c'est super. De toute façon, tout ce qui touche Carretta, c'est toujours bon. C'était en 2011. Ah, donc c'est dans les A ou B, parce que c'est tout. Ouais, c'est un B, donc 2011. A ou B. C'est, ça, c'est le genre de son que moi j'affectionne particulièrement. Alors moi j'allais vous proposer de faire une petite pause justement vite fait. Ouais. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, allez. Sur David Carretta, on fait une petite pause pipi. Alors attendez, je cherche la pochette quand même. Parce que j'avoue que j'ai très soif là. J'ai monté la température pour vous faire plaisir. Une belle pochette de mon ami Falk Clem. Alors c'était 2011. Computer Freak EP. C'était Radio Freak? Non, Snail. Computer Freak. Alors attends. Computer.
Computer Freak. Parce que pour moi j'ai Radio Freak sur Parce que Ah, Computer Freak, c'est l'autre un après. autre morceau. Je l'ai retrouvé, Ah, c'est voilà. pas- non, C'est c'est- celui-là, voilà. Regardez, il est là, on panique pas. Sur Coco Machete. Avec les copains David. Et je poserai la question d'Olive au retour, après la pause. Après la pause, on posera ta question. On fera de l'autopromo Nocturbulous aussi, tant qu'à faire. Ouais. Alors je mets ça. Attendez, je vais recaler la pochette. Quand j'ai fait Captain Moustache, je me suis dit, il faut que personne sache que je suis Frédéric de Carvalho, je vais rester secret. Mais c'est mort ici. Parce que c'est le Non, but. c'est une interview historique, tu dois assumer ce que tu as fait parce que tu as fait des belles choses. Et la Il faut- preuve, il y a ce remix. Allez, on vous laisse juste 1 ou 2 minutes, juste à temps d'aller chercher des vitamines et à boire. On À de revient. suite. Allez, bisous. Ah, reviens. Et je mets le son plus fort, bien évidemment. I'll
C'était notre ami remixé, enfin c'était Fred Carvalho à l'époque, remixé par David Carretta. On reprend, petit jingle. Give me a mother breakbeat. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. Bass comes in on it. Oui, on a fait être à la bourse, ça s'est pas vu, mais on a failli avoir un petit blanc, mais on est professionnel jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de blanc, on est arrivé pile poil 2 secondes avant la fin, voilà. Donc ça y est, bon, il fait très chaud dans le sud, hein. Désolé pour ceux qui habitent dans le nord, remarque dans le nord il doit faire chaud aussi, hein. Il fait chaud, je crois qu'il fait chaud dans toute la France, hein. Mais nous là, il fait très chaud aujourd'hui. On va reprendre l'interview, mais on va faire un peu d'autopromotion Nocturbulous. Je vais rappeler, j'ai toujours ce bug, alors ça c'est le logiciel, tu vois, qui me remet hop, j'ai un blanc, voilà. Donc on va parler des prochaines interviews. Donc on vous rappelle que la semaine prochaine, vendredi à la même heure, on reçoit Christophe Périou pour son livre Comment la France est devenue électronique. Il y aura pas mal d'intervenants qu'on recevra au téléphone pendant l'émission. Donc c'est un bouquin qui sort dans combien de temps? D'abord en version électronique, je crois. Ouais, là je crois que ça va être là, hein, fin du mois. Peut-être à la fin du mois, et peut-être même, il nous l'annoncera. Donc ça va être une émission, c'est le hors-série, hein, c'est pas une interview, vous voyez, c'est un hors-série, hein, comme le premier c'était avec Code QR et Laurent Garnier et Scanix. On recevra ensuite le 22, donc Space 92, qui était avant Math Minimal, hein, donc qui est le français, on va dire, qui monte le plus en ce moment, donc en visibilité, techno qui pulse. Voilà, et c'est vrai que ça va envoyer du bois le 22 juillet, ça va. Et on aura peut-être une petite surprise pour vous, comme une petite surprise que je vais vous annoncer dans quelques instants. Pour ceux qui veulent nous voir, et d'ailleurs Fred, j'espère que tu vas venir dimanche, on joue, je vous rappelle, à la Forêt Enchantée, donc Tom Poux qui organise à côté de Béziers tous les dimanches, à part ceux de la famille, les jours de la famille, mais donc c'est un lieu où c'est ouvert, ciel ouvert, tu verras, c'est super. Et c'est vos 2 hôtes de ce soir qui joueront. Il y aura Nicolas Cad qui est sur le chat, qui fera un petit warm-up parce qu'il y a beaucoup à jouer. Et on jouera jusqu'à minuit, peut-être même un peu plus. On va vous faire un petit truc. C'est minuit. Ouais, non, toi, tu veux toujours faire un peu plus, mais là, c'est pas toi qui organise. Hein. Comment ça, regarde, il y avait 3 petits points. C'est lui qui l'a mis. 3 petits points, voir, voilà. Donc on vous attend nombreux, venez très nombreux, et puis vous serez nombreux, et puis on vous mettra des trucs sympas, hein, des petits bootlegs de Jean Bruce par exemple. Bon, voilà. Et peut-être des tracks aussi de notre ami Fred. Ouais, peut-être que Fred va nous donner un track aussi. D'ailleurs, j'en ai un de toi là que tu nous avais envoyé. On va essayer d'en caler. Ouais, on va regarder tout ça. D'ailleurs, faut qu'on s'y mette dès demain pour préparer un minimum, parce qu'on n'a pas eu trop le temps avec toutes ces interviews. Donc c'est très important. Pour vous rappeler, je sais qu'on est un peu lourd avec ça, mais c'est important. Notre YouTube, c'est très important, s'il vous plaît. Regardez sur notre YouTube, il y a tous les replays. Hein, celui-là, oui, il y a déjà JamNC, hein, ça y est, on s'y tient maintenant. Celui-là de notre invité de ce soir sera aussi dès lundi ou mardi sur ici, là. Donc en replay, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, on a fait exprès de laisser les abonnés, on est qu'à 187. Il nous en manque 800 pour pouvoir monétiser la chaîne. Voilà. Ça sera un moyen de nous soutenir. Il y aura du contenu exclusif, et dont un que dans quelques minutes je vais vous mettre en ligne. Je vais même le faire de suite pendant qu'on refera l'interview. Vous savez qu'on a lancé le podcast, donc on vous avait promis des trucs sympas. Si vous allez, attends, non, c'est pas là. Attends, hop, parce que c'est pas évident de cliquer sur une petite fenêtre. Voilà, fermer le lecteur. Il y a par exemple des mix live, et on va en mettre un tout à l'heure, mix live qu'on a capté en vidéo il y a pas très longtemps. Et je vais le mettre en ligne, ça y est, il m'a confirmé, il m'a validé, donc c'est fait. Et aussi sur le podcast de Nocturbulous, je vous expliquerai tout ça après. Ensuite, pour continuer vite fait quand même, pour vous dire que on est quand même un label de musique à la base, hein. Donc on fait des émissions de radio, c'est chouette, c'est génial, on s'éclate. Mais on est un label et on fait des sorties, et on presse du vinyle, hein, Fred, hein, encore en 2022. Donc c'est important de presser du vinyle. Hein, donc vous savez vous êtes déjà au courant. Il y a quand même pas mal de préventes qui s'est vendues, et c'est sur DJ.de. Voici le trailer. Cette fois-ci, j'ai mis les noms, je les trouve du premier coup, genre. Ah. Ouais, ça y est, enfin.
Ça plaisante pas. C'est vrai. Voilà, ça sort sous peu. Les précommandes, je vous le mets, c'est ici sur DJ.de. Donc vous avez la précommande du vinyle, hein, donc vous pouvez le précommander dès maintenant. Et normalement, Jean, les pochettes sont arrivées normalement, elles sont arrivées aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le temps qu'ils mettent, ça va être pressé là d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Avec un peu de chance avant août, fin du mois. Faut que ça soit fin juillet. Voilà, vous allez le recevoir et tous les disquaires qui se respectent dans le monde, parce que maintenant il y a des magasins de disques qui se recréent, ça c'est bien. Faut big up à eux. D'ailleurs, on essaiera de leur faire de la pub. Tu achètes du vinyle toi encore aujourd'hui, Fred ? Non. Sincèrement, alors que je sors pas mal de trucs en vinyle. Hein. Je signe sur des labels qui sont attachés à en faire encore, mais. Non, alors ça me ferait plaisir. Je pourrais jouer, je peux faire des sets vinyles et ça y a aucun problème. J'en ai une tonne chez moi, mais de ce qui sort, déjà toute la production aujourd'hui ne sort pas en vinyle. Et aujourd'hui, j'enregistre pas mal de mix, c'est surtout quelques sons particuliers. Par exemple, tu sors en vinyle, un truc un peu TK, tout ça, tu le vends pas. Hein. C'est pas le son qui s'achète aujourd'hui. C'est compliqué. Et puis voilà. Maintenant, c'est le système. Moi, je commence à recevoir pas mal de promos. Maintenant, les labels m'envoient leurs trucs et tout. C'est bien, ça me permet d'avoir un peu tout ce qui sort et ça me permet d'enregistrer des mix régulièrement. Tu vois, pour chaque sortie, c'est bien de l'accompagner avec un mix. Si tu veux faire ça qu'avec du vinyle, c'est compliqué. C'est sûr. C'est pour ça que Jack de Marseille, à chaque fois, je lui disais, mon coco. Mais il a commencé là. J'ai vu qu'il a joué sur un contrôleur il y a pas longtemps. Hein, mon Jaco, si tu regardes, bravo à toi. On est fiers de toi. Dans l'électro, ça se fait pas mal. Hein. Sur la scène électro, d'ailleurs, ça se vend très très bien les vinyles. Oui, il y a vraiment des styles qui se vendent beaucoup en vinyle. C'est pour ça que nous, on est un peu dans une niche. Hein, donc, ce qu'on fait, et ça se vend bien. C'est vrai que l'électro pur, l'électro lavré se vend bien. Tout ce qui est old school, ça se vend très bien. L'acide, ça se vend bien. Ce qui est acide. Ouais. Bah, tu vois, j'ai sorti un EP sur le label de Helena Hoff. Ouais. Return to Disorder, et elle a fait carrément pas de digital. C'est-à-dire, je trouve que c'est une de mes plus belles sorties, et je regrette un peu que ce soit sorti que en vinyle. Ouais, c'est vrai. Tu vois, avec le remix de Cardo Pusher, justement, tu me parlais tout à l'heure, et elle joue que du vinyle. Hein. Elle ne veut pas entendre parler de digital. C'est Peter Stone, là, sur le chat, qui dit beaucoup d'ordinateurs ont des setups mauvais, et tu as raison, Peter. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'artistes ont arrêté le vinyle. C'est pas parce qu'ils en avaient marre de jouer vinyle, c'est que quand ils arrivaient, ça se faisait de moins en moins. C'est quand t'arrivais sur un festival, dans son setup, deux platines MK2 avec ça, puis les gars ne savent plus régler des platines vinyle. Donc les cellules étaient mortes, et je sais plus qui c'est qui m'a dit, il faut que je retrouve qui c'est qui m'avait dit ça, qui me dit j'arrive, la cellule était morte. J'ai pas pu faire mon set, quoi. Enfin, il a joué, il n'y avait pas d'aigu. Et donc aujourd'hui, il m'a dit, ça me casse tellement les pieds. Je suis passé comme tout le monde sur CDJ parce que les organisateurs ne savent plus faire des setups vinyle. Nous, on a eu un moment, on voulait être très très underground, donc on a sorti un disque, on l'avait fait un exclu vinyle, c'est pas de digital, pas de stream. Et après, si tu veux, à force de parler avec les gens, en fait, c'est vrai on est revenu sur notre décision parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pourquoi priver les gens qui n'écoutent pas de vinyle des morceaux ? Après, c'est un peu du snobisme, un peu, tu vois, quelque part. Et c'est vrai qu'on est revenu sur notre décision. J'en parlais avec Olivier de Mental Groove, qui est un gars de Suisse qui bon, le Mental Groove, ça existe depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que quand on parle avec des gars qui gèrent des labels, parce que ça nous arrive aussi, ben, je veux dire, toi t'en as géré aussi, hein. C'est vrai que en fait c'est différent. Quelqu'un qui va, en fait il y a des tas de comportements différents musicaux. Il y a les gens qui écoutent du streaming, ce qui est pas mon cas. Il y a des gens qui écoutent du vinyle, c'est pas mon cas. Parce que moi, en fait, une fois que j'ai mon vinyle, ce que je fais, moi je suis un peu fou, je prends le vinyle, je l'encode une fois, avec ma technique à moi, je le remets dans la pochette, je le referme, je le truc, et je le pose et j'y touche plus. Donc, moi, je suis un peu fou. Maniaque. Voilà, je suis maniaque. Il y a ceux qui sont comme moi, mais qui achètent 2 exemplaires, un disque à écouter, un à garder de côté, tu vois. T'as ceux qui achètent des CD. T'as ceux qui téléchargent du MP3 illégalement. T'as ceux qui téléchargent et qui veulent du Wave, ils veulent pas du MP3, ils veulent du FLAC. Ils téléchargent, ils veulent que ce soit la qualité. T'as ceux qui achètent directement près de l'artiste pour le soutenir. T'as ceux qui achètent des cassettes, ça revient.
Et en fait, t'as Alors justement, bien joué. Chacun- On dit, je vous mets le Bandcamp de Nocturbulous et j'allais te poser la question si t'en as un. Parce que Bandcamp, alors je le dis à chaque émission, je sais, je suis lourd, mais il faut le redire. Quand vous voulez soutenir un label ou un artiste, allez sur leur Bandcamp. Parce que vous êtes en direct avec l'artiste, il n'y a que Bandcamp qui prend une petite com. Et avec Jean, je peux vous garantir, en tout cas, tous ceux à qui on a discuté, on gagne beaucoup plus d'argent avec Bandcamp que les autres réseaux de distribution. Or certes, on est sur tous les réseaux, on a un distributeur digital, on distribue sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Mais si vous voulez soutenir, regardez le Bandcamp de Nocturbulous, il y a quelques petites exclus en plus, il y a des bootlegs de gens, voilà. Justement, qu'on sortait quand le vinyle, qui maintenant a décidé de mettre en audio, hein, Jean, par rapport à ce que tu disais. Ouais. Donc les Noctuboot, voilà. Le dernier, c'est Nicolas Cad. Hein, on peut mettre le trailer parce que l'autre fois on l'a lancé, on l'a coupé. Le trailer de quoi ? Le trailer de Nicolas Cad. Allez, on met le trailer de Nicolas Cad, ouais, bien sûr. Alors, regardez, il est là. Je clique dessus quand même. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, Give Me Some New Shoes to It de Nicolas Cad, hein, vous pouvez, et on va vous mettre le trailer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sortie ? Nicolas Cad que vous retrouverez avec nous, je vous rappelle, Nico qui est sur le chat, hein, coucou, que vous retrouverez à la Forêt Enchantée, donc dimanche, qu'on te présentera, un Fred, ce que tu nous as dit que nous ferait un petit tour. Donc il sera là, il fera un petit warm-up un peu afro house, bien sympathique. Et puis on va te voir si Tom Poux te connaît aussi. Il le connaît, il a envoyé un texto. Ouais. Ils se connaissent. Et voici, alors ça c'est le dernier Techno City qui est notre sous-label, on va dire, qu'on a sorti pour du digital pour développer les copains. Sachez que si vous avez des promos, vous me les envoyez, même si c'est vrai qu'on est très old school, on est ouvert à tout, et on a un sous-label où on fait ce qu'on veut. C'est l'avantage d'être à la maison, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Et voici le trailer, hein. Donc ça c'est sorti il y a pas très longtemps, et c'est sur toutes les plateformes. C'est plus actuel, tu vois, c'est du son, on est sur... Voilà, donc c'est sorti en mars, c'est écrit là en mars, voilà. Donc du coup, le prochain qui sortira, on vous en parlera bientôt. On recevra l'artiste dans notre studio d'ici la rentrée, enfin à la rentrée même, voilà. On en a parlé tout à l'heure, hein, avec un copain en commun, hein, un Biterrois, enfin qui quitte Béziers, mais voilà. Donc du coup, voilà. Donc pour nous soutenir, soit vous achetez du vinyle, soit vous allez sur notre Bandcamp, vous envoyez des étoiles comme Florent, qu'on remercie encore sur le chat, qui nous fait pleuvoir les étoiles, hein, Florent, et tu nous fais régaler à chaque fois, et on te remercie encore et encore et encore. Et Jean, avant de reprendre l'interview, on a dit qu'on faisait quand même un petit coucou à notre ami Bomber One, qui nous a envoyé sa petite promo. Ah oui, qui a sorti son EP là, c'est très, très sympa. Voilà, donc ça va sortir, c'est en précommande ou c'est sorti, ça y est? C'est des précommandes pour le vinyle, mais c'est sorti sur le reste. Donc Men at Work, on exclut les sons. Je vous aurais mis le trailer, il dure 7 minutes, donc on va pas le mettre. Voilà, donc c'est sorti, et dedans il y a quoi? On va vous mettre un petit truc, on va vous mettre, il y a ça dedans. That's a very special song to me. Ouais. Voilà, donc ça va sortir. C'est un label pareil que vous trouvez sur Bandcamp, hein, Men at Work. C'est Number 9, hein. Ouais, c'est celui qui nous fait les visuels en fait. Et c'est celui qui fait les visuels que t'as vu de. Il est sur Paris, il fait graphiste. Et si t'as besoin de quelqu'un pour faire des visuels d'ailleurs, on te le conseille. Voilà, il y a ce morceau là, on va pas tous le mettre, on va pas spoiler. On va mettre des petits extraits, voilà. Donc c'est un copain à nous, donc on lui fait un peu de promo, c'est normal, et il nous fait les pochettes de nos Noctu classiques, hein, celui qui a fait la pochette de Cocaine, de Spiral Tribe, pas de Spiral Tripping, pardon, et du Yudi McBride que vous avez vu. Très belle pochette, voilà. Donc vous voyez un peu de tous les styles. Voilà. C'est un peu new wave, un peu. Donc, de toute façon, on le recevra dans l'émission, on lui fera son émission à lui, parce qu'on parlera à la fois de son côté artiste, et il gère un label lui aussi, donc il y a de quoi faire. Voilà, ça c'était le côté auto-promo. On va revenir avec toi, Fred. Et on va parler maintenant de cette fameuse question. Ouais. On était sur du Frédéric Carvalho jusqu'en 2020. De Carvalho. Particule, hein. Ouais, de Carvalho. Particule jusqu'en 2020. C'est comme en France, c'est la noblesse. Alors, ouais, non, noblesse, non. C'est issu de la noblesse. Non, il y a pas la de particule. Noblesse, je crois pas avoir de noblesse. T'es sûr de ça? T'as étudié. Jean vérifiera. Je suis pas monté hyper loin dans mon arbre généalogique. Mais moi, je suis monté très loin, par contre. Je suis très loin de la noblesse. Hein. Mon père. Si un jour je me fais interviewer, je dirais. Menuisier.
Mais ça veut rien dire. Ouais, mais ça, tu peux avoir du passé à avoir. Mais tout ça pour dire que, donc, et en 2020, en pleine période de Covid, est-ce que c'est Lich qui va nous raconter tout ça? Il n'y a plus de Frédéric de Carvalho, et il y a un certain Captain Moustache qui arrive, et tout le monde qui se dit, qui sait, bon, maintenant on te connaît, maintenant voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Captain Moustache? Voilà, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question. Parce qu'il fallait trouver un nom, je voulais vraiment repartir de zéro avec un son, quelque chose de précis, vraiment avec un vrai concept. Donc, comme tu as vu, j'ai pris plein de directions différentes. Avant, j'ai expérimenté plein de choses. Et si j'avais décidé de refaire de l'électro, de la techno plus underground, on va dire, sous mon nom Frédéric de Carvalho, ça aurait été compliqué, quoi. Tu vas t'envoyer une démo à Compact, tu vois que je fais des trucs avec un rappeur et tout, donc ça, c'est pas possible. Donc, il fallait... Ah ouais, toi, donc en fait, tout à l'heure, on parlait off un peu, et je disais, ouais, mais je me plaçais d'un point de vue plutôt des fans, quoi. Donc toi, tu veux dire que en fait, c'est les gars qui ont des labels, les grosses machines, en fait, ils tolèrent pas que tu sortes du rang, quoi, en fait. Tu peux pas avoir plusieurs casquettes. C'est assez compliqué, hein, je pense. Autant je suis pas... C'est la question que j'allais te dire. C'est souvent toi qui penses? Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais te dire, en tant qu'ancien label manager, où j'ai justement signé des artistes qui avaient fait des changements de nom parce que parfois pour pas grand chose. Et moi, je leur disais, attention, changer de nom, c'est très très compliqué parce qu'on repart de zéro. On perd la fanbase, on perd tout. Et c'est très compliqué de repartir avec 0 follower et tout reconstruire. Et donc, c'est un choix qui est difficile. Et je me dis que c'est un choix que moi, je ferais jamais. Parce que Frédéric Carvalho, j'avais fait quand même un petit boulot, j'avais quelques followers. J'avais une réputation, mais au final, pas chez le public que je visais avec Captain Moustache. Donc, quoi qu'il en soit, en continuant Frédéric de Carvalho, ça n'aurait pas été un bon choix parce que ceux qui me suivaient n'auraient peut-être pas suivi le son d'après et inversement. Les gens se seraient perdus, tu vois. Et surtout que là, j'ai fini la période de Frédéric de Carvalho, je l'ai fini avec ce rappeur, donc en faisant des trucs un peu funky, rap. Passer de ça à ce que je fais maintenant, Captain Moustache, ça n'aurait pas eu trop de sens. Du coup, non, j'ai fermé la porte. Frédéric de Carvalho, voilà, c'était une période de mon... Alors du coup, maintenant, raconte-nous pourquoi Captain Moustache, qui a trouvé le nom, et le mystère doit s'arrêter. Écoute, comme j'ai une belle moustache et qu'à chaque fois ça fait réagir, ouais, la moustache, bah voilà. Depuis combien de temps tu as toujours eu en plus? Depuis bébé, je crois. il est né avec. Non, je crois que c'est quand j'ai eu mon fils, donc il y a une dizaine d'années. Très bonne vanne. Ouais, en fait, t'es comme mon fils, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir le duvet. On n'arrête pas de lui dire rase-toi. Oh non, je le garde. Et ça se trouve, t'étais pareil. Tu t'es jamais rasé la moustache. Non, enfin, tu l'as maintenu, quoi. Tu l'as entretenu, pardon. Exactement. Alors c'est intéressant ce dont on parle parce que je me suis posé la question aussi, ça m'est arrivé déjà moi je me pose des questions sur notre musique de toute la journée et plus on fait des interviews, plus on échange avec les gens, plus ça me fait cogiter parce qu'on a des éléments nouveaux. Et moi j'ai toujours des références en fait un peu à l'ancienne et c'est vrai que je me disais pourquoi Kevin Saunderson, il y a Inner City, Tronic House, E-Dancer, Riza, etc. Il doit avoir. Et je lui dis, mais en fait, à chaque fois, j'ai toujours eu l'impression que c'était. De dire, mais si ça avait été Kevin Saunderson tout le temps, ça aurait permis de tout centraliser. Et je me disais, il a eu tort de faire ça. C'est ce que je pensais. Et j'ai dit, un qui a tout compris, c'est Joey Beltram. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sous le nom de Joey Beltram. S'il fait du gabber, c'est Joey Beltram. S'il fait du Beltram, c'est du Beltram. S'il fait de la techno, ça va être à la limite du JB3 ou alors du JB. Et en fait, c'est vachement complexe comme sujet, très intéressant. On pourrait presque faire une émission là-dessus. La dernière fois qu'on a parlé de ça, c'est avec Tevatron. Tevatron, pareil, on a écouté ses morceaux. Je vous invite à regarder l'interview. Puis à un moment donné, on dit, mais ça, relisez le track, tu vois. On le ressort, ouais, mais bon, les gens comprendront pas un peu comme toi, le délire avec Tevatron. Et c'est là que nous, on n'était pas tout à fait d'accord en disant, ça dépend, parce que c'est bien, et d'où la question que tu es en train de te poser là. Stratégiquement, il y a deux écoles, en fait. C'est, pourquoi pas montrer qu'on a plusieurs facettes,
Et je pense que les deux sont bons en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse exacte. Je pense qu'il y a des cas de figure où c'est bien comme The Hacker, tout ça, d'avoir plusieurs pseudos. Et en plus, un pseudo qui va aller dans un style de musique, c'est encore mieux. C'est-à-dire, ça c'est The Driver, Manu Malin. Et The Hacker, quand il fait de la old school, c'est Black Ops. Black Ops, Après, et qui joue l'électro. C'est plus facile quand t'as un grand nom de la musique, je pense. Oui, Genre, c'est pour ça. Voilà, quand t'es assez connu, tu peux te permettre. Ouais, après. Quand tu démarres ou que t'as une petite fanbase, recommencer de zéro. C'est marrant ce que tu dis. Attends, je rebondis parce que tu dis ça, mais il y en a qui, au contraire, alors je dirais pas de nom, mais qui ont commencé à avoir plusieurs pseudos parce qu'ils voulaient pas, soit ils étaient ghost ou autre, et c'est pas forcément le pseudo qu'ils pensaient qui est arrivé au premier plan. Tu sais, t'es là, tu bricoles au début, tu envoies tes démos, t'as pas forcément le même nom, et je sais plus, c'était sur Discog, le mec il a 10 000 pseudos. Et ça serait intéressant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait. Effectivement. Dima Vitalik. Ouais, et tout. Mais ça, quelque part, c'est un mauvais exemple parce que il était très connu à l'époque. Enfin, très connu. Il était quand même bien connu sous Dima. Il avait explosé à l'époque de Dima. Sur la fin du Dima, il explosait. Le fait charistique, ça a décollé. Alors moi, je connais l'histoire, mais je peux pas la raconter aujourd'hui. J'ai promis que je la raconterai le jour où je l'inviterai. Donc, Pascal, cette interview va bien finir par arriver à tes oreilles. Tu sauras un jour dans ce studio, s'il faut à distance, mais j'ai une belle histoire à raconter là-dessus et vous allez tous halluciner. bon, j'en dis pas plus, mais moi je pense qu'il n'y a pas de règles. En fait, pour revenir à pour juste développer un peu, c'est l'occasion de le faire. Moi, je pense que ça mériterait une émission entière parce que c'est très intéressant. Parce que effectivement, je suis revenu un peu sur mon idée de départ. La vision que j'avais, je suis revenu un peu. Alors Titi a raison, Joey Beltram a eu plein d'alias, c'est tout à fait vrai. Mais il en a quand même eu moins que Kevin Saunderson, mais c'est tout à fait vrai, il a eu plusieurs alias. Mais en fait, j'ai écouté une interview de Keith Tucker et comment il s'appelle, Tommy, le Ox88, c'est quoi le Tommy ou Tommy Black Tony. Oui, mais son nom c'est Tommy quelque chose, Morrison, quelque chose, je sais plus, quelque chose. Et en fait, j'ai compris un truc en les écoutant, parce que je me disais pourquoi, je tombais sur un morceau électro que j'ai adoré. Hamilton. Voilà, merci. Et en fait, ça s'appelait, je sais plus, c'est un truc, j'ai dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de ce truc, pourquoi je connais pas ça, c'est énorme. Puis je vois qui derrière, c'est Keith Tucker et lui. Et ils ont chacun, c'est comme Gerald Donald, c'est Doppler Effect, Derzy Klous, R. Zimmerman, Japanese Telecom, ARPANET, tu vois, The Electroids, des trucs comme ça. Et en fait, je me disais, pourquoi partir dans tous les sens ? Et en fait, ça prend du sens quand tu changes de concept. Exactement. C'est quand clairement t'as défini, c'est ça, t'as défini un concept. Alors effectivement il y a l'extrême opposé, c'est les mecs pas connus qui dès qu'il faut un morceau changent de nom. C'est pas un choix stratégique, stratégiquement c'est pas bon, mais artistiquement oui ça a du sens. Quand tu dis quand c'est des concepts différents, bien sûr que ça a du sens. Stratégiquement, c'est pas bon parce que je savais en faisant Captain Moustache que j'allais devoir refaire un travail que j'avais fait pendant des années. Mais il fallait faire parce que artistiquement, c'était trop important de le faire. Et je pense que c'est ça. Je peux te raconter une histoire concernant mon label, Absolute Freak. J'avais signé le groupe donc We Are Terrorists, dont je parlais tout à l'heure avec Benjamin qui m'aidait à faire les mix de mes tracks. Et il m'avait envoyé une démo, et moi j'aimais bien ce qu'il faisait. Il avait fait un truc chez Headbanger. Enfin, c'était très chouette. Et lorsque je le signe, il me dit par contre, on ne veut pas le sortir sous ce nom-là. Tiens, il me dit non, We Are Terrorist, ça nous a fait des problèmes parce qu'il y a le mot terroriste dessus. Oui, c'était pas. Oui, c'est. Du coup, on va le faire sous. Mais We Are Terrorist, il était le nom. Je veux dire, ils avaient réussi à le faire à imprimer partout, quoi. Il me dit, on va le sortir sous les initiales. On va s'appeler W80 maintenant. What? Et au début, je lui dis, mais c'est délicat parce que du coup, faut refaire tous les réseaux, faut tout reprendre de zéro. Et effectivement, ça a été très compliqué au niveau de la promo parce que je vendais à un artiste qui n'avait rien. Les gens, au niveau du nom, ils s'arrêtaient là. Ils faisaient pas le lien avec un terroriste et la plupart des gens vont pas chercher plus loin. Ils voient un nom qu'ils connaissent pas. Et j'avais galéré. Et ça a été assez pénible à vendre cette sortie
juste à cause de ça. Tu vois, si je l'avais sorti sous le nom We Are Terrorist, je pense qu'on en aurait vendu beaucoup plus, ça aurait bien mieux marché. Et c'est là où je me suis aperçu que ce changement de nom là, c'est un sujet à multiples facettes parce que tu vois, je pense là, ça me vient, je pense à SA42. Peut-être tu connais pas, c'est SA42, c'est un groupe BM des années 80 très connu dans le BM. Et le gars qui est derrière ça, c'est Jackie Meurice. Et nous, on a déjà collaboré avec Jackie Meurice. Et lui, le nom SA42, qui est le nom qui est connu, en fait, il est un petit peu sous contrat avec un distributeur allemand qui a toujours été réglo avec lui. Donc du coup, tout ce qui sort en dehors de chez eux, ça peut pas s'appeler SA42. Et c'est vrai que si tu sors un truc Jackie Meurice, en fait, ça paraît fou parce que tu te dis, mais attends, mais c'est le même mec. Ça sonne SA42, c'est SA42, mais ça s'appelle pas Jackie SA42. Meurice qu'on a interviewé, rappelle-le quand même. Qu'on a interviewé, oui. Et rappelle à Fred que c'est lui qui a fait, par exemple, Le dormeur doit se réveiller et tous ces tubes-là. Insomniac qui est derrière, là, t'as regardé. Voilà, en fait. Voilà. Juste là, donc, en fait, Dormeur, c'était Pleasure Game. Ça, c'est lui. Ouais, Pleasure Game, c'est lui. Jackie Meurice. C'est Jackie Meurice. Insomniac, là, pareil. DJPC, c'est lui. C'était Jackie Meurice qui avait fait le morceau. Après, il y avait Patrick Coles, il y en avait d'autres, si tu veux. Mais globalement, c'est lui. Et c'est vrai que. Qui est devenu un copain maintenant. Et c'est vrai que c'est un sujet complexe parce que tu te dis, t'as ceux qui sont pas connus qui le font, ils perdent tout. Déjà que c'est dur d'avoir. Tu vois, c'est comme si nous, chaque fois, on changeait. T'essaies d'acquérir quelque chose et demain on change de nom du label, on fait autre chose, on s'appelle autrement, un nom différent par style, on s'en sort plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui doivent être les gens qui doivent être connus. Il y en a un qui dit, je sais plus qui c'est Olive, jouer avec les fans. Donc c'est vrai que c'est quelque part c'est bien parce que quand tu sais que tu as une fanbase qui est importante, tu peux jouer, changer de style, changer de concept, un peu t'amuser. Mais toi, j'ai envie de dire, quelque part t'as un peu joué au loto parce que ça pouvait être, tu pouvais perdre tout, tu pouvais perdre la moitié ou tu pouvais doubler la mise. Ah bah moi j'ai tout perdu, mais je savais de toute façon que quoi qu'il arrivait, le public qui me suivait avant une grande partie n'aurait pas suivi ce que j'aurais fait ensuite. Donc non, ça c'était une décision très 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 réfléchie et c'était quelque chose que je pensais pas faire un jour parce que je trouvais que c'était con comme d'avoir plusieurs blazes et au final tu vois je l'ai fait parce que là ça avait vraiment du sens et c'était nécessaire. Ouais, Titi dit comme Bruno Sanchoni qu'on a invité aussi, pareil, qui est une légende, Bruno Sanchoni. Il y en a qui doivent se dire, je vois pas qui c'est ce mec. Par contre, si on donne tous les alias et tous les trucs, BBE, Baz, Dr. Fibes. Et tu vois, en m'appelant Captain Moustache, je me disais que d'une certaine manière, j'allais jeter à la poubelle tout ce que j'avais fait avant. Et c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Tu vois, moi, je me dis, j'assume, hein, c'est derrière moi. Et comme le projet est mort, vu que je ne produirai plus de choses sous mon vrai nom. D'accord. Enfin, jusqu'à ce que tu changes d'avis. C'est un chapitre qui est fermé. Ouais, non, je le ferai. Ça serait pas intéressant de le faire, quoi. Je veux dire, ce que j'ai fait pas mal de choses, mais ça n'a pas eu non plus un succès fulgurant. J'ai beaucoup plus de succès en tant que Captain Moustache. Alors attends, ça maintenant, ça continue à la lancer. Parce que là, tu dis ça. On est d'accord. Captain Moustache, c'est 2020. C'est 2 ans, même pas. Ouais. T'as fêté tes 2 ans de Captain Moustache. Mais imagine que t'as le succès, je te le souhaite, et que ça explose. Tu crois pas que les fans de Captain Moustache vont pas aller voir Fred de Carvalho et au contraire dire. Ouais, mais je sais, mais. Comme à l'époque de Dima, on va revenir sur Vitalik, où il avait un peu enterré le truc. J'avais posé la question à l'époque. Ouais, non, Dima maintenant, c'est passé. Et il est revenu. Il a refait un EP Dima, tu le sais. Ouais, donc, moi, je serais toi. Je dirais ne jamais dire jamais. Voilà, c'est tout ce que je t'ai dit. Ouais, mais tu vois, il y a des trucs que j'assume assez mal. Enfin, tu vois, il y a. Ouais, mais c'est pas grave, ça veut rien dire. Il y a des prods que j'ai envie d'effacer de mon discours. Lesquels? Attends, je vais les. Non, je vais pas te les dire. On va tous les mettre une par une. Pas les. Non, mais il y a des trucs. Voilà, je maîtrisais pas autant la prod. Aujourd'hui, il y a des trucs que j'écoute où je me rends compte que c'était pas produit. Et les trucs qui étaient bien produits, c'était des styles complètement différents qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Donc, ce que je faisais sur la fin, c'était taffé, mais... Et tu verras que ça se trouve, les vinyles, dans 15 ans, tes vinyles Fred de Carvalho se vendront sur Discog à 150 comme les Daft Punk, les premiers Daft Punk. Parce qu'il y a eu, en fait, un moment...
il y a eu avant que tu fasses Captain Moustache 2020 et que tu termines Frédéric de Carvalho, il y a eu un moment où il n'y a rien eu. Il y a eu 2-3 ans. Non, il y a une période sans rien. 2016-2020. Je travaillais Captain Moustache. D'accord, donc tu travaillais à ton concept et tu as préféré ne rien sortir. Et le Covid est arrivé parce que tu as d'un coup sorti quand même, tu as fait 2 albums un coup sur coup. Ouais. C'est que. Et du coup, le Covid, c'était une opportunité ou c'était un problème? Non, les deux, hein, parce que on dit souvent que je suis arrivé à la mauvaise période, donc ça a freiné un peu le développement du projet, mais ça m'a permis aussi, moi, de m'enfermer et de faire beaucoup de prod. Donc j'avais déjà préparé ce projet en amont, depuis 2018, de 2018 à 2020. Voilà, c'est là où j'ai pris la décision en 2018 de faire Captain Moustache, même 2017 je crois, Captain Moustache. Maintenant voilà, je vais faire de la prod, électro, techno, je maîtrise mes machines, maintenant je sais où je veux aller et j'ai fait des prods et je voulais arriver vraiment avec beaucoup de matos et pour pouvoir enchaîner les sorties. Alors si je peux me permettre, vu que j'ai écouté ta disco en entier et que j'ai étudié la question, j'ai l'impression que effectivement il y a eu une phase on se cherche, c'est normal, hein, moi on a tous fait pareil, hein. Alors il y en a qui sont des fois ils sortent leur son comme ça de but en blanc, mais bon, des fois ils n'arrivent pas à se renouveler, donc des fois est-ce que c'est bien, tu vois, d'avoir un gros succès à 20 ans et presque faire le truc génial d'un coup et après tu vois de refaire toujours pareil. Et il y avait un moment où peut-être tu suivais un petit peu le son du moment. C'est ça. Ah bah oui, complètement. Et là, quand on écoute en fait Captain Moustache, on va passer des morceaux bien sûr. On sent vraiment le côté, je reprends du recul. Qu'est-ce que j'ai presque, c'est marrant parce que quand tu prends Jean-Michel Jarre, UR, la trance un peu allemande, du Aphex Twin si on a oublié d'en parler, Doppler Effect, l'électro Clash, tout ça, la disco, Space Disco, tous ces trucs là. Tu fais un shaker et on sent que là, tout de suite, il y a un concept en fait. Il y a quelque chose de. On sent que c'est flagrant. En termes de prod aussi. Complètement. Là, j'ai décidé vraiment de revenir à mes premiers amours, ce que j'aime vraiment. Alors, j'aime beaucoup de choses, mais c'était pas possible de continuer à faire un peu de rap, un peu de funk, un peu de disco, un peu de techno, un peu de house, un peu de. Et je dis non, là, il faut que j'ai un vrai concept parce que tu peux pas construire une carrière, avoir un public, personne te suivra si tu pars toujours dans des directions différentes. Ouais, et puis aussi, ce qui est intéressant, et là aussi c'est très intéressant, c'est le fait de dire que les artistes qui suivent la mode à tout prix, parce que ton son Captain Moustache n'est pas un son à la mode. Ouais, pas du tout. Ouais. Même si des fois tu fais des sons, t'as fait la prod avec Popov, t'es pile dans le son du moment, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est royal, tu vois, t'arrives, tu maîtrises les codes de la techno. En tout cas, enfin, là je suis plus du tout, enfin je sais pas de suivre une mode ou quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est certain. Mais comme tu maîtrises les codes, si tu veux, tu peux te permettre de faire un morceau de techno mélodique. C'est même plutôt nostalgique un peu. On peut le mettre d'ailleurs parce que c'est le dernier qui est sorti pratiquement. Hein. La nuit avec Popov quand même. Je vais mettre la pochette pendant que vous parlez. Donc tu te permets de faire maîtriser les codes du son du moment et de le faire à ta sauce avec Popov qui fait un exercice de style aussi parce que Popov, les gens le connaissent sous ce son un peu là, mais il est capable de faire lui aussi. Ouais, il a fait des sorties hardcore, tout bien ça. Sûr, bien sûr. Et ça t'ouvre plus de, je trouve, hein, ça t'ouvre plus de possibilités. Ouais. Bah là, j'ai fait dans le son que je fais aujourd'hui, je suis complètement honnête. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ce que j'aime faire, ce que je sais bien faire aussi. Je me suis vite aussi rendu compte que, au final, les meilleurs succès que j'ai eu, c'est quand j'ai fait des trucs un peu pointus et que là, ça suivait. Et il y avait aussi un plaisir, une volonté de plaire dans mon entourage. Je m'avais parlé il y a quelques temps, lorsque je faisais ces prods un peu plus mainstream, un peu plus radio, avec les rappeurs et tout, dans mon entourage adorait ça. Dans ma famille, ils adoraient, tu vois. Là, je pouvais leur faire écouter mes sons. C'était putain, Fred, c'est génial et tout. Hein. Je leur faisais écouter de la techno, bon, bah voilà, c'est pour un public d'initiés. Moi, ça me faisait plaisir, tu vois, que dans mon entourage, les potes, la famille, ils adorent, ils écoutent ça à fond dans leur voiture, quoi. Mais au final, ça n'a pas été beaucoup plus loin. C'est quand même assez frustrant quand tu
fais de l'art, c'est pouvoir t'exprimer, pour pouvoir partager. Et s'il n'y a pas de partage conséquent, bah, c'est frustrant. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire à ce niveau-là. Et je suis revenu un peu égoïstement à me faire plaisir. Maintenant, je me fais plaisir à moi sans penser à ce que penseront les autres. Oui, et puis c'est peut-être le meilleur moyen de faire plaisir aux autres, c'est quand tu te fais plaisir toi aussi, peut-être. Ouais, c'est clair. Hein. Et là, ça fonctionne, quoi. Ça marche. Je réponds juste à Titi qui disait par rapport au pseudo, il citait Bruno Sanchoni, et tu as raison Titi, sache qu'on l'a interviewé, hein, Bruno Sanchoni. L'interview, il est pas encore sur YouTube, mais on va le mettre bientôt. Ah oui, on va s'en occuper là. De toute façon, là, t'es en vacances, pas très longtemps. Ouais, donc Jackie Meurice et Bruno Sanchoni, qui sont quand même deux pionniers de cette époque-là. Ah, oui. Leurs interviews seront dispo sur YouTube, je vais reparler de YouTube après. Vas-y. Et Actarus va jouer ce track dans son mix numéro... Ah, tu comptes tes mix Ah Qui ça? Actarus, 4800. Oui, il y a un paquet de mix, hein. C'est un recordman là. Faut appeler le Guinness là. Ah putain, 4806, il les a comptés, dit. Mais c'est une vanne ou il compte? Non, je crois pas. Non, il a pas l'air de rigoler. Il enregistre plusieurs mix tous les jours. Hein. Ah. Non, il a pas l'air de rigoler avec ça. Volonté de record. Je crois que personne à part lui a fait plus de 4800 mix enregistrés. De toute façon, on l'invitera. Ils sont tous en ligne. Alors nous, on archive toutes nos soirées, sache, toujours. Ouais. Tu me dis, tiens, Dafresh, Omas, en 2000, je te sors le mix. Mais bon, après... T'avais commencé dans les années 90, je crois. Ouais, j'ai quelques archives dans les années 90. Genre, sur cassette vidéo, j'enregistrais à l'époque sur le son des magnétoscopes. Ah oui, sur un magnétoscope. Sur un magnétoscope, ouais. Alors, excellent. Je les ai tous récupérés d'ailleurs, ils sont tous digitalisés. Et nous on archive tout, voilà. Ah oui, Jean, on a oublié de parler du mix électro qu'on a sur Maximix, qui est sorti. On en parlera après, on refera un minimum d'auto-promo. Il y a d'autres morceaux Captain Moustache qu'on va écouter. Non mais alors là, ça c'est effectivement c'était la collab avec Popov. Et c'était la dernière qui est sortie, c'est pour ça que c'est très frais. C'est quoi? C'est 2 semaines, même pas 3 semaines. Même pas, je crois. Là c'est sorti. C'est sorti. Sur quel label déjà? 3 semaines sur Mobili. Sur Mobili, ouais. Donc, je suis content, c'est un chouette label où il y a Rodriguez Junior dessus, qui est un artiste. Qu'on va essayer d'interviewer. On va essayer d'interviewer. Et donc je suis content que ce track leur ait plu. Et c'est pas fini, il y a une deuxième collab avec Popov qui sortira en fin octobre ou novembre, je crois, sur le label Exploited. Ah oui. Et comment ça fonctionne là, la collab? Vous avez fait quoi? Comment vous avez fait à distance? Il y en a un qui commence. Comment ça marche là? Alors comment ça marche concrètement là sur ce coup là? Avec Alex. Après il est sur Paris, donc peut-être que vous êtes. On s'est pas rencontrés, on s'est pas vu sur ces 2 collabs, on s'est pas vu du tout. Lui il bouge beaucoup, hein, donc c'est compliqué. Après on se connaissait d'avant parce que je l'avais signé sur mon label en 2007 je crois. D'ailleurs c'était le plus gros succès du label, hein, le Valbern. C'est le moment où il a vraiment explosé. Il a sorti le Scriptum en même temps, le Turbo. Et après ça, il m'avait contacté, c'est après avoir sorti le compact. Je crois qu'il avait beaucoup aimé. Et il m'a dit super, t'as sorti et tout. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. Et donc on a fait 2 tracks. Et en fait, on s'est un peu auto-remixé, c'est-à-dire que moi je lui ai envoyé une ébauche de track qu'il a fini, et lui m'a envoyé une ébauche de la nuit. Donc pour le coup, la nuit, c'est lui qui a fait la compo. Avec les motifs de toi. Voilà, et moi j'ai tout peaufiné, j'ai produit vraiment le truc, j'ai fait le mix, etc. Et pour l'autre track, inversement, je lui ai envoyé une ébauche de track, lui il a mis quelques effets dessus, il a mis sa touche vraiment pop-off. Et t'as envoyé comment? T'envoies des pistes MIDI, t'envoies des pistes wave, des pistes wave, ouais. Surtout. Pistes wave, d'accord, donc c'est en audio quoi. Ouais. Parce que je crois que lui il bosse avec Ableton. Ableton, il me semble que c'était sur Ableton. Donc il y a un morceau que pour faire un peu un petit peu le panel des diverses facettes de Captain Moustache. Donc je voulais mettre Space Blowjob. C'est pas Space Blowjob, c'est Space Joe Blob. Space Joe Blob. C'est pas pareil, en fait, j'ai lu ça. Parce que j'ai voulu. Ton cerveau malsain. Et t'as fait ça exprès. C'est volontaire, bien sûr. Et t'as fait ça exprès. Quand tu m'as demandé je te l'ai sorti, pourquoi Captain Moustache, c'est à la base, je voulais que ce soit un projet quand même un peu burlesque. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de sérieux dans le milieu techno-électro. Moi, j'étais dans cette vibe un peu électro-clash. J'aimais vraiment le côté, comme je te disais tout à l'heure, Vitalik, quand il est arrivé complètement décomplexé,
où voilà, on se pose pas de questions, et je me suis dit, allez, je vais essayer d'être le super-héros de la musique électronique, Captain Moustache. J'adore Au début, je voulais venir avec la moustache, la cape et tout. Ma femme elle m'a dit, doucement. Vas-y, mollo. Mais en fait, comme au début, le nom du label c'est Absolute Freak, en fait, et vu les gens avec qui la tu as pochette, collaboré, comme ça, etc., je me suis dit, ce mec doit être un fou, tu vois. On parlait d'Adamski. J'ai dit, en fait, non, t'es vachement discret, t'es vachement calme et tout. Mais bon, peut-être t'as des moments où C'était sur quel le maxi panache, c'était tu sais, avec panache. Celui-là, c'était sur quel maxi? Ça, c'était en 2020. Interstate Special Friend. C'était sur Special Friend, sur Bordello à Paris Gym. Ah ouais, c'est bon. Merci. Space Joe Blob. Ça y est, j'ai trouvé. Je l'aime bien ce track. Hein, Ouais. Il y a un petit c'est un des tout premiers que j'ai fait en tant que Captain Moustache, celui-là. C'est là où on sent justement l'intelligence des influences, je dirais, voilà, le côté Jean-Michel Jarre, le côté Space Disco, on peut jamais dire ça, tout en étant électro, et tu vois, il y a toujours ce... Ah, c'est très... ouais, c'est le bon son, celui-là. J'ai ma femme sur Messenger là, qui me corrige à chaque fois. Elle me dit, mais fais-moi rentrer en interview, je suis ta mémoire, moi. Ah si, elle a On des lui choses à dire, on lui fait un bonjour. Hein. Mais Si, tu elle te a souviens des pas choses que à tu voulais dire. mettre une cape et tout avant? Ah ben attends, balance un rejoins-nous. Et merci le Covid, elle a dit. Ouais. Qui m'a permis d'avancer pas mal, produire 2 albums. Moi je trouve ça intéressant parce que des fois on parle avec les artistes et tout, le Covid c'est presque un traumatisme, tu vois, il y a qu'un côté négatif, on produit pas parce qu'on n'a pas de choses à promouvoir, mais quelque part moi je trouve que toi t'as hyper produit pendant le Covid et quelque part ça t'a réussi. Ah ouais, complètement. T'as fait 2 albums. Je me suis retrouvé avec ma musique, quoi. C'était un moment particulier et que j'ai apprécié. Et au final, ouais, non, je suis très, très content de ce que ça a donné. 2 albums, mais c'est pas fini, il y en aura d'autres. Bah bien sûr. Ouais. Ouais. Il y avait Rhythm 55 aussi que j'avais bien aimé. Ouais. Il a bien marché celui-là par contre. T'es pas mal joué. Tu utilises quoi pour ces petites sonorités TR606, Sur quel maxi TR808, celui-là, Rhythm 55? Sur quel maxi? Toujours Special Friend. Special Friend toujours. Et attends, je remets la pochette alors. Hein, qu'est-ce que tu utilises pour faire sonner Electro. un peu vintage ce côté 606, 808 là? Bah, c'est des émulations ou des samples de 808. Beaucoup, hein, je suis très 808. Hein, ça c'est. On dirait presque là du la 606 le charlet là. Et même la snare. Bah alors non là le. Ouais, c'est que tu fais un traitement sur les sons. Ouais, là les drums, ça vient justement, je l'ai appelé morceau le Rhythm 55 parce que ça vient d'une machine, c'était laquelle qui s'appelle La TR555. C'était la Korg 55. Ah, la Korg 55. Ah oui. J'avais un émulateur. Je me suis dit, bah, comme j'ai utilisé que les drums, c'est le seul morceau que j'ai utilisé les drums de cette machine. C'était ça, la Korg Rhythm 55. Oui, c'est ça. Et j'ai appelé le track Rhythm 55. Je les ai en sample dans ma banque de sons. Rhythm 55. Et là, je les ai laissés très purs, légèrement équalisés, et sentir la drum machine. Et les VST là que tu utilises là, c'est quoi là pour ces sons typiquement 70 Bah, j'utilise pas grand chose, hein. J'ai un setup très restreint. Je suis content comme ça me permet comme ça toujours d'aller à l'essentiel. Je vais te donner tous les secrets de fabrication. Non mais c'est des VST donc ouais, des VST. Quel synthé, tu vois, est-ce que c'est le Jupiter 4? Il y en a un très vieux que j'ai depuis le début, que j'utilise beaucoup, qui est le V-Station Novation. Ah, Novation V-Station. il y a des belles nappes il paraît. Qu'est-ce que... Avec V-Station, pas mal pour les basses. Ah, Bass Station. Non, j'ai la V-Station. J'ai la Bass Station, mais ah voilà, pas d'accord. trop. La V-Station, okay. Ouais, j'ai utilisé tous les sons de cette machine. Ça me plaît pas mal. Il y a le Spire que j'utilise. C'est qui édite ça? Le Spire, VST. Ça pour les nappes notamment, c'est pas mal du tout. Ouais. Reveal Sound Spire.
Bah, ça te parle pas celui-là? C'est un super VST. Hein. Vraiment en termes de son, il n'y a pas énormément, mais ça sonne hyper bien. Non. Et il y a le Citrus de FL Studio que j'utilise aussi pas mal. Ouais. Il y a des sons intéressants dessus. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Après, il faut trouver les presets et. Ouais, ils ont bidouille dedans. Bidouille, voilà. Ouais. Et tu vois, le V-Station, c'est hyper facile à bidouiller. Et Putain, c'est pas vrai. quand tu veux faire des automations, tout ça, c'est hyper intuitif. Donc ouais, ça me plaît. Ma femme qui a mis l'alarme dans le truc. Heureusement, ça a pas sonné. Désolé. C'était un truc On est en perso. train de cambrioler chez Jean. Son alarme vient de sonner de chez lui. Actarus qui dit mon préféré du Captain, c'est Bleu Azur. Yes. Bleu Azur, voilà, non? Bleu Azur, c'est ce qui m'a ouvert les portes de Bedrock. Donc merci Bleu Azur. C'était un morceau que j'avais fait à la base en hommage à Garnier. Je lui avais envoyé un tout premier, voilà, j'ai dit c'est pour tout ce qui m'avait inspiré et qui sonne assez Garnier le morceau au final. C'était sorti quand? Parce que je trouve pas Bleu Azur. Bleu Azur, il est sur l'album sur Bedrock, sur Indigo Memories. Ouais, et c'est Actarus dit que c'est son préféré en plus. Bah, il a bien marché, c'est un des Captain Moustache qui a le mieux marché. Hein. Mais ça. C'est très. Oh, il y est. Pas sûr. Bleu ciel. Il y a Bleu Azur et Bleu Ciel, c'est deux morceaux il y a différents. plusieurs couleurs. Il y est pas. Ouais. Ah. En mode recherche, je le trouve pas, donc il est pas. Bon, je peux le trouver. Je vais le trouver sur notre ami YouTube. Après, il y a pas mal de trucs et des collabs assez variés aussi. Hein. Putain, j'ai bien aimé le Floor Wax aussi. Floor Wax. Ce EP, il est excellent. Sur Return to Disorder. Ouais, là, il y a une collab avec une collab vocale de Paris the Black Foo, des trois grands Pouba, et Foremost Poets. Ouais. Le hommage à Garnier, je l'entends direct. Ah oui, là, c'est très. Ça, c'est 909. Colored City. Ouais, exactement. Hein, Colored City, et Empire City. Alors, Laurent qui était à 7 hier. Ouais, avant-hier. Hier. On l'a tous loupé. Hein. J'étais absent pendant 2 jours. J'ai une petite douleur à la poitrine, rien de grave. Je rassure, c'est musculaire et à la poitrine de droite. Mais qui m'a bien énervé. J'ai fait une nuit blanche avant-hier. Et là, j'ai du mal à m'en remettre. Voilà. Et j'ai pas pu aller voir plutôt papa à 7. Mais bon, on lui passe le bonjour. Hein, voilà. Il m'a réservé mon Scud. C'est bien. Merci Laurent d'avoir réservé mon Scud. Et j'attends toujours le lien pour le commander d'ailleurs, mais ça c'est pas grave, hein, je suis pas pressé. Voilà. Il y a Nicolas K qui demande si tu es ouvert à des propositions de collab. Je pense que oui, non? Oui, toujours ouvert. Hein. Alors ça c'est Bleu Azur, ouais, donc c'était sorti 2021 l'année dernière. C'était l'année dernière, ouais, c'était ma grosse année l'année dernière, hein, avec les 2 albums, le compact, le Helena Off. C'est compliqué de faire mieux. Ouais, c'est. Là, franchement. Voilà, Actarus, ouais. Bah, qui kiffe. Oui, dans le refrain, on va dire, ce track, il y a un sample complètement illégal. Mais bon, entre nous, je peux le dire, c'est une des rares fois où j'ai samplé et c'est un énorme groupe. J'espère que tu seras pas striké, mais quand même, j'ai bien bidouillé le sample. Non. C'est un sample du groupe de rock Linkin Park. Ouais. Ah, trop bon. Et donc les violons que tu vas entendre, espèce de violon là dans le refrain, ouais, ça vient d'un groupe de métal. Ah, il y a Fred Duméli avec nous. Salut Fred. Oh Fred, c'est un petit moment qu'on t'avait Quand pas vu il Fred. dit, alors ça vous a changé de Francis Cabrel ou pas? Quoi? C'est vrai qu'ils arrivent les violons? Ça va être là. Oh, il y a une montée, une grosse montée là. Alors, je monte un peu. Ah, celui-là, je l'ai calibré dance floor. Là, c'est...
Je vois un truc là sur YouTube. John Digweed et Captain Moustache. Ouais. C'est quoi? J'ai joué dans son émission de radio. Ah putain, bien. T'as été invité. Ouais, bah il a un show en fait hebdomadaire qui est un des plus gros au monde. Hein. C'est une des plus grosses émissions de dance music. Il a 14 millions d'auditeurs chaque semaine. C'est dans 45 pays, 75 stations de radio. C'était pas là que Garnier était venu justement, avait fait une interview groupée avec plein de gars différents? C'était pas là, mais. Pas d'interview en fait, son émission, donc il fait 1 heure de mix lui, et il invite un DJ faire la 2e heure de mix. Et je l'ai fait 2 fois l'année dernière, ce qui est assez ouf. Donc il y a eu lorsqu'on a fait le premier single, donc en été c'était Bleu Ciel. Donc comme d'hab, je fais un mix et je leur dis bah voilà, j'ai fait un mix, si vous pouvez m'aider à trouver un bon host. Digweed me dit bah écoute, je vais le passer carrément dans mon émission. Et pour la sortie de l'album, pareil, j'avais fait un 2e mix. Et je pensais pas qu'il allait me prendre 2e fois parce que moi quand tu passes dans l'émission, tu te dis c'est une fois et puis voilà. Ouais. Et il me dit bah on le repasse, le mix est très bon. Allez, je rebondis à propos de mix, je vous avais promis une petite surprise. Je viens de le mettre en ligne quand le logiciel me redonnera la main. Si vous allez sur le YouTube de Nocturbulous, vous allez trouver normalement. Alors, est-ce qu'il va le mettre? Attends, faut que je revienne. Hop, faut que je rafraîchisse. Bonne question. Comment on rafraîchit la page dans le logiciel? C'est pas grave, on va faire autrement. Regardez, on va aller sur. On va aller là. On va rafraîchir. Donc je viens de mettre en ligne donc Nocturbulous Podcast, parce que nous aussi on fait ça si tu veux, donc on va inviter des artistes d'ailleurs. Fred, tu seras invité sûrement pour un mix ou autre. Donc du coup donc ça a été enregistré, donc c'est Nicolas QR, hein, le copain Nicolas QR, donc qui était venu ici. On va le remettre du début parce qu'on voit Space 92 dessus. Voilà, donc c'est sur le YouTube. Bonne raison de C'était pour cette soirée-là, Positive Festival, hein, qui était venu à Béziers au Tribeca pour faire un mix. Voilà, donc le mix a été réalisé. Merci à Nicolas Guerrier qui m'a aidé pour la synchro. Merci à Nicolas QR d'avoir accepté cette captation vidéo. C'est notre première captation vidéo qu'on a fait comme ça, tu vois. On a fait une captation vidéo sonore. C'est aussi dispo sur le podcast de YouTube de Nocturbulous que vous allez sur iTunes, sur une application de podcast, vous recherchez Nocturbulous, vous nous trouverez. C'est aussi en audio et vous avez un mix de 2 heures de Nicolas qui est très bon, un très bon mix, hein, Jean, voilà, avec ses petites intros comme il aime bien le faire, voilà. Et si vous passez, après c'est une captation hein, qu'on a fait comme ça. Il y a plusieurs caméras et je me suis amusé à faire ça. Plusieurs caméras quoi. Voilà. Et avec le son console, bien évidemment. Voilà. Donc c'est dispo depuis aujourd'hui. On en fera un post sur YouTube demain. Donc voilà, des petits mix comme ça, des petites surprises. On va en faire nous aussi assez souvent. Et on invitera souvent des DJ soit mixer dans le studio, soit on ira les capter directement aussi, ça c'est nouveau. On ira capter leur set dans un événement, dans un festival, voilà. Donc on a Cannes avec nous. Salut Cannes. Salut Cannes, voilà. Donc c'est disponible depuis quelques minutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à Actarus qui l'a fait. On est à 188 grâce à Actarus qui s'est abonné. Merci à toi, c'est sympa. Fred, tu t'es abonné? Bien sûr, 2 fois. Il est génial. Moi je poste la mienne aussi, ma chaîne YouTube là. Vas-y, mets-la sur l'événement, on va parce la que mettre. Moi je suis emmerdé sur YouTube parce que tu sais, il y a la chaîne qui est auto-générée là par les labels là. Machin topic là. Ah ouais. Putain, le truc il a plus de followers que ma chaîne officielle, tu vois. Et c'est emmerdant ce truc là. Alors tu sais, j'ai créé une belle chaîne où tout est bien organisé. Alors attends, parce que maintenant, tout. Alors ça dépend de ton distributeur, mais maintenant tu peux demander à récupérer sur YouTube J'ai réussi à le faire sur SoundCloud. Il faudrait que j'en parle parce qu'en plus maintenant j'ai vu il y a une deuxième il y a 3 chaînes Captain Moustache quoi, parce que maintenant même les topics ils font plusieurs chaînes topics. Après si alors tu attends, veux, parce que Captain Moustache je l'ai là. Les chaînes Captain Moustache créées par les distributeurs YouTube, c'est en général il y a pas beaucoup de Est-ce que c'est la tienne qui compte vraiment. Oui. La mienne n'avait pas passé à trouver. C'est celle-là ou pas? Non, pas du tout. Alors justement, donne-nous la bonne, tu vois, il y a des faux Captain Moustache. C'est pas le faux. Oui, c'est le label. Non, ouais, si, c'est moi. C'est des gens qui touchent des sous quand les gens vont sur ce truc que personne ne voit. La thune. Mais par contre, sur le tien... Alors c'est lequel le tien? Parce que la mienne, je viens de le... Descends. Je l'ai posté, j'ai mis le lien sur la discussion là en direct. Mais si tu la descends, tu vas le voir. Moustache. Je l'ai trouvé facilement. Mais ouais, parce que j'ai posté assez peu de trucs dessus en fait. Je fais des. Voilà, là tu l'as sur le Fatima Yama là.
Ça C'est c'est cette ta chaîne. chaîne-là. Ah ouais, Voilà. avec ton vrai. Ouais. Voilà, et là, si Allez, tu cliques donc sur Captain Mike voilà. Moustache, hop. Voilà, Moustache voilà. is the future. Voilà, donc là, t'as les super hits de Captain Moustache, Ouais, t'as voilà. les mix. Bon, ça, toi, c'est les- ta chaîne officielle. Vous abonnez, on va s'abonner. Voilà. Ah, y a pas le nom- Nocturbulus. le nom, Regardez, j'en ai Nocturbulus. pas beaucoup. Nocturbulus Ah, vient tu de les caches. s'abonner. Tu viens de Ouais, gagner je un cache, abonné, ouais. regarde. Tu viens de gagner un Magnifique. abonné grâce à nous. Nocturbulus. Hop. En plus, c'est la classe, c'est Nocturbulus Record qui s'est abonné à ta chaîne quand même. Voilà. Merci les gars. Moi, je m'abonnerai Donc aussi. abonnez-vous avec aussi à la chaîne de Captain, notre invité, sur Instagram. On peut parler de la mienne Et aussi. tu vois, si tu scrolles, Allez, on va parler de si celle tu des gens. scroll vers le bas et tu verras, regarde, t'as une playlist pour chacune de mes releases qui sont. Tu peux continuer, regarde, elles sont toutes. Ouais, t'as fait ça sur SoundCloud aussi, l'album, mais machin. c'est plus complet là. Sur SoundCloud, tu l'as fait aussi. Là, T'as c'est fait. carré. C'est plus un condensé. Tu peux mettre que 5 playlists Ouais, sur ouais, ouais. SoundCloud. Non, mais- Allez, ça, c'est vous bien aimez fait. les bootlegs vidéo? Ah, il y a la mienne aussi de Allez, chaîne. Jean Bruce qui a beaucoup d'abonnés. Jean Bon, moi, Bruce, j'ai par pas besoin contre. d'abonnés. Par Lui, contre, il en a 20 000. Donc, j'ai besoin d'amour, moi. Voilà, Jean Bruce, c'est 20 000 abonnés, quand même. Il y a ce fameux bootleg. On s'est fait striker. Alors, on peut le remettre un peu pour la déconne, mais pas sur. On le coupe sur. Alors, Jean Bruce. Jean 20 000, Bruce. c'est énorme. Vas-y, Ouais, c'est beaucoup. Regarde, avec beaucoup Partage un peu, d'interviews. Voilà, donc Jean Ouais, Bruce. c'est des archives aussi, tu vois. Alors, C'est à l'ancienne. Hein. on a un peu retravaillé parce que justement, il y avait des trucs en doublon. Donc, tout ce qui est bootleg, les trucs de Jean Bruce, c'est sur sa chaîne. Voilà. Je trouve Tous comment les trucs Jean de Bruce, Nocturbulus, c'est sur la chaîne de Nocturbulus. Et Jean Bruce a fait Jean un Bruce, remix je l'ai. boom bap de Hotel Neuilly Passy. Alors on remet un extrait. Ah, ouais, non, c'est non, ça. non, mais on le coupe de Facebook. J'ai On prend pas de entendu risque. ça. Regardez, je prends pas de risque. Désolé pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez pas entendre hop. Mais je fais juste écouter à notre invité ce soir quand même le remix qu'a fait. Si jamais ça marche, s'il veut J'ai bien. écouté ça. Mais tu la connais. Ah, tu l'as écouté le Je remix boom connais bap? par cœur ce track. Mais ton edit là, j'ai écouté. Ouais. Pourquoi le son n'est pas là? Alors attendez, le son n'est pas là parce qu'il faut que j'aille dessus. Ouais, les inconnus, putain, je suis méga fan. Et ouais, mais quand même. Bon. Eh ben en fait, tu vois, il veut même pas que je le joue parce que. Il y a pas de son. Je sais pas pourquoi. Fais gaffe, ne le passe pas sur Facebook. hein. Mais il passe pas sur Facebook, mais il n'y a pas de son tout court, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a pas de son. C'est pas grave. Bon. Bon, bref, les gens, on fait des bootlegs vidéo en plus parce que c'est bien beau de faire un bootleg audio, et on fait un bootleg vidéo, donc je vous invite à aller le voir quand même. On s'est fait striker à l'émission de Laurent Garnier à cause de ce bootleg vidéo. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la Et chaîne de le Jean prochain, Bruce. il va être sympa aussi. Ouais, mais on le jouera d'abord. On va le jouer dimanche. Et il y a déjà la vidéo qui est prête, tout est prêt. Ouais, mais attends, on l'envoie pas de suite. Parce qu'on Mais va d'abord non. l'envoyer à certains Mais VIP. bien sûr que non, je l'enverrai pas. On peaufinera. Voilà. Donc du coup, c'était un peu encore de la promotion. C'était pour les l'Insta deux. YouTube. Alors bien sûr, ton Instagram, c'est Captain Moustache, hein, bien évidemment. C'est ça. Te trouver sur Insta. Voilà. Et il y avait des questions qui étaient aussi si on doit t'envoyer des démos, quel est le meilleur moyen de te contacter? Moi, j'ai mon mail qui doit être partout là. Mon mail, therealcaptainmoustache@gmail.com. Je peux l'écrire? Ouais, bien sûr. Ou écris-le toi, comme ça sera plus. Le vrai Captain Moustache. Voilà. Sinon, vous avez le Captain Moustache Fan Club. Hop. Qui n'existe évidemment pas. Hein. Mais bon, Quelle bonne. c'est noté. Voilà. Et on pourrait le créer, hein. Puisqu'on nous réclame on réclame des chaussettes, on ferait des goodies à un chaussette avec des concepts Voilà. là, rose et noir ou rose et blanc. Bah oui, Il faut réfléchir à la question là. ça viendra. J'avais une Bien question t'apprends. aussi là qui était que j'ai zappé tout à l'heure. Ouais, si tu devais faire est-ce que tu es ouvert à faire des collabs dans des styles qui sont pas des styles que tu fais habituellement? Oula, alors non. Ouais, voilà, parce que t'en sors justement. Ça, de les tout ça. aventures, j'en ai fait plein avant. Là, faut que ça reste cohérent, quoi. Faut qu'il y ait artistiquement que ça matche et surtout que ce soit cohérent, tu vois. Là, que je comprenne le concept là. John Digweed présente. C'est Quattro artistes, donc c'est il y a 4 artistes et j'ai retrouvé les morceaux de ton album. Ouais. Donc en fait, c'est l'album Indigo Memories est sorti sur le label Bedrock, Ouais. mais le Quattro artistes, c'est une façon que John Digweed a de promouvoir toi, Quiver, Alors, Lopez House et Satoshi Fumi. pour le physique. En fait, il y a les 4 albums qui sont sortis, si tu veux, individuellement en streaming et en téléchargement. Et pour le pressage physique, donc il a fait ce Quattro. C'est un projet qu'il fait tous les ans, en fait. Un projet de quadruple CD. Il sort tous les ans un coffret 4 CD sur son
Et là, il a voulu faire un projet complètement inédit qui était un coffret avec 4 albums de 4 artistes différents réunis dans un coffret CD. Et du coup, t'as cet objet qui existe où il y a nos 4 albums dedans. Parce qu'à la base, ça devait pas y avoir de sortie physique. C'est toujours compliqué aujourd'hui, surtout CD. Ah oui, CD, c'est. Alors oui, pareil, on parlait des styles de musique. Il y a des styles de musique qui se vendent bien en CD, mais pas forcément. Lui, je crois qu'ils vont assez bien, parce qu'il en a pressé 500, je crois. CD ? Des CD, ouais, le Quattro. Et après, il y a un vinyle qui est prévu, mais je crois seulement 4 tracks de l'album. Je sais pas trop où ça en est. Mais un album, c'est compliqué, parce qu'il faut faire. Tu vois, Tourbillon Nocturne est sorti sur vinyle, pour le coup, mais c'est un coffret, c'est double vinyle. Pour voir tout ça. Tourbillon Nocturne. Ouais. Donc comment t'as fait pour en fait enchaîner 2 albums coup sur coup? Tu les avais préparés juste avant. du coup. Ouais, j'avais plein de tracks de près. Et c'est les labels qui te les ont demandés, c'est toi qui les as proposés? Comment ça marche? Alors Digweed, je l'avais contacté. Enfin, je lui avais envoyé une démo. C'était avec Bleu Azur et Bleu Ciel. Ouais. Là, il me répond, il me dit qu'il veut sortir ça sur Bedrock. D'accord. On se met d'accord sur une sortie, donc à la base ça devait être ces 2 tracks là. Et je lui dis, est-ce que je peux t'envoyer d'autres morceaux? Et du coup j'en envoie quelques-uns. Qu'est-ce que je lui ai envoyé? Je crois que je lui ai envoyé 4 autres tracks dans la même veine, tu vois, pour le côté pas électro, parce que je savais que électro non, sur Bedrock c'est vraiment plus techno, mélodique techno, Détroit, tout ça. Je lui envoie 4 autres tracks et là ça match également. Donc il me dit attends, je vais pas envoyer 4 tracks, je vais envoyer 6 tracks, excuse-moi, en plus des 2 premiers. Et il me dit écoute, j'aimerais signer ces 6 tracks et on pourrait sortir un EP avec ces 6 tracks par la suite. Et là je lui dis écoute, s'il y a déjà 2 tracks plus 6 ça fait 8. Je veux dire là avec 2 tracks de plus on peut faire un album quoi. Ben oui, parce que c'est déjà 6 c'est plus que il y en a c'est des mini LP. Il appelait ça un mini LP. Et j'ai dit au lieu d'un mini LP, si je peux rajouter 1 ou 2 tracks, on sort un LP. Et il m'a dit oui, mais tu sais c'est compliqué un LP, ça peut pas être 10 morceaux dance floor machin et tout. Donc j'essaye, je lui dis écoute, je lui dis laisse-moi quelques jours, je vais essayer de te fournir quelque chose. Là je fouille dans mes archives, je me suis dit je vais pas avoir le temps de fournir des vrais tracks, donc tu vas chercher une ébauche, un truc. J'essaie de finir, je lui envoie un track, ça va pas, un deuxième track, ça va pas. Et je lui vois un troisième, finalement, il me dit celui-là, j'aime beaucoup. Et je lui dis, pour le 10e track, ce que je te disais tout à l'heure, j'aurais aimé mettre le morceau Mentally Naked qu'a joué Andrew Weatherall. Il m'a dit, allez hop, on fait ça. Un album sur Bedrock. Et donc là, je suis super content, quoi. T'imagines j'apprends que je sors un album sur Bedrock, c'était complètement ouf. À ce jour, c'est ma plus grosse sortie. Et pas longtemps après, il me téléphone directement via WhatsApp. Et il me parle de ce projet. Voilà, ce que ça dirait. Il aimerait mettre. Il me dit voilà, ton album sortira individuellement en digital, mais j'aimerais faire une sortie physique groupée avec d'autres albums dans le cadre de mon projet annuel de coffret Quattro. Je lui dis si tu veux, de toute façon, qu'est-ce que. Moi, ce que je voulais pas, c'est que ce soit que mon album soit dissous dans ce projet-là au niveau du digital. Je dis moi, je veux bien faire ça. Par contre, pour la partie digitale, je veux vraiment que mon album ait une sortie individuelle à part. Parce que après, si un coffret, un coffret. C'est ça. Et finalement, ils ont pas vraiment joué le jeu comme ça parce que même moi je pensais que chaque album sortirait les uns après les autres avec une vraie promo individuelle et tout, et finalement ça a été une promo groupée pour tous les albums. D'accord. Donc c'est compliqué c'est le prix à payer pour être sorti sur Bedrock et des fois faire des concessions. Exactement, c'est ça. C'était une concession à faire. Après voilà, je regrette pas. Et Science Culte. Et Science Cult, c'est un. Je crois qu'il m'avait contacté, donc James. Je mets un morceau pendant qu'on parle. Science Cult, c'est un super label qui est à Dallas, aux États-Unis. Ouais.
Donc c'est un label texan. Donc très spécialisé dans l'électro et c'est un label qui est assez jeune mais ils ont un rythme de sortie incroyable, ils bossent vraiment bien, ils sont une équipe de 3 gars, ils pressent du vinyle à fond, je crois qu'ils font 12 sorties par an dont 4 vinyles par an, ce qui est ouf aujourd'hui, sortir autant de choses comme ça, super quali. Donc il m'a proposé, il m'a dit voilà j'aime bien ce que tu fais, dis-moi sur mon label, il y a Jensen Interceptor, il y a DJL, il y a machin et tout. Moi j'adore voilà. Donc qu'est-ce que ça te dirait Interceptor. Carl Finlow, tout ça. Ouais. Donc je me dis, ah ouais, t'as vraiment la crème d'électro. Donc je leur ai proposé quelques tracks. Je leur ai envoyé un package de tracks et il me dit, putain, il y a énormément de tracks qu'on aime beaucoup là-dedans, quoi. Et je leur dis, bah, on n'a qu'à faire un album. Il m'a dit, bah, allez, go, un album. Double vinyle. Et ils ont super bien bossé. Alors eux, ils sont super carrés au niveau du boulot. Ouais, mais il est super cet album. Moi, je t'avoue Très que vite. s'il fallait bêtement choisir, je préfère celui-là. Il a. C'est mon album électro, quoi. Ouais, Vraiment ouais, électro. ouais. Après, c'est vrai que c'est moi, l'électro, c'est moi, j'adore ça, donc Oui. c'est sûr que. Et le morceau qu'on entend, c'est quoi le nom là, de l'EP, celui-là? Ça, c'est Bésame esta noche. C'est dans le tout premier EP, ça aussi, hein, sur. Toujours pareil, le Special Friend? Non, c'est Mentally Naked. Non, Mental Naked. non, c'est pas dans l'album ça. C'est Mentally Naked. Ok. Non, c'est pas Et donc représentatif de l'album. la voix, c'est Romina Cohn, qui est une artiste de chez Gigolo Records. Qui est très populaire en Argentine. C'est une DJ argentine et Tu vois, on le sent au niveau de la prod. Tu vois, tout est clair, net. Il n'y a pas une fréquence qui est pas à sa place. Hein. Titi dit ça sent bon Détroit. ouais, je suis assez content. Elle s'aime bien cette prod là, qui est. C'est pas celle qui a le mieux marché, hein, c'est. Mais bon, c'est joli, quoi, je suis content. Mais c'était ma première sortie en tant que Captain Moustache, donc c'est assez compliqué. Il y a Mentally Naked qui a pris toute la lumière et les autres tracks derrière. Pourtant, tu vois, sur cette EP, quand j'ai reçu, il y a quand même une promo DJ, et tous les retours, c'était sur le track, le 3ème, là, Body and Mind. Body X Mind, tous les DJ qui disaient putain, terrible, machin, je vais jouer, génial, mortel. Et au final, il n'a pas eu de succès ce morceau-là, c'est Mentally Naked qui a fonctionné. Ouais, des fois, tu sais, après, c'est pas. Ah, quand une sortie sur Warp. Alors, ça sera encore une step supplémentaire, là. C'est compliqué. Après, c'est pas. Ce serait complètement ouf, mais je pense que c'est pas le label qu'il faudrait pour mon projet. Je sais pas. c'est pas sûr que c'est ça à les eux de intéresserait. Et... Non, mais tu vois, enfin, le public que j'essaie de toucher, il est pas chez Warp, quoi. Ah ouais? Bah, je pense pas, non. Marc, tu me diras, Warp, moi, c'était un de mes labels préférés, et puis maintenant, je t'avoue que. Puis c'est tellement intouchable, enfin, Warp, ça me passerait même pas à l'esprit d'envoyer une démo chez Warp, tu vois. Déjà, c'est trop inaccessible. Pour moi, c'est le sommet de la pyramide, et c'est un son quand même très différent. Parce que là, tu te rapproches du son originel de Warp, quand même, faut pas oublier. Ouais, originel. Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, je n'ai pas écouté depuis Warp, un petit moment, mais. Tu vois, je pense. Après, tu vois, oui, il y a eu DMX Crew avec qui je bosse aujourd'hui. Ah oui? Bah là, il y a un vinyle qui va bientôt sortir. Il fait du bon truc, lui. J'ai eu l'info avant-hier, donc le vinyle est pressé. Ça y est, il est arrivé, il a été livré. Donc c'est un morceau que j'ai fait avec The Advent. Donc là encore, c'est. Ah mais toi tu me C'est une idole. Tu sais comment on dit chez nous, hein? On dit tu m'espantes. Là, c'est ouf parce que j'ai pensé à faire cette. Tu dois comprendre puisque si tu parles portugais avec l'espantage, l'espagnol c'est. Non mais l'espagnol ça veut dire tu sais être. Mais dans les premiers vinyles que j'ai achetés chez Techno Import, oui, c'était ceux de The Advent sur Trésor, tout ça. Donc là, je suis assez content. On a fait un track, mais c'est juste une collab vocale. Hein. Il a fait 0 prod. J'ai contacté, je lui ai dit tu veux chanter sur. Il me dit mais moi je fais pas des voix, je suis un producteur de musique. Je dis bah justement c'est ça le défi et il a fait les voix et. Excellent. Et on a 2 remixes, donc un remix de DMX Crew et un remix de Lego Velt. Et alors, toi tu prends les Hollandais, tu prends les meilleurs et puis tu. Ouais, bah, et ça sort sur donc ce sera une sortie vinyle là sur Les Yeux Orange là à la rentrée. Donc je pense que ça va être une belle sortie ça là.
C'est là, je t'avoue que je suis un peu sans voix là. Parce que c'est quand même... C'est The Advent des Govelt, DMX Crew. Et ben voilà, ma foi. Ouais, DMX Crew qui a sorti sur Warp. Je pense, de toute façon, quand tu sors un truc sur Warp, ta carrière après, ça tourne. Hein. Mais tu vois, Après, moi j'étais très fan d'Aphex Twin, tu vois, par exemple. Alors, je suis méga fan, pour moi c'est un dieu de la musique, mais je m'identifie pas à lui. Pour moi, on fait pas le même genre de. Non. Lui, de pareil, il a son univers à lui. On parle d'Aphex Twin, c'est Aphex Twin. S'il a son univers à lui, si tu peux pas, voilà, c'est je sais même pas comment. Ouais, il y en a qui ont fait un peu du Aphex Twin à un moment en utilisant ces techniques de prod qui étaient tout à fait nouvelles, tu sais, ces espèces de glitch là, de son. La pochette un peu glauque quand même, faut reconnaître. Toujours. Aphex Twin quoi. Ah, ça j'aime bien par contre l'univers. Non, ça non. Mais tu vois où il a sa gueule avec les gros seins. Ouais. Je l'ai un CD ça. Le côté burlesque j'aime beaucoup. Ouais. Comme tout Daddy, tout ça. J'ai oublié le nom du morceau. Je l'ai un CD. Moi le côté glauque, ça c'est pas mon truc, mais c'est Graal. Ce morceau-là, je l'ai découvert sur l'album justement. Là, t'as mis la pochette. Là, on est en 96 quoi, tu vois. Ouais. Faut être. Enfin, 26 ans. Tu sais qu'il est fou, c'est vrai. Percher le Aphex. Dit ici. Pour moi, c'est le Mozart de notre siècle. Ah ouais, faut être complètement fou. Mais c'est pas péjoratif, hein. Non, fou dans le sens génie, fou génial, quoi. Et il fait quelque chose, il a pas de concurrent, quoi. Il est seul dans sa tour d'ivoire dans ce qu'il fait. Hein. Ouais, tout à fait. Techniquement, c'est très 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 fort. Oui, parce que maintenant, t'as des logiciels, t'as des pads, t'appuies sur un bouton, tu fais de l'Aphex Twin. Mais avant, ça se trouve, ils se le programmaient avec Cubase, pattern par mesure par mesure. Ils s'amusaient à faire. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait jamais qu'il y ait deux mesures identiques sur un track. Alors qu'on vient quand même d'un style de musique où c'est des boucles à la base. Voilà. Le côté syncopé, avant on était sur du 4/4, donc syncopé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur. Des fois, même, tu dois même pas être sur 4 mesures. Enfin, c'est un fou génial, quoi. J'ai quand même coupé Facebook au cas où. On sait jamais. Ah ouais, le Warp, attention. Je vais revenir sur mon interview un peu tradie parce que tu fais tellement de musique, on parle que de musique, c'est très bien. Je vais te poser la question Back to the Future. En fait, je vais te la formuler. J'attends toujours le jingle. Ah oui, c'est vrai. Bref, chaque chose en son temps. On a un mois en août pour travailler. Ouais, on va travailler en août. Je vais te la poser en français. Si tu pouvais choisir un lieu ou une époque passée, vécue ou non, ce serait où et quand? Un lieu ou une époque passée, vécue ou non, où et quand? Une époque passée? Oui. Tu prends la DeLorean, tu peux choisir où tu veux, quand tu veux, vécu, pas vécu. Tu fais quoi? Tu vas où? Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre je t'avoue, je suis pas très inspiré. Ouais, peut-être les années qu'ont vécu mes parents, quoi. Ouais, peut-être les années 60. Les années 60, je pense que ça a été la période la plus riche musicalement, la fin des années 60. C'est là où je trouve que créativement on a été le plus fort, ouais. Donc et où je sais pas, Woodstock. Carrément. Prévois des bottes et puis il faut y aller. C'est un bon choix. Hein. C'est un bon choix. Très bien, c'est très bien. Ah oui, c'est une question que j'ai dans mon. Bah, il y en a une qu'il faut qu'on pose parce dans mon machin. Il est quand même dans la génération, genre. Hein. À 3 ans près. Je sais pas. On peut poser la question, mais. Ouais. C'est manière de mettre le jingle aussi. Ouais, attends alors. Parce que ça a été demandé sur le live aussi. La soirée, on va dire la meilleure soirée, la soirée la plus folle et la pire soirée. Où j'ai joué ou Bon, allez deux. Il y a l'anecdote d'Actarus, mais bon, est-ce que. Non, mais si c'est glauque, on va pas pas pousser le truc. Mais je veux dire. Voilà, alors la meilleure, le truc le plus géant que tu aies vu, auquel tu as assisté,
et qui vraiment, tu te dis, ça fait partie des 1 ou 2 ou 3 trucs les plus fous que j'ai vus dans ma vie. Les trucs les plus fous. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, bon, peut-être mon premier Rex, hein, écoute. C'est au final la première fois que j'ai mixé de ma vie en public, c'était au Rex Club. Un Rex archi plein de monde. Avec plein de gens, tu sais, devant la cabine en train de me regarder mixer. Et c'était mon premier gig en public. Donc, quand j'y repense, c'est quand même assez ouf. Tu vois, j'ai 20 ans. Ah oui. Et hop, et je mixe au Rex. Je fais le warm-up de Def Clark, avec qui je fais des tracks aujourd'hui. Donc, non, c'est peut-être le plus ouf. J'ai des bons souvenirs de cette période. Mes premières soirées, les grosses raves, la dimension que j'ai fait, ça c'était des claques où j'ai vu des trucs qui m'ont marqué. Là, les lives de Technasia, de Lunatic Asylum. c'était Laurent Garnier aussi. Il y avait tout le monde là. Stefanovic, Torgul, Manu le Malin. Tout le monde était là, Jacques de Marseille. Ah ouais, c'était incroyable. Et aujourd'hui, dans mon studio de musique, devant moi, en fait, j'avais, comme je sais, j'étais aussi assez collectionneur, j'avais tous les codas, tous les tracks, j'avais aussi des boîtes remplies de flyers. À un moment donné, je me suis dit, bon, je peux pas garder tous ces flyers là. Et donc, j'ai gardé l'essentiel, et donc j'ai un grand cadre avec tous ces flyers de cette période. Donc, tu as les dimensions, les soirées In à la Défense exceptionnelles, j'avais fait aussi, qui était un truc diffusé sur M6 et tout. C'était la Happy. Comment ça s'appelle ? J'ai le truc devant mes yeux toute la journée et maintenant j'ai plus le nom. C'était en 98. C'était Rave Happy. J'essaie de trouver sur internet. Ça vous parle pas, ça ? T'as les archives. 98 ? Ouais. Et c'était quoi le. Happyland. Happyland, j'ai même la compilation CD de Happyland. Avec Scanix dedans et tout. Donc, c'était une soirée à la Défense, donc j'ai le flyer devant moi. Donc il y avait Jeff Mills, Steve Bicknell, Carl Cox, il y avait Green Velvet, il y avait Jay Denham, il y avait qui ? Il y avait Jacques de Marseille, je crois, il y avait Lady B. Et tout ça, ça avait été diffusé, je me souviens à l'époque. Il y avait cette période-là où il y avait eu la Métropole Techno aussi, truc, tu sais, la grande rave d'M6 à Bercy. Ouais. Pareil, il y avait Funky Data, il y avait Moby, il y avait CJ Bolland, il y avait Sven Vath. CJ Bolland, ah oui, c'est vrai, d'accord. DJ Rush, tout ça. Et donc là, c'est une période où j'ai beaucoup appris. Là, je sortais, je faisais toutes ces grosses soirées. Moi, c'était les méga idoles, quoi. C'était les gars à qui je voulais ressembler, quoi. Ouais. Jeff Mills et tout. Dans ces scènes, on était tous comme des fous. Et c'était les seigneurs de la techno, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Richie Houghton dit aussi, ma femme, sur tous les trucs que j'oublie. Ouais, exact. Tu te rends compte ? Non, mais c'était un plateau où t'avais Jeff Mills, Richie Houghton, les uns après les autres, quoi. Carl Cox, Green Velvet, putain. C'est vrai, des fois, tu as des super flyers comme ça. On en avait un, c'était Jack qui avait partagé l'autre fois, et je faisais une blague en disant ça manquait de stars. C'était débile, quoi. Ils étaient tous là, quoi. C'est ça. Hein. C'était. Et sur ce truc de flyer que j'ai chez moi, donc le premier qui est tout en haut à gauche, donc c'est le flyer de la Dimension, qui est signé par Laurent Garnier, justement, que j'étais allé voir. Ah, tu avais demandé de signer le fly. Signer le fly, donc là on parle, c'était en quoi, 97 ou 80, ouais, 97 je crois. J'avais 16 ans. Et je suis allé fanboy. Laurent Garnier, signature s'il te plaît. Tu veux passer le jingle ? Allez, on va passer le jingle. Que je t'invite à regarder en haut parce que t'as un décalage sinon sur le live. Allez, jingle, c'est celui-là, regarde. La question maximum. Maximum. Voilà, donc du coup, si je te mets le logo. Oh, t'es un petit peu jeune, mais t'étais de Paris, de la région parisienne. Ouais, maximum, donc, est-ce que tu as écouté Maximum ? Non. T'en avais entendu parler à l'époque ou pas ? Ouais, moi je suis la génération, vraiment, je suis l'année suivante, je crois. J'ai connu M40, tu vois, donc c'était. Ouais. Alors, on a un qui est fan d'M40 là, c'est Flo, justement, il est à fond. Ouais. Ouais, je suis plus cette période-là. La période juste après. C'est normal, c'est normal. C'est normal parce que t'es en décalage. T'avais 9 ans, quoi. 9-10 ans. Après, je connais tous les tracks, hein. J'ai écouté le long set là, de Joachim Garraud, la soirée spéciale qu'il a fait. On y était. Ah ouais. T'y étais ou pas ? Ah, j'étais pas. J'ai écouté là l'autre jour. On a pris le TGV. Quelqu'un l'a balancé.
Elle est en ligne là. Ouais, elle est en ligne deux fois. Club, Tu la trouves plusieurs fois, ouais. Ouais. Et il y a même avec l'émission qu'ils avaient fait juste avant, ils avaient fait un warm-up à la radio, à FG. Ouais. Et après, nous, on est allé, on avait pris le TGV, on était avec David de Millennium Syndicat, Chris Nexus 6, et Bomber One. One qu'on a écouté tout à l'heure. On a mis un extrait du label. On s'est retrouvés, on a mangé au Hard Rock Café là, Hard Rock Café. Et après, nous, on n'était jamais allé au Rex. Hein. C'est la première fois qu'on est allé au Rex. Ah ouais. Donc on est rentré là. Ouais. On n'était jamais allé au Rex. Nous, nous, des petits sudistes. on On entend beaucoup. C'est pour ça qu'on a beaucoup fantasmé tout ça, parce que ce soit la Belgique, Paris, tu vois, Dijon, Manchester, Londres. Et encore, on a eu le New York Club. On a eu de la chance qu'on était dans une rare ville où il y avait un club un peu précurseur. Parce que sinon, après, il y a eu un Nitro à Montpellier. Mais on n'a pas été aussi central. Tu vois, tu nais à Paris, tu nais à Bruxelles, c'est pas pareil. Hein. Tu nais à Anvers, tu nais à Londres. Quelque part, c'est pas pareil. Il y avait un gros club à une époque. Ouais, mais après, bien après. Ah ouais, c'était après. Ah, ben, moi, jusqu'en 92, à Montpellier, il n'y avait rien. Hein. Ouais. Donc, c'est quoi le gros club là qu'il y avait? La Nitro? Non, tu parles à Montpellier? Ah, la Villa Rouge. La Villa Rouge. Mais c'était les années 80. C'était l'anniversaire de Laurent Tessier. C'était une grosse prog là, tous les DJ là. C'était un truc de fou. Ah ouais, mais nous on y a joué. Moi j'ai été booké sur un de ces festivals avec DJL et j'ai été sur le Fly en tout cas. C'était pas mal, il y a du monde. C'était l'été, c'était un peu C'est pas Green Velvet. Et c'est à l'époque sur les plages où on pouvait mettre du son, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Voilà, et t'as Laurent Garnier qui venait, qui mixait 6 heures sur la plage. C'était avant qu'il le fasse à 7. Et là, on a des super souvenirs de ça. Ouais, même de Paris, on entendait. Moi, j'entendais parler des Pingouins, la Boréalis, bien évidemment. Mais là, oui, on va essayer de recevoir en 2023, même avant ici. Les Pingouins, on va essayer de le recevoir au studio, on va s'organiser ça. On est obligé de faire une émission spéciale Pingouin, c'est obligé. Ouais, bien sûr. Tu vois, Maximum, quand j'écoutais ce mix, je connaissais tous les tracks, c'était des tracks que j'avais, que j'achetais, mais j'ai pas la radio en elle-même, non. Nous, quand on est allé au Rex, donc du coup, on est arrivé, tout le monde avec les sifflets. Ils avaient mis que les rouges et blancs comme à la radio, tous les lights, c'était rouge et blanc toute la soirée. Et on a passé un bon moment, parce que c'était que des souvenirs. Puis nous, on pouvait pas sortir en boîte cette époque-là, même encore moins toi, mais nous, on était un peu plus vieux, 3-4 ans de plus, mais à 14 ans, 13 ans, on sortait pas, quoi, on pouvait pas. Donc on pouvait qu'imaginer ce qui se passait, quoi. Voilà, et là, ça nous redonnait un peu l'ambiance. Oh putain, t'imagines te prendre dans la gueule. Technotronic à l'époque, quand ça sortait en boîte, ceux qui étaient un peu plus vieux que nous, on dit ça je l'ai connu en boîte. Pour eux, c'est voilà, mais nous, putain, de le prendre avec le gros son d'un sound system. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est rejoué, donc c'est ce qu'on disait à une émission de Jam NC, c'est Pump the Jam est encore joué de temps en temps pour faire un petit clin d'œil. L'original, en plus, même pas des remixes, avec cette basse là qui rentre. Il n'y a pas eu un remix qui a supplanté l'original. Non, il y a des bons remixes, j'en avais joué un, mais c'est pas non plus. Non, tu peux pas péter l'original, c'est tellement culte, c'est tellement fort, c'est compliqué. Mais tu peux faire un bon remix, mais tu peux pas supplanter l'original. Big Fun a eu des bons remixes. Tu peux te permettre de pas jouer l'original, mais Pump Up the Jam, pour l'instant. Non, c'est compliqué. Ah non, c'est incroyable. Ça fait partie des morceaux cultes. Cette basse hyper ronde. Ouais. S'attaquer à un morceau culte, c'est compliqué. Même dans le rock, il y en a qui ont essayé, c'est pas évident. Quand tu t'attaques à un morceau culte, c'est difficile. On parlait de remix, que le style est particulier, mais alors quand on te demande de remixer un morceau culte, alors là, t'as encore plus la pression, parce que... C'est Joachim Garraud, du coup, qui était à cette soirée Maximum. Là, il habite dans ma ville, lui, il habite juste à côté de chez moi. Et il organise un gros festival donc dans ma ville. Ça, c'est dans ta ville alors, Electric Park. Electric Park là. Bien sûr, c'est à 500 mètres de chez moi. Quoi. Et il t'a pas proposé? Non, je l'ai jamais croisé. Mais j'ai déjà envoyé des mails et tout. J'ai dit, attends mec, je sais que sur Compact et tout, j'habite à côté de chez toi, beaucoup moins quoi. Mais bon, tu vois les plateaux qui font, c'est Martin Solveig, machin et tout. Si Popov il joue une année sur deux là-bas quoi. Mais ça serait cool. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Il suffit des fois d'un petit truc. Je vais la mixer à pied, quoi. C'est cool. Ça serait pas mal, mais bon, je crois pas que pour l'instant ce soit. Nous, on va essayer de l'avoir dans l'émission. On y travaille. On a quand même beaucoup d'amis proches. Assez proche, il suffit de... Il a son émission lui aussi. Ouais, il a son émission bien sûr, et pareil pendant le Covid, il recevait du monde. Il recevait du beau monde, après lui, quand tu reçois Jean-Michel Jarre avec Céron, et c'est sûr que moi je pleure si je fais ça, tu vois, ça peut peut-être arriver, justement, mais Joachim, si tu veux, il ne nous connaît pas encore, mais le jour où il va nous connaître, forcément... on va être amis, c'est obligé, on est pareil en fait, des grands gamins passionnés, quoi. Puis on a quand même la même base,
Hein, Bon, je note les remixes de Pump Up de Jam, apparemment ils sont bien. Donc Swing Grovers et puis EGK. Donc on ira voir. J'irai Après, voir. est-ce que ça. Alors, attention, j'ai dit, il y a des remixes qui sont très bons, hein, mais tu peux Mais pas moi j'en ai supplanter pas entendu, l'original. donc ça sera l'occasion. Si, moi j'en ai un que je jouais. Je l'ai joué à la cabane de Fleury. Je l'avais joué. Ah, Et il était pas mal, mais après, c'est pas non plus. Mais ouais, de toute façon, c'est très difficile de faire un remix. On l'a déjà redit, mais remixer un morceau culte, on peut donner des exemples, mais si on te demande de remixer, je sais pas. si ça a l'inspiration, ouais, c'est possible. hein. Ouais, c'est un risque à prendre, toi. Parce que si tu te plantes, tu peux être Oh. celui-là qui a. Bah, si tu te plains, ça plaît pas, ça sort pas. Ouais, bah si, ça sort. Ouais. C'est le nombre de remixes ratés qui sont sortis parce que c'était de business et parce qu'il y avait un nom. On peut en citer aussi. Hein. Vous voulez qu'on fasse une pause ou vous voulez qu'on Ouais, je vais aller boire un coup. Ouais, on se fait une effectivement. petite pause? Allez, moi je vous suis. Hein, Moi j'ai envie de mettre Floor Wax là, depuis tout à l'heure, j'ai envie de Floor l'écouter. Wax. Alors, on met l'original. Et le remix de Cardo Pusher. Je suis très, très fier de ce track. Enfin, pendant longtemps, je considérais que c'était peut-être le meilleur track que j'ai produit, Floor Wax. Alors, C'est un peu, c'est Floor tout Wax. ce que j'aime moi. Là t'as mis, c'est le maxi, t'as pile dans le. Sorti en vinyle de ce dans que mes je vois. goûts, Parce que la Ouais, pochette, que en c'est vinyle, c'est un peu dommage et après on en parlera après si vous voulez, mais je vais peut-être tenter une re-release sur un très très gros label. Alors on y va parce que Ouais. le morceau dure que 4 minutes. On fait la Ouais, mini yes. pause, on revient tout de suite, ne partez pas. On arrive. Ouais, alors attends, je mets ça. Juste pisser le coup. Vas-y. Your dance routines are safe to use on tile, vinyl, hardwood, marble, linoleum, ceramic, and no-wax floors. Your routine is not recommended for unsealed, worn wood, or unsealed ceramic surfaces. This is only a test in an inconspicuous area first. Then you should always battle to these floor wax instructions. Don't let me
Floor Wax. Captain Moustache. Jusqu'au bout. On a respecté, t'as vu? Jusqu'au bout. Radio Punch. Radio Punch. De retour sur Radio Punch, on a été boire un petit coup vite fait parce que il fait chaud dans le sud jeudi. Et cette interview, on en est à 3 heures d'interview, ça y est, on a dépassé les 3 heures, donc il fallait boire un petit coup, voilà. Donc de retour avec Jean-Bruce et Captain Moustache, faut dire qu'on se régale, hein, donc on est bien. Ouais, franchement, moi je me régale. T'allais dire un truc, Fred, je crois. Ouais, sur le morceau que vient d'entendre, Floor Wax, donc j'avais fait ce track dont j'étais assez fier. Et donc je demande des voix à Foremost Poets, parce que je suis archi fan de ce track qui était sorti sur Gigolo. Do not attempt to leave the dance floor. Un truc dans le genre, il disait, c'est ça. C'était quoi après le nom du morceau? This is only a test. This is only a test. Le morceau c'était Moonraker. Ah, Moonraker, voilà. Que tu as en vinyle, ben j'arrivais pas à te le faire comprendre. Your formula. Voilà, et ce truc This is only a test, voilà, enfin moi ça me parle beaucoup. Et tu vois, quand il a fait ses voix, je reçois les voix qu'il fait. Et dans le break, là j'entends, il me sort This is only a test. Et là, j'ai des poils quoi. J'ai dit merci, là c'est incroyable ce que t'as fait. Et du coup le track ça match à fond. En plus il a rajouté quelques petites nappes, il s'est investi dans la collab, c'était tip top quoi. C'était le label qui a organisé ça ou c'était toi? C'était moi. C'était toi. Non, là justement c'était quand j'avais rien, j'étais signé nulle part et j'avais ce projet de développer Captain Moustache, donc j'ai. Ouais, excellent. C'est vrai qu'il a une voix, c'est trop, ça va trop bien quoi. Ouais. Une espèce de. C'est excellent. Et ouais, donc il y avait ça. Après, on peut le passer rapidement, mais c'est vrai que moi ce son là. En mode BM New Beat Dark, ça me fait triper. Ouais. Et là c'était justement donc mon ami Dinarek qui venait de signer sur le label de Elena Hope. Moi j'avais ce maxi qui était unsigned et il me dit mais pourquoi t'envoies pas à Elena? Je lui dis bah ouais mais Elena elle est complètement injoignable, elle a pas de réseaux sociaux, elle a pas d'email, elle a rien quoi. Il me dit ah non, elle joue pas vinyle. Elle joue que vinyle. Elle joue que vinyle, ouais. Que vinyle. Et il me dit ah non, moi elle vient de me signer, je parle avec elle. Je suis bah vas-y si tu peux lui faire suivre. Et il lui a fait suivre Floor Wax et Danger. Et elle a dit bah je signe. Et on a foutu un remix de Cardo Pusher dessus et de HRD Vision, qui est Nathan Johnson, le frère de Matthew Johnson. Et, qui avait fait des super prods aussi sur Gigolo aussi. Lui, dont tu parles. Ouais. Très Gigolo, je crois. J'ai bossé avec les 3/4 des mecs de Gigolo. Ouais, franchement, là, à l'espace de 2 ans, t'as tombé un taf. Tu dois être un gros bosseur aussi parce que c'est la passion et tout, mais il faut être capable de sortir tout ça. Parce que c'est du boulot quoi. Comment tu t'organises? Voilà. Il n'y a pas trop de calcul quoi. Comment tu t'organises ton taf? Comment tu fais? Tu planifies? Non, c'est l'inspiration. Tu sais, parfois je peux rester un mois où il y a rien qui sort. Donc je sais que je vais pas me forcer. Il y a des périodes comme ça. Et après il y a des périodes où ça va très vite quoi. Je peux avoir une idée tous les jours et bim bam. Faire 3 tracks presque finis en une semaine et après pendant un mois il se passe rien. Mais voilà, enfin je travaille pas sous pression, ça marche pas. Tu vois, une commande, faut faire un track tel. Ça, c'est assez chiant donc non, je fais des tracks et je les envoie au fur et à mesure quoi. Tu travailles quand toi? Plutôt la nuit, le matin, l'après-midi? Toute la journée parce que je fais que ça, mais là où je suis vraiment productif c'est le soir. Quand t'es tout seul? Au casque? Exactement. Tu te mets au casque? Au casque, ouais, je bosse quasiment que au casque. Par exemple pour la partie mixage à la fin. Mixage par contre sur les moniteurs. Monitoring, ouais. Mais non, c'est casque à fond quoi. Donc ça c'était HRD Vision. Donc ça c'était un EP de 2021. Après ce qui était
Midnight Man, j'avais. Après, moi, je suis heureux parce que, en fait, si tu veux, j'ai écouté pour l'occasion. Je t'avoue, j'avais pas écouté les albums, et je dis mais attends, mais c'est électro, ces trucs, c'est. Et c'est vrai que moi, ça me parle en fait. C'est pas spécialement le style en France qui est le plus. Sur quel EP Midnight Mind, sur quel EP celui-là? Midnight Man, il est sorti sur l'album Nico Memories sur Bedrock. Du coup, ouais, c'est une des rares prods électro sur Bedrock. Moi, c'est un track que j'ai glissé dans l'album. Après, il est très mélancolique, beaucoup de nappes. Atmosphérique, je dirais. Et celui-là, il ressort remixé du coup sur le P là qui arrive de remix. Et t'as beaucoup de choses qui arrivent, hein, on a dit, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Donc là, il y a le Bedrock. Là, à la rentrée, il y aura le vinyle sur les yeux orange avec The Advent, DMX Rule et Govelt. Ensuite, il y a la collab avec Popov sur Exploited. Ça sera sur Exploited en plus? Exploited, ouais. Ouais, quand même. Exploited, un truc très dance floor encore, enfin plus nerveux que la nuit. Notre première collab. Il y a un track qui est très très bon, là, qui est un peu ouf. Ça va être une de mes plus belles prods. Donc c'est un remix que j'ai fait pour un copain qui s'appelle Martin Matisk. Je sais pas si vous connaissez. Donc lui, il était signé sur Gigolo. Il a signé à 14 ans sur Gigolo. Et c'est devenu une star de l'électro à 14 ans, le gars. Donc il allait mixer en club alors qu'il avait pas l'âge de rentrer dans les clubs. Et donc on a sympathisé, on a pas mal parlé sur Messenger. Là, le pauvre, il vient de choper un cancer assez violent. Quel âge il a? Là, il a 36 ans maintenant, je crois. Quel organe? C'est tumeur au cerveau, il me semble. Au cerveau? Je suis pas sûr là, exactement. Mais en tout cas, voilà, il est toujours sous traitement. Enfin, il s'exprime pas mal là-dessus sur les réseaux, sur Facebook. Et bref, on a parlé d'une de ses sorties. Il a sorti un track qui est hyper beau, qui est très simple. Mais donc c'est sur le label Steelben. Et il y avait genre 50 vues sur YouTube. J'ai dit, t'as sorti une bombe comme ça, 50 vues. C'est pas juste. Moi, cette mélodie, elle est tellement belle, j'ai envie d'en faire un truc. Je lui dis, bah écoute, si tu veux, moi je te propose de le remixer. Et il me dit, bah vas-y, si tu veux. Il m'a pas envoyé de part, hein. J'ai juste rejoué la mélodie qu'il m'a faite. Et j'ai fait ça en une soirée. Grosse inspiration, quoi. Le morceau, je l'ai senti, le truc, je voulais faire quelque chose avec. Et j'ai livré le remix. Il m'a dit, Fred, putain, ton remix est vraiment exceptionnel, c'est peut-être le plus beau que t'as fait. Et je lui dis, bah écoute, je fais écouter à quelques personnes autour de moi, ils me disent tous, Fred, là, tu viens de ta bombe, quoi. Et donc, faut faire un truc costaud avec. Et je contacte, j'en parle, je fais écouter ça à Jennifer Cardini. Et je lui dis, tiens, j'ai fait ça, un remix de Matisk et tout, voilà, et si ça te plaît, on pourra faire un truc ensemble, si tu veux, on faire une petite collab vocale. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, Fred, le morceau, j'adore à fond, donc ouais, je suis ok pour faire une collab, et j'aimerais même faire une grosse sortie sur mon label Correspondante, j'aimerais que ce soit le Correspondante 100. Ah ouais. Donc avec une sortie spéciale, avec des posters, des machins et tout, quoi. Je dis bah Lego. Donc le track est prêt, mais pas les voix encore. Donc on travaille encore sur le texte avec Jennifer actuellement. Donc là elle est assez occupée cet été, donc on devrait faire ça pour la rentrée. Et peut-être d'ici la fin de l'année, donc il y aura ce Martin Matisk remixé par Moustache et Jennifer Cardini. Et qui est une belle prod, c'est un morceau qui a une histoire et ça devrait être chouette. Et une méga exclue pour l'émission. Ah ouais. Je viens d'apprendre que j'allais sortir un album sur Compact Records. Aïe. Voilà. Donc là, c'est quand même un rêve qui se réalise.
Et ça sera pour quand? 2023. Bon, c'est bien. Ça, t'as déjà commencé à bosser dessus? Ouais, bah, j'ai envoyé quelques tracks que j'ai envoyé à Michael Mayer. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de sortir un album en incluant déjà Everything, qui est du coup mon plus gros succès à ce jour, hein. C'est mon morceau sur Compact, tu vois, qui a presque... On va fêter les 1 an parce qu'il est sorti en juillet de l'année dernière. Et là, il est à 100 000 vues, 100 000 écoutes sur Spotify. Donc c'est clairement mon morceau qui a marché, qui a le mieux marché. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que ça pourrait t'intéresser de sortir un album? Et sur les tracks que je lui ai envoyés, ouais, il y en a pas mal qu'il a aimé, surtout un qu'il a adoré, que j'ai fait avec... Alors, c'est encore une autre anecdote, je vais vous raconter, mais j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps sur France Inter. Ouais. Et c'était une interview avec Amanda Lear. Oh, génial. Qui était sur le plateau, et Amanda Lear... elle s'y colle un disco. Ouais, elle a fait des trucs qui étaient quand même ouf. Hein. Elle a 2-3 morceaux qui sont quand même exceptionnels. Elle avait une machine de guerre derrière, hein, qui produisait. Et je me suis dit, bah tiens, comme je serais sur le plateau avec Amanda Lear, pourquoi pas lui proposer une petite collab, génial, quoi. bien sûr. Attends, et donc je finis un track que j'avais commencé à produire avec mon ami Dinarek, qui était venu chez moi, et on avait fait une chouette compo ensemble. Et donc je le produis façon très space disco. Mhm. Très fin des années 70, très Amanda Lear, le track. Et je fais ça très rapidement avant d'aller en radio, et donc j'en parle là-bas, et il passe un extrait de ce morceau, donc à l'antenne de France Inter, quoi, 300 000 auditeurs, première radio de France, quoi. Pression. Et là, Amanda Lear dit, ah ouais, j'aime beaucoup, ça me parle et tout. Quoi. Donc je me dis, ok, ça va se faire, cool. Et finalement, ça s'est pas fait. Parce qu'après, on a été mis en relation et tout, mais en fait, elle était dans la promotion d'un album de chansons françaises et tout, et son manager m'a dit non, pour l'instant, pas d'électro, là, elle est dans la chanson, on laisse tomber, quoi. Ok, tant pis. Et du coup, j'en parle avec Emmanuel, avec Dinarek, avec qui on avait commencé à faire ce track, et il m'a dit, bah écoute, moi, il m'a proposé de faire des voix, il m'a dit, je peux faire des voix dessus, il n'y a pas de souci. Et lui, en termes de créativité, c'est quand même un gros level, quoi. Donc, hyper facilement, le lendemain, il m'envoie un vocodeur. Tac. Ça, enfin, moi, je trouve ça super, hein. Ce qu'il a fait, c'est assez grandiose. Et j'envoie ça à Compact, et Michael Mayer, il m'a dit, ton morceau, là, c'est une tuerie, quoi. Il m'a dit, il faut que je le sorte, quoi. Parce que du coup, j'allais te demander, parce que Compact, il n'y a pas de techno dans ce que tu as dans ton album, ou est-ce qu'il va y en avoir? Parce que est-ce que tu vas orienter, ou est-ce que finalement c'est eux qui s'adaptent à toi, c'est pas toi qui t'adaptes à eux? Sa réponse, il a dit, j'ai son mail, j'en ai des frissons quand j'ai reçu son mail. Il m'a dit, bon, je peux pas cacher que je suis très fan des années 80, mais j'ai pas non plus envie de faire croire que Compact est un label qui regarde en arrière, qui soit nostalgique. Mais il me dit, mais j'aime trop les tracks que tu m'as envoyés là, j'ai envie qu'on fasse un truc. Et du coup, bah go, quoi. Il m'a dit, à la rentrée, là je pars en vacances, à la rentrée on discute ton album pour 2023. Bon, mais écoute, de toute façon, pourquoi faire toujours la techno au kilomètre, tu vois, si tu fais un truc... Il y a quelques tracks, hein. Il y a des tracks assez dance floor, c'est techno, il y en a 2-3 peut-être. Et il y a des morceaux pop, il y a des morceaux très... Un peu disco, là, il y a Ultra Néon, on peut mettre... Ultra Néon sur Bedrock. Ouais, tu valides que ça fait un esprit un petit peu disco, électro-disco? Ah, tu trouves? Ouais, non, je trouve ça plus Clubhouse. Clubhouse. Ouais. Encore avec... Ouais, à Garni. Ouais, là, c'est très club, ce track. Je voulais faire vraiment un track... assez club. Ça a bien marché parce que du coup il a été joué par pas mal de gros DJ. Après c'est ça qui est intelligent et qui est bien dans ton concept Captain Moustache, c'est qu'il n'y a pas un truc. Si j'ai mis disco, c'est qu'il y a un truc qui me fait passer à disco qui doit arriver après. Mais effectivement, oui, ça démarre pas disco du tout. Mais si j'ai marqué disco, c'est qu'il y a un truc, il y a une raison. Mais voilà, ça qui est intéressant, il y a une basse droite très Sanderson après et un petit flanger. C'est assez simple, mais ça fonctionne, quoi.
il a plus fonctionné que ce que je pensais, parce que du coup, pour moi, dans l'album sur Bedrock, pour moi, c'était un track secondaire presque. Et au final, c'est le track de l'album que D-Good a le plus joué, que les DJ ont le plus joué. Ah ouais. Donc, tu vois, le track le plus simple, c'est celui qui a le mieux fonctionné, quoi. Ouais, Actarus dit Michael Mayer l'a joué ce track au kilomètre 25 par l'an dernier, Fred était ouais. J'en ai des frissons. Ah, Terre 909, Titi, tu trouves? Ouais, c'est plutôt. Ça serait plutôt 808 là. Ah, c'est 808. Ouais. Moi, je suis que 808, c'est juste, il y a des. Les tomes de la 909 que j'aime bien utiliser. Il y a un groove assez intéressant, assez. Assez unique, ouais. Les tomes à la Garnier. Ouais, Qui sont des tomes, hein, comme je l'ai dit à Laurent, à la Sanderson à la base. Parce que les tomes à la Garnier, c'est les tomes à la Sanderson. Alors, on revient à Détroit toujours. Faut pas l'oublier. C'est à la base, c'est comme l'autre fois. Je fais. Il y a quelqu'un qui dit ah mais c'est à la Kavinsky. Je dis non c'est pas à la Kavinsky, c'était à la des années, tu sais, c'est à la des années 80 quoi. C'est lui qui fait comme dans les années 80. Faut pas confondre. Tu vois, c'est ça qui fait c'est la patte que j'ai dit disco. C'est en fait c'est marrant parce que c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'en fait tu t'aperçois que la techno de Détroit et même l'électro, elle a des racines dans la disco européenne. Ah bah bien sûr. Donc, moi je me revendique à fond. Voilà, Le disco ça fait partie de moi. Hein. Ça, Titi veut dire merde, du 108 pardon. Une touche Moroder, ouais, ben quand on dit disco européenne, bien sûr, oui. c'est soit Céron, soit Moroder, soit Gino Socio ou des trucs comme ça. Bah l'album sur Compact, il sera assez Moroder, ouais, dans les influences. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. On m'a dit ça sonne assez Moroder l'album. Ça me va, ça Moroder. Ah, c'est clair, hein, c'est une bonne référence. C'est clair. C'est plutôt un compliment. C'est clair. Hein. Je vais te poser une question. Guilty pleasure. Quel est ton plaisir coupable? Ouais, que tu n'oses pas dire, que tu as jamais dit, que tu en as un peu honte. Il y a tellement de choses. Moi, tu sais, j'ai hyper varié. Hein. J'écoute du rap, j'écoute du rock, j'écoute du jazz. Mais non, mais là c'est pas guilty ça. Ouais, je sais pas, un truc guilty. Est-ce qu'il y a des choses? Le truc en général que tu n'oses pas trop dire, tu vois, que tu veux pas crier sur les toits. Bah si, la dance music, il y avait des trucs assez sympas quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a plein de choses. Un truc que t'écoutes. Du zouk, j'aime bien écouter parfois. T'aimes zouker? Moi j'aime le soleil. Moi, c'est pour ça qu'il vient dans le sud. Bah oui, putain, qu'est-ce que je fous à Paris? Bah viens, viens, viens le tous ici, descends-nous tous. J'ai une copine qui est dans l'immobilier, je te l'ai dit. Moi j'ai envie de vivre en tongs et chemise ouverte, bordel. Bah, bien sûr. Avec le sauciflard, la bouteille qui va bien. Attends. Nous c'est ça, c'est pas que de juillet-août, hein. Nous c'est de, en ce moment, grâce au réchauffement climatique. Ouais, c'est de fin avril à maintenant, fin octobre. Début fin mars, ouais, tu veux dire. Ouais. Fin mars, fin des fois octobre, même en novembre il fait bon. On s'est baigné. Alors peut-être qu'un jour on mettra pas la vidéo, mais j'ai quand même une vidéo de Jean et de Thierry de l'association là de Thierry Rouen, hein, où on est quand même en octobre, ouais. En plan fin octobre. On est quand même en plan vigie, pas vigie pirate, mais c'était quand il y a de la tempête, c'était plan alerte, je sais plus quoi, où il y avait tempête, machin. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On était pas très loin de là où t'es, on était à Port-Irène plage. Dans l'eau, ouais. Il commençait à pleuvoir, on sort, je fais une vidéo et personne, hein. Les pompiers nous auraient vus, nous auraient flingués, hein, parce que là, on va dans l'eau. Alors on est allé pour le fun. Moi, je suis allé dans l'eau, toi, t'es resté sur le bord. Je mets les pieds dans l'eau, il y avait tellement jamais vu, j'ai vu la Méditerranée comme ça. Il n'y avait pas le sable, il y avait que des feuilles de mort, des branches. Ouais, des branches, des arbres, des troncs d'arbres, tout. Ouais, on y va, on commence à nager, puis là je dis à Thierry, avant de prendre un arbre dans la gueule qui revient du truc, on sort, on l'a fait, voilà. Et là il y a un couple de vieux
qui arrive, qui était là avec un parapluie, ça, Ouais, qui avec- pensait qu'il était seul, qui Ils serait avaient un seul. ciré, ils avaient un ciré. Genre, on va se faire le délire amoureux. Et là, ils nous ont vus, torse nu en train de faire du sport, alors que tout le monde a rentré chez vous, attention. Et nous, on était là. C'est ça le sud, tu vois. En octobre, Un peux jour, encore tu être viendras, tu verras, tu parlais de tes enfants quand ils auront grandi. Tu verras, tu viendras. il y a plein de choses intéressantes. Hein. T'as une question B2B. Alors, même si toi, quand même, on peut dire que bon, t'as quand même fait beaucoup de trucs, mais bon, tu n'atteindras jamais tous tes rêves. Avec quel artiste rêverais-tu d'envisager un duo, une collab? Même si t'as déjà fait ça 100 fois, mais. Bon, la réponse va être très rapide. Hein. Moi, ce serait Garnier, Vitalik. Je pense que ce serait le Graal, quoi. Ouais. D'accord. Écoute, déjà, le message est lancé. Ouais. Ouais. Peut-être ça arrivera un jour, hein, Inch'Allah. On verra. Bien sûr. Mais ouais, Laurent Garnier, Vitalik, quand tu fais le style de son que je fais, moi, tu peux pas faire mieux. Hein. Tiens, ma femme qui me dit sur Messenger, t'oses pas dire que t'écoutes TSF Jazz tous les matins comme un vieux. Bah attends, y'a pas de honte à écouter du jazz, bordel. Non, C'est bien, pas hein. du tout. Ouais, non, ça c'est... Il y aurait Michael Jackson, hein, ça aurait été là. Ah ouais. Jarre, oui, aussi, pourquoi pas. Qui ça? T'imagines, Jean-Michel Jarre. Michel Jarre. Je Mmh. pourrais passer une journée un jour dans son studio mythique pour faire un track. Il te J'ai vu sortirait un qu'il a fait- Il a fait synthé. des trucs avec Boys Noise et Oui. tout. Donc, Ah, bah oui, c'est vrai. pourquoi pas. Ouais. Bah, il est très ouvert à Ouais, il est notre monde ouvert, hein. électro. Hein, Je donc, sais pas si vous avez remarqué dans le Special Friend EP, j'ai fait un track en hommage qui s'appelle Jean-Michel, justement. Ah si. mets-le. Voilà. Je comprenais pas pourquoi. Ah oui, alors toute ma famille pensait que c'était un hommage à mon beau-père qui s'appelle Jean-Michel. J'ai dit non, désolé, c'était un hommage à Jarre. Hein, tu vois. C'est justement lui qui est là pas loin. C'est sur quel C'est fait EP Ah. Le Special Friend. Toujours Ouais. Celui-là. Ah, il a bien marché, hein, tu vois, il y a quoi 108 sur Discogs. Donc Discogs, faut multiplier par 3 pour avoir les chiffres de vente. Donc, pas mal. Des fois c'est plus ça. C'est pas une science exacte, des fois c'est. Ouais. Ah, c'est un petit hommage à Michel Jarre, ça. Ok. Ah oui, j'ai un petit vocodeur après. Je dis Jean-Michel. C'est que de la synthèse, là, pas de sample. C'est bien de faire des petits tracks hommages comme ça. T'as pu remarquer hein, que j'étais un fanboy. Hein, donc, Ah, Bah oui. C'est comme City to Eh. City qui avait fait un morceau en hommage T'as à une collection Ron derrière, je Atkins. te montrerai après, tu vas pleurer. Hein. Voilà, donc comme ça, un petit track atmosphérique, une petite mélodie, très synthé. Ah, c'est ce que j'aime, quoi. Une petite mélodie, une petite nappe. Tu as un petit Zoulouk, Magnifique. Maxi. Ça peut t'en sortir, hein. Ah Ben il est fan absolu, il collectionne tous les genres. Il y a un petit Révolution. Alors, c'est pas les albums, hein, c'est les maxi d'époque. Voilà, c'est avec des versions que tu connais peut-être même pas. Parce que sur les versions maxi 45 tours, c'est l'avantage, hein, c'est pour ça que je les collectionne. Ouais, genre. Il y a un beau studio, hein, pas loin de chez moi. Là, regarde, une autre version de Zoulouk. Oui. C'est la Zouloukologie et Zoulouk. Ça fait pareil. Non, faudra que je tente un jour, on a des amis en commun et tout. Ben oui, hein, bien sûr. Je suis peut-être encore un peu petit, quoi. Qui tente rien à rien. Ouais, on est dans les Comment on sphères, dit ouais, quand même. T'as Ah pas- oui, c'est vrai que t'as le maxi chez Acid Avengers là qui va sortir, qui est sorti pardon. Sorti. Tu l'as là Vas-y, fais péter. Ouais. Parce que j'ai la pochette là. qui Alors traîne. ça c'est un petit big up à Benjamin qui gère Acid Avengers et Tripalium. Moi j'ai un maxi qui sort sur Tripalium à la rentrée là, avec collaboration avec Ethan Fox. Yes. Mais c'est plutôt Rêve Series, tu sais, des trucs un peu old school. Vas-y, mais tu l'as là ou pas? Ouais. Hang the DJ ou Il est sorti en Rêve 2022. Silencieuse il y a aussi, si je dis pas de conneries. Ah, faut couper l'autre. Pardon, C'est pas mixé toi. j'avais pas vu là-haut. Rêve silencieuse, il plaît pas mal. Hein. J'ai reçu
pas mal d'avis positifs. Avec toujours les pochettes qui vont bien. Alors il y a un truc qui met. Ils sont chouettes, les pochettes. Chez eux, ouais, Il y a- ils sont forts. Ah, c'est fabuleux, ouais. C'est celui ils qui sont fait trop les. forts. Ouais, il est trop fort. Il y a un truc quand même qui m'intrigue. Tripalium, il y a plusieurs trucs. Il y a Tripalium Rave Series, ça c'est la Techno Rave machin. T'as Acid Avenger, c'est pour tout ce qui est acide, quel que soit le style. Et puis t'as un autre label, je crois que Tripalium, truc, où c'est un peu industriel, un peu expérimental. Mais il y a. Normalement, Acid Avenger, ça doit être acide. Et là, c'est clairement électro. Il n'y a pas d'acide dedans. Comment ça se fait? C'est quand même assez électro, Acid Avengers. Ah ouais? Pas toujours assez. Ouais, c'est si tu regardes les artistes de la série. Alors des fois c'est électro, genre Umwelt, tu vois. T'as ou- toute Mais il y a un scène peu d'acide électro-française quand même, est hein. passé dessus, hein, quasiment. Hein. Parce que là, tu vois, t'as Voiron, t'as Umwelt, Ouais. t'as Defect Maelstrom, ouais, donc ils sont tous là. Tu Ouais, mais ils mettent un peu d'acide dans leur Cardo truc. Pusher, Ouais. qui a fait le 12. Ouais, LFT, Raymond Barr. Raymond Desbarres. Raymond Desbarres. Nick Flight. Je l'ai déjà entendu ce track en soirée. Donc ouais, non, c'est surtout très électro, quoi. Après, le côté acide... Moi, je suis pas hyper boucle acide. Ouais, Moi, j'avais- parce que j'ai pas de TB303. Moi je vais peut-être paraître idiot ce soir, mais je pensais qu'Acid Avenger c'était vraiment le sous-label réservé à l'acide, tu vois. Il y a Minimum Syndicat aussi qui ont été dessus. Enfin, tous les copains un peu dans le. Après, dans le tu vois, machin, là. sur le track Hank the DJ, t'as une boucle acide tout le long du track. Hein. Et ça, c'est justement la collab. Donc ce morceau-là, c'était Avec Dinarek. encore avec Dinarek. Face A, face B. Et voilà, quand j'ai fait ce track, on en parlait. Et il m'a dit je pense qu'il manquait un petit truc dans ce track. Parce qu'à la base, il devait faire juste la voix. Et on s'était amusé à faire ce track-là. Voilà, qui était léger, qui était marrant. Et il m'a dit attends, je vais essayer de rajouter un truc. Il a accéléré le morceau et il a foutu une boucle de 303 tout le long, mais genre presque live, tu vois, où il n'y avait pas d'automation ou quoi, là il module à la main, tac tac, et c'était fait quoi. Je dis ah ouais, c'est magnifique, ça sonne hyper bien, donc voilà, boucle acide pour Acid Avenger. Ouais, c'est collector, hein, le côté visuel et sonore de Benjamin, on l'invitera sûrement, forcément, un jour. Une spéciale label. Et là, on entend légèrement les filtrés. On l'entend au fond. Là. Bien sûr. C'est très électro. Hein. Là, l'électro, c'est une niche. Hein. Ouais. C'est toujours difficile. Plus difficile. C'est une niche, mais les gens sont. Les fans sont accros, quoi. C'est une communauté, ouais. Ouais, une communauté. Mais qui est pas énorme. Hein. Moi, je me rends compte là que mes morceaux droits, 4-4, ça marche beaucoup plus que les morceaux Bien sûr. électro, quoi. Même quand il s'agit de collab avec Dave Clark et tout, ça n'a pas le même impact qu'un morceau dancefloor qui est joué par des DJ. Ouais, c'est vrai que. Moi, je te demande pourquoi. Moi, j'avoue que l'électro, c'est mes styles préférés. Ouais, bah, moi j'adore ça aussi, hein, mais tout le monde sur un dancefloor, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, quoi. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Ouais. C'est clair. Au Royaume-Uni, ça passe mieux. Moi, j'étais allé à Londres faire une soirée. Il y avait 524, Dave Clark, The Hacker, et qui avait une consigne de jouer que électro Umwelt, hein. et Umwelt. Ouais. Et c'est vrai que c'était la consigne, c'était Dave Clark qui organisait la soirée. Ouais. Et le concept, c'était Electro All Night. Et c'est vrai que les gens ils dansent en fait. Hein. Ouais. Oui, quand c'est un public qui est là pour ça. Il est rare en France, faut l'avouer. En France, C'est dès clair. que ça fait pas 4-4, c'est bah sûr non. que les gens ils comprennent plus. Ouais. Oui. Non, et puis Dave Clark adore son émission, c'est une semaine sur deux, il joue électro, techno. C'est Et quoi quand- déjà le nom de son émission? C'est White Noise. Ouais, White Noise. Mais quand il est booké dans un festival, une grosse soirée, bah, il envoie techno, quoi. Hein. Ouais. Parce que
c'est ce qui. Et tu sens que c'est son petit coup de cœur, c'est comme The Advent, c'est comme, tu vois, des gens voilà, comme ça. bien sûr. Même Iskitine et The Hacker, quand on est allé les voir il y a 2 semaines là, ils ont joué quasiment qu'électro, à part leurs morceaux, si tu veux, de leur dernier album. Il y a de l'électro aussi d'ailleurs. Après, The Hacker, il est revenu très très électro là. Oui. Il se lâche un peu justement parce que j'ai posé la question, j'ai fait mais c'était parce que c'était ce soir ou il me dit non, c'est maintenant c'est sur leur live après c'est qu'électro. Ça a fait 4-4, il y a 2 tracks qui ont fait 4-4 sur une heure et demie de live. Très électro maintenant. Ouais. Ben nous on a fait donc un set électro qu'on a en podcast là pour Maximix. Ah oui. Je retrouve le post Facebook. Attends, je vais essayer de le retrouver. Moi cette musique elle me fait triper. Il y a rares sont les styles de musique qui me font triper. Il y a des trucs qui me font tuer. Je vais poster le lien sur l'électro. Il y a le breakbeat, pas la drum and bass, le breakbeat et le BM. C'est des styles de musique qui me procurent un truc que me procure pas. Pourtant, j'adore la techno, j'adore la house et tout, mais ça me procure un truc différent. Je sais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi. Dès que j'entends un beat saccadé, je sais pas je sais pas. Ça me fait quelque chose, tu vois. Ouais, petite ligne de bassline. Je vais te poser une question. Le lieu où tu n'es jamais allé ou où tu rêves d'aller, parce que du coup, on parle beaucoup de prod, mais tu tournes aussi en tant que DJ. Ouais, pas énormément pour l'instant. Le projet est assez jeune. Hein. Mais il y en a, ils ont pas fait un dixième de ce que t'as fait. Ils tournent pas mal en termes de DJ, mais bon après. Je tourne pas encore, donc ça va peut-être venir. On verra. Moi, je continue à faire les petites prods et tout, mais oui, comme je te dis au début, moi, ma vocation, c'est d'être DJ. C'est ce que j'aime, donc le but, ce serait de tourner quand même un peu et de pouvoir jouer mes tracks sur des belles scènes. Quoi. Et des lives, t'as quelque chose que tu as pensé à faire ou pas? Live, non, je suis pas. T'as déjà eu, DJ, quoi. Ouais, t'as déjà eu un peu plus ou moins l'opportunité et c'était pas trop. Ouais, non, et puis moi je suis pas très machine, tu vois, donc live c'est intéressant quand t'es à l'aise avec ça, tu vois. Je suis complètement admiratif des mecs comme Anthony Rother ou Arnaud Robotini, quoi. Moi, je serais complètement incapable de faire ça. Là, il faut être amoureux des machines, il faut bien les connaître. Ouais. C'est compliqué. Il faut passer des journées dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un truc. Moi, je connais bien le boulot de DJ. Je suis DJ depuis longtemps. Tu vois, il y a 20 ans, je mixais au Rex. Donc, et voilà, j'ai quelque chose à proposer dans mes mix. Donc, j'attends que ça vienne. Ça. Oui, j'ai des petites dates. Hein. Donc là, c'est millionnaire. Petite promo notamment, parce que donc là, j'ai une date en Italie, mais bon, ça va intéresser personne. Là, le 22 juillet, mais j'ai surtout une belle date dans un festival à Toulouse à la rentrée, là, le 17 septembre. Ouais. Donc, c'est le festival électro-alternative. Il y a Ben Clock, il y a Kink, et moi, sur la soirée que je fais, donc je joue avant Reinier Zonneveld. Donc qui est la tête d'affiche, je sais pas comment on le prononce. Et donc lui il bastonne pas mal. Et je joue avant lui, donc. Ah oui, c'est vrai que par contre après lui ça normalement ça envoie du gras. Donc 17 septembre à Toulouse. D'accord. Ok. Voilà, une belle date. Alors il y a une question avec un jingle. Question si tu jingle. regardais, alors tu vas la voir là. C'est. Ouais. C'est la question C'est millionnaire. la question millionnaire. T'as vu, il y a un franc et tout. Je te donne là maintenant, Frédéric, 1 million d'euros. Tu fais quoi avec ? Ne me dis pas je le mets de côté, il faut acheter un truc avec. Qu'est-ce que tu fais avec ? Acheter un truc, attention. Faire quelque chose avec, attention, pas acheter un truc. Qu'est-ce que tu fais avec 1 million d'euros maintenant ? Je te les donne, il faut les dépenser, il faut les utiliser. Avec 1 million d'euros ? Maintenant, là. Je ferai un investissement immobilier pour pouvoir être peinard toute ma vie, quoi. Mais non. Après, musicalement, non, je me ferais quand même des kiffs, je pense. De pouvoir me payer des remixes de légendes de la musique, tu vois, pour le kiff, quoi. Impeccable. Ouais, je sais qu'il y a des mecs
Souvent aux États-Unis, quoi. Aux États-Unis, si tu veux une collab, tout s'achète. Tu peux tout avoir, mais c'est juste aligner les dollars. Ouais, ici en Europe, c'est cool, tu vois. Si ça match artistiquement, bon, on le fait. Aux États-Unis, si ça match artistiquement, faut lâcher un billet derrière, quoi. J'avais vu un gars qui est un Français qui avait dans le rap. T'as l'écran qui s'est éteint. Ouais, il s'est éteint. Ouais. Benjamin, il a l'écran qui s'est éteint. Moi je sais comment l'allumer, mais. C'est sur le côté, il faut le rallumer. Attends, je vais te le faire. Attends. Je vais venir te le faire. Il y avait un gars comme ça qui avait des sous, je crois, en France. Il avait contacté des rappeurs américains et il avait réussi. Il s'était fait un maxi pour le kiff avec 2-3 featuring de rappeurs que moi. Enfin, il y en avait dans le lot que j'adorais, notamment Onyx. Pas très connu, mais bon, en tout cas, ça me voit. Et le gars, ils étaient allés là-bas et tout. Ils avaient fait le truc, il avait raqué. Photo, session, bim, il a son morceau. Tout est possible. Ah non, c'est clair. C'est quoi, même si j'avais si tu me filais 1 million, là, je crois que je monterais un label, quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que. Mais pour te faire plaisir, alors. Et tu vas non, attends, vas-y, donc développe. Moi, j'ai géré un label, j'ai monté mon propre label que j'ai tenu pendant 7 ans. C'était une sortie vinyle. Donc, à un rythme de 4 par an à peu près. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Hein. J'ai perdu près de 20 000 euros avec ce label quand même. Mais bon, voilà, j'ai injecté toutes mes économies, ça allait là-dedans, quoi. J'étais jeune, j'avais pas trop d'obligations. Bon, après, quand je me suis installé et tout, il a fallu. Voilà, c'est revenir à la vraie vie. Mais voilà, je me suis fait un kiff. Mais il y a cette marque qui existe, Absolute Freak. Et voilà, il y a pas longtemps, je parlais avec un pote qui est ancré dans le milieu. Je sais pas s'il nous écoute ce soir, c'est Nino, justement, de Sweet Music, tout ça. Il a une grosse chaîne SoundCloud. Et il m'a dit, mais putain, il faudrait trop relancer ton label. Il m'a dit, c'était partant, Fred. Moi, j'y vais avec toi. On relance Absolute Freak, pas en mode vinyle comme avant, mais en mode digital. Avec le réseau que tu as aujourd'hui, tu pourrais signer des sacrées têtes. Tu as quand même une bonne réputation là dans la musique et tout ça. Donc. Et à un moment, ça m'a travaillé, mais je me suis dit, après, si je me disperse encore, vois, pour l'instant, il faut que je reste focus sur ma musique. Tu vois, parce que t'es seul en plus. Ouais. Et du coup, nous, on voit ce que c'est d'être une petite équipe et déjà, c'est compliqué. Donc, si t'es tout seul, c'est vrai que déjà, toi, mettre toute ton énergie dans ton concept, ça. Parce que c'est même pas toi, c'est ton concept bien sûr. Qui est Captain Moustache, déjà, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Comment fonctionnent les gros labels. Alors, c'est profitable, c'est toujours profitable pour la tête, parce que généralement, les gros labels, il y a un gros DJ qui est au sommet, mais ils ont des mecs derrière qui gèrent. Donc, si t'as 1 million, tu fous. Bien sûr. Tu fous un manager de label, un mec qui trie les démos et toi tu prends juste la décision, ok je signe ça, on y va. Quelqu'un qui gère toute la paperasse, parce que ça c'est quand même le côté très chiant des labels, quoi. Verser les royalties, machin. Ah ouais, ça c'est... Donc, après ouais c'est ça. Ça aurait été un kiff. En tout cas moi j'aime beaucoup, je viens de là, j'ai travaillé dans le milieu du disque, j'ai eu mon label, c'est des belles expériences, tu rencontres beaucoup de monde, tu vois, ça m'a permis quand même de me faire un petit réseau. Mais pourquoi pas, tiens, voilà. File-moi 1 million et on lance Moustache Records. Non, ça existe déjà, putain, Moustache Records. Ah, c'est possible, ouais. Et même Captain Moustache, ça existe aussi. C'est le label de David Vunk, ouais, Moustache Records. Moustache Records avec un... Ouais, avec un ouais. Ouais, Captain Moustache... Ça existait, mais c'est pas de la musique, c'est... Je crois pas c'est passé une chaîne de restaurant ou je sais pas quoi. Ouais, ça, c'est pour ça que je m'appelle The Real Captain Moustache. Voilà, le vrai, quoi. Vois. Les autres, c'est pas des vrais. Eh oui. Posture. Il y a la question coming out ou coup de gueule. Alors, le but, c'est pas de polémiquer. Le but, c'est de savoir ce que tu détestes ou qui te saoule dans la scène électronique, mais que tu n'oses pas forcément dire. Qu'est-ce qui me saoule? Alors, il y a quelques mois de ça, j'avais poussé un coup de gueule qui viendrait peut-être plus aujourd'hui, mais quand j'ai fait toutes ces prods de Captain Moustache et que j'ai décidé de contacter les labels, j'avais été assez vénère par la difficulté pour avoir des retours. Parce que je trouvais que, tu vois, quand t'as un label de musique et que t'as la vocation d'être un label, c'est quand même à la base pour écouter ce qu'on t'envoie, tout ça, et quand t'envoies tes démos et que tu vois que tes mails sont même pas ouverts, tu vois que ton truc SoundCloud il est toujours à 0 au bout d'un mois,
Tu te dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Pourquoi ils font ça, quoi? Ils ont un label, mais ils écoutent pas ce qu'on leur envoie. Pourquoi tu fais un label, tu vois? Quand même, enfin, t'as un label, il faut qu'il y ait une quête, une volonté de découverte d'artistes. Si c'est pour signer tes amis ou ce que t'envoies des rapporteurs d'affaires, tu t'égares de ta mission, quoi. J'ai poussé un coup de gueule par rapport à ça. Et maintenant, tu vois que depuis que j'ai signé chez Compact et Bedrock, et ben tous les labels m'écoutent maintenant. Quand j'envoie un mail, il est lu dans la journée, quoi. Mais tu sais, je pense que tu as répondu dans la question, c'est qu'en fait, nous on l'a connu parce qu'on a créé notre label, parce qu'à la base. On a créé le label exactement pour cette raison-là que tu dis. Au bout de tant d'années d'avoir aucune réponse et d'être seul, de pas savoir quoi faire, envoyer des cassettes, des DAT, d'être complètement ignoré, ben en fait, on a dit on va le faire nous-mêmes. Mais en fait, c'est vrai que souvent ça fonctionne comme ça. C'est vrai que c'est un peu. C'est terrible, mais. Le même morceau, le même artiste, le même délire, tu débarques de nulle part. Ou le même son, le même artiste, le même délire, t'as signé un morceau chez Drumcode, tu vas avoir 2 traitements différents. Ah, bien sûr. Et c'est ni logique, ni juste, ni bien. En fait, c'est fou quelque part quand tu y penses, tu vois. Parce que tu peux très bien avoir signé sur Drumcode et faire de la merde, et tu peux très bien être un inconnu et faire des trucs de fou. Donc la question, c'est pas ça, c'est le track, comment il est ce track? Est-ce qu'il est bien? Et en fait, normalement, tout le monde a sa chance. Après, il y en a, effectivement, c'est pas abouti. Nous, des fois, nous les premiers, on essaie de faire aboutir nos trucs. On est comme toi, ça fait 2 ans que tu trouves à peu près ton truc. Que ça ne plaise pas au label, c'est une chose. Mais voilà, labels, au moins un retour. Quand ils écoutent même pas. Même pas, ouais. Mais au moins, effectivement, tu t'imagines pas. Moi, des fois, je le fais avec des gens. Des fois, je sens qu'il y a des morceaux qui sont envoyés. Et si tu réponds avec 2 lignes, des fois, ça peut être mal interprété. Une fois, j'ai carrément appelé quelqu'un que je citerai pas, il se reconnaîtra. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, faut que je t'appelle parce que ce que je vais t'expliquer, c'est technique. Et si je te dis, désolé, truc, ça va pas. Tu vas t'épuiser et tu vas continuer à envoyer des trucs et ça va pas. Alors qu'en fait, c'est technique. C'est juste au niveau du mixage, en fait, en gros. Ou du séquençage. Et ça, il faut le développer, il faut l'expliquer. Et c'est vrai que bon, moi, après, j'ai pris sur moi, j'ai dit, allez, tu vas l'appeler, on a passé 1 heure au téléphone, c'est fait. Voilà, personne ne le fait, je le fais, voilà. Mais. Bon, même... tu vois que nous, en tout cas, on fait des retours. Donc, si tu nous envoies. Mais par contre, des fois, la moindre des choses, ou même quand on t'envoie une démo, tu réponds. Moi, des fois, on m'envoie. Toi-même, tu l'as fait, tu l'as envoyé. Les retours, les labels font quasiment jamais de retours maintenant. Une époque, oui, mais maintenant. Nous, on fait. Systématiquement. Ouais, moi, j'en faisais aussi quand j'avais Absolute Freak. Je passais du temps, tu vois, mais je répondais aux mails et je leur disais, bon, moi, c'est pas le son que je cherche, machin et tout. Mais après, je comprends qu'ils répondent pas, tu vois, les labels qui reçoivent 200 démos par jour. Mais c'est juste quand ils les écoutent pas du tout, quoi. Quand ils les écoutent pas. Ça veut dire que là, je pige pas. Alors, il y a des mecs, tu vois, Solomon, par exemple, qui est un des plus gros labels actuellement, bah, il paye un mec, il a un mec qui écoute les démos toute la journée. Peut-être il en a plusieurs, même. Voilà, et les mecs, bon, bah, ils écoutent, t'envoies le truc, c'est écouté dans la journée. En tout cas, juste pour dire, nous, à Nocturbulous, c'est info@nocturbulous.fr, ou bon, vous pouvez envoyer par Messenger si vous avez la flemme, vous envoyez par Messenger votre lien SoundCloud de ce que vous voulez, ou info@nocturbulous.fr, hein. Et on écoute ça et on répondra, peut-être pas de suite, mais en général on répond tout le temps. En tout cas, Von Kreistan, le EP qu'on a sorti, ça s'est passé comme ça. Il nous a dit, j'adore vos interviews, voilà un EP. Il était tout, le truc était tout fait. Il y avait le master, il y avait les collabs, il y avait le visuel. On allait faire quoi? J'ai encore regardé les résultats, c'est celui qui marche le mieux. Et d'ailleurs, c'est parti. Ah oui, ouais. Von Kreistan. Souvent, je lis des trucs c'est déjà un label manager. Celui-là depuis devrait te plaire, mais je pense que on te l'avait pas envoyé. Si, hein. Marche très bien en streaming celui-là. Un copain à moi que j'ai vu à Marseille l'autre jour là, c'était Spectro Wave. Ah.
Il a fait une sortie sur Spectro qui avait bien marché aussi. Ouais, il est très bon. Alors pour info, Seconde Signal, là, c'est depuis le mois dernier, c'est le morceau le plus écouté sur les Spotify et compagnie, celui-là, on a d'écouter. Donc ça, c'est sorti, c'est sur toutes les plateformes. Vous pouvez directement le mettre dans vos playlists, dans Spotify, Deezer, Apple Music et compagnie. Si tu le veux, Si c'est pour l'acheter, c'est sur Bandcamp. Il est février. sorti, février. Février, ouais, je vois. En février. Et on t'enverra les promos. De toute façon, on va te rajouter dans les trucs. Dans la liste, on va t'envoyer. Voilà, donc du coup, vous envoyez vos démos, c'est passé. Van Crestorm, il a fait comme ça, il a visé notre label. Déjà, ça nous a fait plaisir de. Honnêtement, la vérité, c'est que quand le gars nous dit ouais, j'aime bien votre label, et nous, on n'était pas habitués à ça. Toi, t'as connu, avec ton label, t'avais des démos. Mais nous, Nocturbulus Records, depuis, à part à Béziers, on nous connaissait sur Béziers, Et là, d'un seul coup, t'as des gars qui disent, alors c'est pas le premier, il y en a eu d'autres aussi, il y en a certains que ça s'est pas fait, pour plusieurs raisons. Mais, on était contents déjà, on était là, le mec, il veut absolument sortir sur notre label, pour lui, ça va. Déjà, on a été touchés, déjà. Puis en plus, on a écouté les prods, on s'est dit, allez, d'accord. Ça envoie. Et en plus, on a regardé, forcément, tu regardes quand même ce qu'il faisait avant, puis on a vu qu'il tournait beaucoup en digital, et c'était une expérience pour nous. Il nous avait prévenu, mais moi je marche énormément en digital. Eh ben, il s'est pas trompé. C'est le morceau sur les. Je vais regarder encore les stats tout à l'heure. Ça cartonne en digital. Ouais. Mais bon, c'est vrai, surtout c'est un univers qui nous plaît aussi, tu vois, ce côté un peu un peu new wave, électro, tout ça. Bon mix de commuteurs en plus électro, tu vois. Donc. Ouais, c'est vraiment voilà. Quoi. Ouais, moi ça me parle le côté millimétrique, tout ça. Ouais. Mais millimétrique c'était pour Cocaine. Tu l'avais vu celui-là, le Cocaine? Le remix de Cocaine du morceau No Beat qu'on a fait? T'as dû le voir avec le remix d'Unvelt. Je sais plus. Bon, allez, vas-y. Allez, obligé, c'est parti. Allez, regarde. Alors, attends, mais c'est vrai qu'il y a un temps d'écart sur notre écran de contrôle. Mais... Ah, il y a Cédric avec nous. Bon, ça, c'est l'original. Forcément. Remixé par moi et Jean, là, tu vois. Le millimétrique, il est là. Bien sûr. Ouais, que The Hacker a joué. Celui-là, il a été joué par Michel. Et la bombe, alors ça, c'est le pic de Unvelt. Bon, c'est sold out en vinyle, cherchez pas. Mais vous le trouvez sur Bandcamp. Uniquement d'ailleurs sur Bandcamp, c'est une exclue Bandcamp. Parce que ça aussi, tu vois, il y a certains des trucs qu'on ne diffuse que sur Bandcamp. Voilà. Mastering André Dalcan. Ouais, André Dalcan qui fait partie de ceux qui nous masterisent. On a 3 personnes qui nous masterisent le morceau. On va les remercier, André Dalcan, Nas et Sébastien. Donc voilà. Le 3e, Ludi McBride, c'est Sébastien, le dernier que t'as entendu là. Il y a Titi qui dit digital, mais où est la bonne odeur d'une pochette cartonnée? Ouais, écoute, tu peux l'avoir tu peux le trouver si tu veux sur Discog, il est en vente, il y en a qui le vendent encore. On se met quelques petits morceaux là. Et moi j'avais noté I Like to Program avec. Alors juste pour dire quand même à Fred que le Unvelt, il y a quand même Height Model qui l'a joué au Nuit Sonore à Lyon sur Arte en direct, sur son diffusé. Il nous avait envoyé le lien. Allez à telle minute. On savait même pas qu'il avait la promo en fait, parce que c'était vraiment l'ébauche, on n'avait même pas fait le visuel ni rien. C'est à l'époque, il y avait que Height Model qui avait le. Et Height Model que c'est Fred qui a envoyé une version qui était même pas masterisée. Il l'avait joué accéléré et nous on était là, waouh. Il y a encore la vidéo. Une fois je l'avais montré là. Tu la trouves au Nu Sonore. Tu tapes Height Model et on rigolait avec les gens parce que dans les commentaires ils en parlaient. Ouais, alors c'était Emmanuel Top qui a ressorti. Ça doit être un remix d'Emmanuel. Non, c'était Emmanuel Top. Il savait pas. Nous on disait rien. On dit attendez, ça va sortir. Ouais. Allez, mets-nous un peu du Captain Moustache. Allez, si on reste dans l'électro, on y reste. Là on est dans mon trip à moi là. Je te jouerai dans le prochain set électro qu'on fera, parce qu'on va en faire de temps en temps. Oui, on va jouer tes tracks, c'est sûr. Vous avez vu que dans les commentaires, j'ai mis le lien. On l'a demandé, j'ai mis le lien de notre set électro sur Twitch et sur Facebook dans les commentaires. Alors 2021, c'était l'année dernière. Ça, c'est quoi le nom du I Like to Program avec featuring. Mais je cherche le maxi. Sur quel maxi c'est le track d'ouverture de l'album Tourbillon Nocturne.
Tourbillon nocturne, voilà. On l'avait pas mis encore cette pochette et j'aime bien en plus cette pochette. Qui c'est qui te l'a faite? Ça, c'est les mecs du label. C'est carrément le label manager. Ah, bah ils ont eu une bonne idée. Hein. Quand ils t'ont présenté ça. Moi, j'ai adoré. Ah ouais, t'as vu ça? Parce que je sais ce que t'en penses, genre. Il a compris mon univers, il a dit. Putain, et le mec qui te sort. C'est ça qui m'a plu aussi. J'ai pas pensé à le dire. C'est ça qui m'a plu. Un vinyle rose. Ouais. Le visuel tête de mort. Quelque part, on est dans un concept là. Je pense que ça représente quelque chose. Je crois qu'ils ont été très bons. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Oui, ils ont été bons, je te disais tout à l'heure, c'est un label qui bosse vraiment bien. C'est vraiment un label à suivre de près. Les Américains sur des labels, moi je vois que j'observe un peu ce qui se fait, je pas trop parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ce que font certains labels. Aux États-Unis, j'ai vu un label qui ressortait que des BO de films des années 70-80. J'ai racheté la BO de Bloodsport chez eux, je crois que c'est Waxwork Records, mais tu te dis, les mecs, c'est des Américains quoi. C'est-à-dire que. Bon, par contre, ça doit être rentable, donc tu vois que c'est des machines, mais tu sens que c'est pas comme chez nous, il n'y a pas la place à l'à peu près. C'est rentable. 24 heures sur 24, on bosse sur le truc, on fait un truc parfait. Ouais. C'est pas rentable, on fait pas. Tu vois, c'est une autre état d'esprit, quoi. Et ils font des trucs, ils sortent il y a un artiste qui refait comme s'il refaisait l'affiche du film. Artwork. Double gatefold, vinyle de couleurs différents. Tu sors ça, les vinyles, ils les vendent entre 30 et 40 euros, mais ça part. Ça sort, c'est n'a plus. C'est sold out direct, quoi. Mais les mecs bossent super bien. Bien sûr, quand il y a la passion et il a envie de faire de belles choses. Donc ça, je suis content d'avoir fait ce track avec. Ouais, alors comment t'as rencontré Keith Tucker quand même? Non, là c'était juste une volonté. C'est une des rares collabs que j'ai fait où je le connaissais pas avant, particulièrement. Je sais qu'il avait signé des trucs sur la label de Jérôme Vial, de Technorama. J'avais parlé avec lui, j'aurais quand même kiffé faire un truc. Et Tucker, c'est parti de. Ah, il le connaît? De mes idoles. Ouais, il l'avait signé, il l'avait fait jouer au Rex aussi, il me semble. Donc il m'a dit, tu verras, le mec c'est une crème et tout, contacte-le. Et voilà, on est entré en contact, je lui ai envoyé ce que j'avais fait, le morceau. Il m'a dit le morceau ça me plaît carrément et tout. Et voilà, il a fait ce. Là c'est très. On pourrait presque penser que c'est du Ox 88 hein. Ah là il a très rapidement et ces mecs ils ont une facilité parce qu'en plus son codeur, tu vois, il a pas fait un truc plat là c'est. C'est bien fait. Alors c'était compliqué après techniquement parce que moi je lui avais envoyé le track, alors je sais plus où ça avait merdé, je crois que c'était en 32 bits et lui il me l'a envoyé en 16 bits je crois, alors du coup ça collait pas sur le track, lui il a reçu mon morceau genre hyper lent ou hyper rapide, je sais plus. Ah. Et après c'était compliqué à mettre en place, j'en avais parlé avec Laurent Commuter justement qui est... Cette technique-là, il m'a dit ton bug, est-ce que ce serait pas par rapport aux fréquences, machin? Oui, ça nous est arrivé sur les fréquences, le morceau peut se raccourcir ou s'accélérer si t'es en 44 et que l'autre il est en 32. On y a été dedans sur. En fait, la petite anecdote, c'est que le bootleg Auteuil Passy, il n'y a pas la version masterisée parce qu'en fait, quand je mets sur la vidéo le son, il y a un décalage parce qu'au départ, la vidéo était faite avec un morceau qui était en 44 kHz. Et quand tu remets, même si tu remets, ça marche pas. Donc du coup, le son, c'est le son que j'ai fait il y a 2 ans, quoi. Et on n'a pas pu mettre la version masterisée. Bon, c'est qu'un bootleg, alors on a envoyé, c'est pas grave. Mais sur un label, ça aurait été problématique parce que il faudrait. Bon là, il y a toute une vidéo à refaire, quoi. C'est pas évident, quoi. Et j'allais dire un truc là, ça m'a échappé. Techniquement cette collab, mais bon, le résultat, du coup, on l'a ralenti ses voix, on a accéléré mon instrumental et on a réussi à trouver le. J'ai une question qui est pour moi là, désolé. La nappe qu'on a entendue là, pour qu'elle ait l'air d'être qu'à un endroit et nulle part ailleurs, est-ce que sur l'équalisation, t'as coupé
plein de fréquences pour rester que sur un spectre de fréquences, ou comment tu as fait pour que ça soit qu'à ça? Non, généralement je coupe pas. Je fais pas des trucs hyper. Je coupe toujours comme tout le monde à gauche à droite. Les aigus et les graves. Généralement j'en utilise deux. J'en ai un sur lequel je fais un cut dans les basses et dans les aigus. Ouais. Et après j'en ai un deuxième avec des potards où là je règle, où j'ai 7 fréquences différentes. Je règle à l'oreille. Et t'enlèves les pics, tu piques, et quand voilà, ça pique et qu'il y a un son dégueu, tu descends. Ouais, voilà. Voilà. Je descends là parce où que là, ça la nappe, déborde. on la sent à un endroit, Ouais. et tout ce qu'il y a autour est à sa place comme si elle n'était pas là. Mais elle est juste à sa place, elle empiète pas sur le reste. Des fois, je galère moi un peu sur les nappes. Non, c'est à l'oreille, quoi. Parce que des fois, la nappe, c'est un spectre qui est très large. Ouais, c'est si t'écoutes, tu tapes ton accord de nappe. Désolé, les copains, là, c'est mon truc à moi. J'utilise aussi. Donc, j'ai un pack de Wave. Le Wave Bundle Pack, tu sais, où il y a plein de trucs justement pour le mixage. Et t'as un truc pour travailler ta panoramique. Ouais. Et ça, je la travaille pas mal, tu vois. J'aime bien que ce soit vraiment à la bonne place, que ce soit pas trop. Tu joues sur la panoramique alors? Ouais, assez, ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tout ça, j'ai appris pas mal en écoutant. J'ai beaucoup étudié la manière de faire de Doppler Effect. Doppler Effect, je trouve, c'est vraiment ce qui sonne. Vraiment, c'est parfait, quoi. Tu vois, il y a rien qui déborde, il y a rien que. Sans pour autant que ça sonne lisse, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que c'était ultra maîtrisé au niveau des panoramiques, notamment. Comment t'as fait? T'as passé un de leurs morceaux dans un Equalo ou dans un truc? Parfois, quand je produisais, je comparais avec un truc Doppler Effect. Et là, je voyais que Doppler Effect, c'était vachement plus carré, ça sonnait mieux. Parce qu'il y avait de la maîtrise au niveau de la panoramique, tout ça. Au niveau des fréquences, de chaque son. Après, c'est aussi très minimaliste, donc c'est plus facile. Il n'y a jamais beaucoup. Ouais, quand t'as 4-5 sons, voilà. Tu sais que tu peux les placer chacun à sa place. C'est ça. Mais ils sont vraiment bien à leur place, quoi. Enfin, c'est bien fait. Et tu vois, j'ai ma période avant où je faisais des trucs maximales, comme tu disais. Et c'est en écoutant et en réécoutant Doppler Effect, je me suis dit non, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment aller à l'essentiel, épurer, débarrasser du superflu et vraiment se concentrer sur l'essence même du son, quoi. Parce que des petits sons qui servent à rien, tout ça, machin, juste pour remplir au final. Ouais, c'est pas c'est une vraie inspiration. Techniquement, c'est une énorme inspiration. Vrai. C'est vrai que des fois, tu te dis, mais attends. Des fois, tu dis, c'est pas juste, tu sais, toi, tu passes 3 jours à faire un truc, chiader, 3, 4, 5, 6 jours, 3 mois. Au fond, t'es pas complètement satisfait. Enfin, je parle pour moi, je parle pas forcément. Et putain, des fois, t'écoutes un truc. L'autre fois, j'écoutais un morceau de Docs 88. Bon, c'est pas non plus le morceau du siècle, mais t'as un kick, un tom, un synthé, un deuxième synthé, un charlet. Je dis, c'est pas possible, ils ont pas fait un morceau juste comme ça. Et en fait, le problème, c'est pas la question d'intellectualiser le truc. C'est qu'en fait, ça sonne. Ouais. C'est bien, ça sonne. Alors, c'est trop, après, par contre, c'est trop répétitif. Ouais, il y a une touche. Il est trop répétitif. Mais ça sonne, donc je me dis, en fait. Donc, ils ont raison et ça sert à rien d'essayer de rajouter des. Comme il dit Garnier, les mecs Détroit, ils arrivent à mettre de l'âme dans les machines et c'est complètement vrai, quoi. Et de toute façon, je suis pas le premier. Moi, je suis pas un copieur de Doppler Effect, mais je m'inspire vraiment de leur technique. Après, je sais qu'ils sont plusieurs milliers à vouloir faire du Drexia, Doppler Effect. C'est une référence pour beaucoup de monde. Moi, c'est une référence vraiment pour la partie mixage. Drexia, c'est Gerald Donald faisait partie de Drexia. Ouais, bien sûr. La moitié de Doppler Effect, c'est la moitié de Drexia. James Stinton. Ouais, voilà, qui est décédé. Mais tu vois, Gerald Donald, quand tu vois tous les projets qu'il a fait, ce mec, c'est fou. Des fois que tu te dis, merde, en fait, personne parle de lui jamais. On parle toujours de mecs qui ont fait 2-3 tracks qui ont bien marché, mais lui, c'est un grand fou. En fait. Si tu auras tous les projets de Détroit de taré que j'ai cités tout à l'heure, il y est dedans. Si tu rates son Discogs, tu vois tous les projets qu'il a fait, tu te dis mais c'est pas possible. Et bon, après le mec il est dans son art, il se pervertit pas. Tu vois, sur YouTube, tu peux taper t'as des lives de Doppler Effect, il y en a un genre Boiler Room, tu vois, Boiler Room c'est toujours la teuf et tout. Ouais, j'ai vu.
Le mec, pendant 1 heure, il joue pas un morceau dansant. Ouais. C'est science-fiction, nappe, machin. T'as des moments qui sont hyper beaux. Où il Ouais, a son masque et sa femme masquée. Ouais. Complètement Voilà. conceptuel, quoi. Il est là, il fait. C'est du son. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est même pas de la mélodie. C'est des fois, c'est carrément des nappes de son. Il cherche à créer un univers. Un univers. Ouais. Voilà. C'était là ouais. et tu comprends pas. En fait, il y a même pas besoin de comprendre. Je pense qu'il faut fermer les yeux, ressentir. C'est ça. Merci monsieur, au revoir. Et pour lui, c'était ça pourrait être facile. Hein, tu sais, il pourrait jouer dans tous les festivals en jouant ses morceaux les plus connus, machin. Mais non, le gars, il y va et il propose ce qu'il a à proposer. Ouais, ce mec. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a cette capacité à ce qu'il ne soit jamais cité. Les gens parlent toujours de Doppler Effect, mais Doppler Effect, c'est un projet. Ouais, parmi tant d'autres. Je crois qu'il a fait parle 2. toujours de Drexciya, quoi, surtout. Ouais, Drexciya. Dans l'électro, la référence, c'est Drexciya. C'est vrai. On parle énormément de Drexciya. Moi, je préfère Doppler Effect que Drexciya, même si Drexciya, c'est génial. Mon pote Sebzak qui a joué avec lui à Mexico. Au Mexique, le mois dernier. James Taylor. James Taylor, putain. Mais il arrive comme ça, il me fait parce que Sebzak, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 90. Sebzak, bien sûr. Voilà. Il travaille avec moi maintenant, donc c'est assez rigolo, tu vois. Je travaille avec lui, c'est mon collègue de travail, les gars. Il viendra ici. Tu vas nous l'amener là, bien. J'en ai reparlé encore tout à l'heure. Et il me dit, avec son accent anglais, tu sais, il me fait, t'as vu, alors il m'envoie le fly, je dis, putain, ils font une espèce de revival là-bas, c'est une meuf qui a organisé ça. Assez passionnée, avec un peu ses thunes personnelles et tout, hein. Donc, elle fait venir, elle se fait plaisir, quoi. Et je vois Doppler Effect. J'ai fait, mais t'as discuté un peu? Ah ouais, il est super cool. Alors que moi, j'ai plutôt eu les échos qu'il était assez difficilement approchable et c'est pas évident. Alors lui, forcément, il a bien sympathisé. Je fais, bon, t'as pris les coordonnées? Ah bah non. Oh putain, j'ai fait, mais tu sers à rien. James, tu ne sers à rien, bordel. Putain, le mec est bon. Bref, il a Sebzak avait ressorti parce que c'est vrai que bon, il faisait plus rien. Et là, il part au Mexique et il était avec Doppler Effect, quoi. Et le mec, c'est un tueur, hein, en live. Après, bon, c'est son son à lui, hein. Comme tu disais. En France, est-ce que ça marcherait un live de Doppler Effect? Je sais pas, non, c'est que dans les festivals. On est d'accord, un gros festival parce que c'est que dans les festivals assez underground. Et c'est pour faire plaisir aux mecs du festival, en gros. En France, je parle. Hein. En France, hein. En France. Ouais, une soirée purement électro. En France, t'en as où? Dis-nous où c'est que t'as des soirées purement électro en France. À Grenoble, il y a des fans. Ils avaient des bars là-bas où ils étaient très électro. Machin. La Belle Électrique, tout ça, là 13, ouais. Là où Michel va jouer souvent, mais les hackers. Ouais, mais c'est un pub, tu vois, c'est un lieu, c'est de la micro. C'est un peu comme nous. C'est un peu comme nous, le Corrigan, qu'on faisait les trucs. Voilà, le Corrigan à Béziers, c'est le Corrigan, c'était voilà. Mais après Grenoble, voilà, ils ont cette scène aussi électro, Easy Hacker qui vient de là-bas. Oui. Tout ça, donc là-bas, c'est particulier aussi. Mais ça reste des petites niches. Tu vois, c'est comme à Lyon, il y a une communauté EBM aussi, industrielle, goth, gothique. Il n'y a pas de gros gros festival électro. Hein, en France, non, ça c'est sûr. Mais non, du tout, je crois, dans le monde. Même des lieux, tu les comptes. Il y a des grosses soirées. Aujourd'hui, un des plus gros labels, c'est Mechatronica. Mechatronica, ils organisent, ils font des soirées, tu vois, où ils font venir ils ont des têtes d'affiche, The Advent, Anthony Roser et tout. Quelques mecs derrière, mais moi aujourd'hui, il y a des artistes que j'aime beaucoup, que je joue quasiment dans tous mes sets. Par exemple, Signal, je sais pas comment ça se prononce. Donc lui, il a remixé ce track qu'on vient d'entendre. Il m'a fait un remix qui est dans mon album à la fin. Et lui, chacune de ses prods, c'est tip top. Mais bon, c'est pas un gars qui fait la tournée des festivals, qui est booké partout. T'as un gars qui s'appelle Larionov que je joue presque dans tous mes sets. Chacune de ses sorties, ça me plaît beaucoup. Et c'est un russe. Et bon, bah pareil, il est pas plus connu que ça. Il y a plein d'artistes comme ça dans l'électro qui sont vraiment chouettes. Et bon, peut-être que s'ils mettaient juste un beat 4/4, les gars ils cartonneraient. Ben, c'est toujours pareil. C'est vrai que ça revient souvent dans les discussions. C'est que il y a des gens qui deviennent célèbres, connus ou bankable. Tu es encore en train de te demander pourquoi. Et on ne citera personne. Hein. Et après, t'as des gars, ils sont absolument géniaux. Et je sais pas, tu parlais de King tout à l'heure, tu vois, le mec, c'est un génie. Ouais. Bon, ben, King, ça fait rêver personne, quoi, tu vois. Il vaut mieux mettre des têtes d'affiche, des trucs. Et c'est presque, tu vois, même faire venir Anthony Rother, c'est le mec du festival, l'organisateur, qui, quelque part, veut se le payer presque pour se faire plaisir.
Mais pour faire venir du monde, il y a beaucoup mieux que tout ça. Enfin, je parle en France. Ouais, bien sûr. Je parle de la France. Surtout qu'il est devenu très très électro, Anthony Roder. Il fait plus que ça, quoi. Avant, il faisait des trucs un peu plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. On l'a playlisté dans notre mix électro, là. Ouais. Avec le morceau qu'il a fait, avec un 3 électro écrit avec un 3 et autres. Ouais. Michel l'a joué. The Hacker l'avait passé. C'était le passé. kick time. J'ai dit, c'est toi, ça. J'ai dit, Michel, ça, c'est toi. J'ai dit, c'est sûr. Mais non, c'est Anthony, auteur et tout, machin. Ouais, putain, j'aime beaucoup. Et il m'envoie ses promos en plus maintenant, je suis content. Salut Fred. Ah ouais? Je sorti mon album, ouais. Génial. Je vais demander une collab. Il manque à ton tableau de chasse. Mais ça aurait pu se faire parce qu'il était OK. Alors je vais vous dire, voilà, ça normalement ça devrait être en off, je devrais pas le dire, mais on est qu'entre là, nous. Là. voilà. On est qu'entre nous. Ça concerne la prochaine sortie là, dont je vous ai parlé avec The Advent. Et à la base, ce morceau-là devait sortir sur Gigolo. Je vais sortir sur Gigolo, qui était mon label label de rêve. Prédilection, quoi. Et donc, ma femme me dit, ce track est hyper bien, Fred, faut faire un truc, je pense que tu peux faire une belle sortie avec une belle voix dessus. Je dis, écoute, je vais tenter une collab vocale, je pense à Anthony Roder. Je lui envoie le track, est-ce que ça te dirait? En plus, lui, le mec, en vocodeur, il est hyper balèze, donc je me dis, ça peut être une dinguerie. Et il me répond direct, il me dit, Fred, ton track, il est extra, j'adore, quoi. Et j'aurais adoré bosser dessus. Il me dit, mais je travaille pas avec Gigolo. Ah, d'accord. Putain, merde, j'étais dégoûté. Ah ouais, c'est les guéguerres, machin, là, tu vois. Là, putain, ouais. DJL versus Anthony Roder, quoi. Ouais, petite guerre entre eux, et bon, tant pis. Et bon, et au final, finalement, derrière, j'avais contacté The Advent, qui est aussi énorme et qui a accepté, et le résultat, il est ouf, quoi. Donc ça veut dire que Rotor va peut-être accepter une autre fois. Un jour peut-être, en tout cas depuis, tu vois, il m'envoie des mails, il m'envoie ses c'est comme Joachim Garraud, tu disais je suis sur Compact, ça se trouve, j'ai vu dans le live, il y en a un qui disait Compact il déteste. Ça se trouve c'est parce que t'es sur Compact il veut pas. Non mais tu vois, ces fois ça tient à des conneries, ça tient à rien. Écoute, non mais... Peut-être un jour, mais oui, bien sûr, Anthony Roder, pour moi, c'est un très grand, c'est immense. Si je pouvais faire un truc avec lui un jour, ce serait ouf. Bon, écoute, j'ai envie de te faire le moment fort de l'émission. Le quiz Nocturbulus, le quiz Old School, le quiz Génération X, on l'appelle comme on veut. Toi, t'y es dans la Génération X, t'es juste à la fin, mais t'y es quand même. Ouais. C'est jusqu'en 82, je crois. Alors... T'es prêt? J'attends toujours le jingle au fait pour celui-là. Ouais, mais pareil, on va le faire, T'es prêt? Allez, c'est parti. Alors attends, explique le but, faut répondre rapidement. Ouais. Tu connais, non? Je te pose une question, tu réponds, c'est genre ton père ou ta mère, tu vois, la question c'est ça, il faut choisir. D'accord. Mais c'est sur la musique, bien sûr. D'accord? Sur la musique, pas forcément. Mais... Non, pardon, c'est pas sur la musique, c'est sur notre génération, quoi. Voilà. Ok. 808 ou 909? 808. DX7 ou Moog? DX7. J'ai oublié de te dire que j'avais un émulateur DX7. J'ai pas mal utilisé quand même. Voilà, c'est dur. DX7. Atari ou Amiga? Voilà, Amiga. Non, Atari. Fuse ou Plastic Man? Plastic Man. J'ai un vinyle signé de Plastic Man avec la signature de Richie Houghton. Moi aussi. Les inconnus ou les nuls? Ouais, bon, les inconnus. Samantha Fox ou Sabrina? T'étais peut-être un petit peu jeune, mais quand même. Alors, c'est soit Touch Me, soit... Boys. Boys. Oh non, Samantha Fox, putain, quand même. Mac, Linux ou PC? PC. Mega Drive ou Super Nintendo? Ah ouais, non, moi j'adore la Mega Drive, mais bon, je suis un enfant de Nintendo. Moi. Acid House ou New Beat? Acid House. Flic ou zombie? Flic ou zombie? Ouais, non, flic, j'ai peur des zombies. Prince ou Michael?
Oh, Michael. Derrick, Juan ou Kevin? Derrick, Juan ou Kevin. Putain, c'est dur là. Derrick, Juan ou Kevin. Bon, Derrick, on n'a plus le droit de dire Derrick maintenant. Mais... Pourquoi Avec ses affaires. Mais oublions. Admettons que je t'ai posé la question il y a 10 ans. Ça a été une énorme influence quand même. Enfin, ce qu'il a fait, c'est quand même énorme. Comme disait Laurent Garnier, ça n'enlève rien bien sûr. à son talent. Ouais, c'est clair, voilà. C'est clair. Et Rowan Atkins, pareil. Il faut choisir. Là, c'est les trois darons quoi, de la techno. Donc, allez, je vais dire Derrick May, tiens. Allez, ok. Alien ou Predator? J'aurais adoré signer sur Transmat. Tu étonnes. Tu peux pas tout faire. Tu sais que ça a failli se faire. Putain. Ah ouais? Ouais, ça a failli se faire. Pas possible. J'avais envoyé un mail à Transmat et ils avaient kiffé un des tracks que je leur avais envoyé. Et les gars, ils m'ont dit ouais, ça on aime bien, putain, on est chaud, envoie-nous d'autres tracks derrière. Et après, j'ai envoyé d'autres tracks et ça répondait plus. Quoi. D'accord. Bon. Peut-être un jour, avec la chance que tu as et le talent que tu as. Donc je disais Alien ou Predator? Putain, laisse-moi réfléchir. C'est des questions sérieuses quand même. Ah oui, c'est sérieux. Faut pas déconner, c'est faut pas déconner. Sous un air rigolo, ça en dit long sur qui tu es. Hein. Ah putain, ouais, j'adore Stallone. Stallone. Schwarzenegger, putain. C'est 1h47 tard, ouais. Schwarzenegger, bon, Alien, allez, pour l'ambiance. Ok. Mad Max 2 ou Blade Runner? J'ai pas vu Mad Max 2. Je veux dire Blade Runner. Moi, pour la musique de Vangelis. Terminator 1 ou 2? Ah. Ouais, non, le 2, c'est légendaire, quoi. Donc le 2? C'est le big movie, quoi, le 2. Okay. Ouais, le 1, il était bien. Hein. Je on voit que t'es un petit jeune. Ah, moi, je sais que j'avais la cassette vidéo du 1, mais le 2, il a quand même marqué. C'est celui qui a le plus marqué. James Cameron, quoi. Bah oui, c'est celui qui a le plus marqué. On peut dire ce qu'on veut, malheureusement, aux grandes dames de gens. C'est celui-là qui a le plus marqué. Je dis pas que c'est le mieux. C'est celui qui a le plus marqué. Terminator, je pense au T-1000, je pense à la scène des camions là dans le. Bah, de toute façon, il y a regardé le box-office, genre, tu peux dire ce que tu veux, le 2 enterre le 1 box-office, donc voilà, c'est tout. Mais après, ça enlève rien que le 1 est un chef-d'œuvre. On aura le débat, si tu veux, avec des vrais cinéphiles. Le débat est fini, vu que le box-office, les chiffres sont là. Mais je parle pas de chiffres. Que le 1 et le 2, par contre. Je parle pas de chiffres. J'ai même pas vu les autres, tellement ça me. On nous les a regardés parce que bon, c'est ça manière. Quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est le 1, le 2. Après, ils se sont perdus, même Jess Cameron l'a dit, hein, Andrew Vagina, là, les producteurs, là, tout, ont dit, on s'est perdu complètement avec la franchise, quoi. Et d'ailleurs, ça se trouve, c'est fini, hein, il y aura plus personne ne veut de la franchise, personne ne veut racheter, personne ne veut faire des films. Bon, pour l'instant, c'est blackout. Le seul truc que moi j'aimais bien, c'était quand ils ont fait la série, les Chronicles, Sarah Connor Chronicle. Ah, j'ai pas vu ça. Ils ont fait 2 saisons. Ils ont dit bon on arrête saison 2 alors qu'en fait ça a commencé à devenir un truc de fou. Les fans ont écrit à cette chaîne de merde, je me rappelle plus le nom, qui ont dit oh à l'époque c'était ça, c'est oh on arrête une série, oh on arrête, ça fait pas assez, et alors que la série c'est une série, et ils ont pas voulu reprendre alors que il y avait on avait atteint je sais plus combien de milliers de signatures, j'avais signé et tout, voilà. Donc si vous voulez regarder un truc, parce que c'est un peu vieux, c'est début des années 2000, 2007 je crois, 2008, les Chroniques de Sarah Connor, super série. Ouais, c'était pas mal. Mad Max 2 ou Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? T'étais pas trop. Là, par contre, tu vois, ça, c'est pas ma génération. Oui, c'est pas ta génération. Toi, t'es juste après. Mais bon, moi, t'as connu. Je suis la génération de Dorothée, moi. Ouais, mais t'as quand même vu Goldorak au Club Dorothée. Ouais, j'ai vu un petit peu, mais c'est pas les trucs. Toi, t'es la génération Chevalier du Zodiac, le collège Foufoufou. C'est Saint Seiya DBZ de Tsubasa. Dragon Ball. Olivier Tom. Bon, mais tu peux répondre quand même. Attends, Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Réponds. Ouais, Goldorak pour Actarus, tiens, les dédicaces. Ah, voilà. Ouais, allez. Euro ou franc? Oh. Euro ou franc? Attends, laisse-moi réfléchir à cette question. Bah, euro, hein, quand même. Ouais, le franc, c'est fini. Ouais. Terminé. French Touch ou Electroclash? Oh, Electroclash. Ouais, grave. je me doutais. Ouais. Sylvestre
Sylvester ou Arnold? Ah, j'ai beaucoup de tendresse pour Sylvestre Stallone. Années 80 ou 90? Années 80, 90, ouais, 90 c'était la techno, et toute l'imagerie c'était l'année 80, les années 80. Je vois que vous êtes très années 80 quand même. Hein. Ah ben, Max, tout ça, machin. 80-90 en fait, en gros. Ouais. Oui, on assume, on est vraiment des ouais. Non, mais On commence à être vieux. Allez, je vais dire 80, parce qu'il y a, quand on pense aux années 80, il y a une espèce de côté magique à chaque fois qui ressort. C'est fou. Des belles images, on dirait que tout était beau. Il n'y a jamais eu une décennie. Je dis pas ça parce que les années 80 c'était très intéressant. C'était mieux avant, je rigole. Non. Il n'y a jamais eu une décennie avec autant de nouveaux trucs. C'est-à-dire que tous les 2 ans, t'avais un truc de fou qui balayait le truc de fou d'il y a 2 ans en arrière. Et ça n'est jamais arrivé depuis. T'avais l'électro-funk, t'as la new wave, après t'as l'électro-funk, le breakdance, après t'as l'italo-disco, après t'as la house music, après t'as la new beat, après t'as la acid house, la techno. En termes de cinéma le aussi, BM. Ouais, à tous les niveaux. Les grandes années de Spielberg, tout ça. Moi, je suis un grand fan de Retour vers le futur, par exemple. Je suis complètement ouf de Marty McFly. Ouais, c'était ça, 85 et 87 et 91. Non, le 3 c'est 89. Le 2 c'est plus tard. Hein. Le Retour vers le futur 3, ouais. 89, je suis allé le voir au cinéma. 89. Alors c'était le 2 en 86. Ouais. Je sais, il y a plus d'écart entre le 2 et le 3. Ils ont été tournés en même temps, mais. Ouais. Puis il est tard aussi. Tu vois qu'il est plus vieux dans le 3. Ouais. C'est lequel qui sont. Non, c'est le 2 et le 3 qui sont tournés. Non, c'est le 2 et le 3 qui ont été tournés en même temps. Et le 1 qui était avant. Mais tous les films sont beaux. Pour la simple et bonne raison que l'actrice, ils ont refait la scène complètement de la fin du 1. Ouais. Quand ils ont fait le 2, l'actrice a pas voulu refaire. Et donc c'est une autre actrice qu'on voit. Ils se sont dit, ça va faire bizarre. Donc ils ont refait. T'imagines quand même, mais c'est rare, hein. Je crois que c'est la seule fois que c'est arrivé. Ils ont refait la scène, la fin, en entier, avec les mêmes acteurs, avec McFly et machin, avec la truc. Ils ont refait exactement la même scène, avec l'actrice différente. Comment elle s'appelle, avec Elisabeth. Oh, je sais plus, je sais pas bien. Ouais. Elisabeth Chou, qui du coup a eu une super carrière, alors que celle qui jouait Jennifer dans le 1 a disparu. Elle a bien fait pour sa gueule. Les gars, continuez. Tu es méchant. Voilà, je suis méchant. Voilà. Rave ou club? Oh, maintenant c'est club, hein. Ouais, club. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, hein. Moi j'aurais plutôt fait festival ou club. Ouais, c'est terminé, quoi. Rave. J'ai l'impression que les grands moments que j'ai passés dans ces grandes raves, ça n'existe plus. Les raves, c'est vrai que dans des festivals, quoi. Les raves, c'est fini, hein. Depuis les années 80. Moi, la rave. Après, j'ai jamais été très free party et tout. J'en ai fait, mais moi, les grands moments de rave, c'était les grosses raves, les dimensions. Ouais, que tu disais tout à l'heure. Méga rave. Disco ou funk? Disco. Rock ou rap? Oh, purée, là, c'est dur. Rock ou rap? Aujourd'hui, j'aurais plus du rap que du rock. En plus, le rock, j'ai l'impression c'est dur, là, même si les chiffres sont énormes, là, du Hellfest, mais le rock, ça va mal, quoi. Classique ou jazz? C'est dur, ça aussi. Pendant longtemps, c'est eu classique. J'aime beaucoup, et là, depuis peu, j'écoute pas mal de jazz. Mais je vais dire classique. Ça m'intéresse plus musicalement. Le jazz, ça me met dans un mood que j'aime bien, quoi. J'aime bien boire un petit verre en écoutant du jazz, je suis bien, quoi. Soul ou reggae? Ouais, la soul. Dernièrement, j'ai beaucoup écouté Alpha Blondie, tiens. Tu parlais des Guilty Pleasure. J'ai bouffé du Alpha Blondie. Eh ben nous, voilà, toi tu as fait plein de trucs magnifiques. Eh ben nous, on a fait l'avant-première d'Alpha Blondie. Voilà. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans de ça. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Non, il a fait des morceaux de ouf quand même, le gars. C'est un festival tout à fait classique, hein. Et on avait joué. Enfin, toi tu l'as fait. Moi j'ai fait. Toi c'était le Revival d'Abba. Moi j'ai fait. Abba Revival. Ouais. Non, surtout c'était, comment il s'appelle, Jérémy Frérot de la Vega. Qui m'a, alors anecdote quand même énorme, qui m'a fucké un morceau quand même. Faut le faire. Ah, comment ça? Ah bah ouais, tu peux dire comment c'est possible. Ah ben en fait,
C'était un truc donc un peu à Saint-Pierre-la-Mer, à côté de Saint-Pierre-la-Mer, donc c'était Fleury d'Aude, donc dans le stade Fleury-d'Aude, donc c'est très très villageois, tu vois, c'était rien à voir avec l'électro et autres. Bon, et nous on avait enquillé juste pour faire l'animation de DJ après. Et moi j'étais pas trop de bonne, en plus ce jour-là je suis un peu énervé pour une autre raison que j'expliquerai. J'arrive derrière, j'arrive frérot, et j'avais prévu des trucs un peu années 80, et justement, tiens, je vais ressortir des versions maxi, tout ça, et je sors, Voyage, tu vois, de Desireless. Hein. Est-ce que monsieur ne fait pas une reprise de Voyage, Desireless? Ah ouais? J'ai fait, mais comment c'est possible? Il m'a fait qu'un morceau, quoi. Par Jérémy frérot m'a fait qu'un morceau. Comment c'est possible? Alors c'est pas mal, avec un bateau, il avait fait un truc, c'était rigolo. J'ai dit bon, je le jouerai pas alors. C'était sur 3 jours. Et je me suis énervé, en fait, ouais, je le raconte quand même, mais t'as une jeunette là qui me monte de loin. J'arrive jamais à dire son nom, la pauvre, je la respecte, hein, mais Anima Nakamura. Enfin, ouais, bref, tu la respectes vachement, ouais. Aya Nakamura. Voilà. Il a fait exprès de me montrer ça, s'il te plaît, fais ça. Et moi, je lui fais semblant de dire, je connais pas, je sais pas ce que c'est. et du coup, ça a pété un câble. C'était 2 ou 3, tu sais, de loin, à me montrer, parce qu'il y avait des barrières et tout. Puis j'étais là, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir de la merde? Et non, allez, merde, et tant pis. Et là, j'ai pété un câble, j'ai joué un morceau de The Hacker, j'ai commencé à jouer, genre, je sais pas si Raphaël, le remix. Le remix The Hacker, DJ Anno, remixé par The Hacker, j'ai commencé à jouer. Ouais, bon, je me suis énervé, voilà. Et toi, t'avais le jour le plus pourri. Public, ouais. Nous, le premier jour, par contre, c'était super avec Alpha Blondie, on avait fait. Le mec, il a un don, Alpha Blondie. Franchement, ça m'a. En fait, là, je t'ai dit, donc j'étais en ce moment en train de retaper ma baraque. Et t'avais un artisan qui était chez moi. Le gars, musique à fond, il écoutait Alpha Blondie toute la journée. Et pas tous les tracks, mais quelques tracks. Je me dis, putain, mais c'est sublime, quoi, ce qu'il écoute là. Je Shazam, Alpha Blondie. Plus tard, un autre track, magnifique, je Shazam, Alpha Blondie. Je rentre chez moi, j'écoute, je fais mes recherches, j'adore ça. J'écoute toute son œuvre. Et j'ai découvert des super trucs, quoi. Bravo, Alpha Blondie. Ben non, de toute façon, lui, il en a fait. Très bien, c'était bien ce qu'il a fait. Il finit le quiz? Non, mais la dernière question, la question commuteur. Tu la poses à Commuter ou à The Hacker, ils sont vraiment très embêtés. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Kraftwerk. Voilà. Ah ouais. Eh ben écoute, merci. Je sais que dernière question. Je sais qu'ils sont ouf de Dépêche Mode et tout, mais non, moi, Kraftwerk, Jarre, pour moi, c'est la base. On va faire une pointe d'amour. Il y a Florent Letellier qui me dit, ouais, tu parles beaucoup de ta femme, Fred. Quelle place elle a dans ta vie? Et quand on a un peu parlé en off. Une belle question. En plus, elle vient de partir. Elle est partie se coucher. Ouais, mais c'est pas grave. Alors regarde, ça sera une bonne raison de regarder le replay. Voilà. Non, une place importante parce que elle est là depuis le début. On est ensemble depuis 21 ans, donc quand on s'est mis ensemble, c'était quand la première fois où j'ai joué au Rex. Donc elle est venue, ça devait faire quelques semaines on était ensemble. Donc du coup depuis le début, et non, elle m'a toujours soutenu à fond, quoi. Soutenu à fond, c'est bien. Non, mais elle m'a soutenu, même financièrement, par moment, que je t'ai dit, quand j'ai perdu pas mal d'oseille avec Absolute Freak et tout. On disait, c'est pas grave et tout. Non, un gros soutien important, même si elle est pas à 100% dans la techno. Oui, mais de des moins fois, en moins, mieux. du coup, comme je suis revenu à des trucs plus froids, plus underground, ça lui parle moins que les trucs plus funky que je faisais avant. Mais non, elle continue à soutenir avant et... Voilà, pour répondre à ta question, notre cher Florent. Écoute, je pense qu'on arrive... Merci Marie. Merci à toi Marie. Tu peux lui dire je t'aime ma chérie. Bisous. Voilà, avant qu'on finisse, je fais juste des petits rappels hors chronologique. Je vous rappelle que dimanche, Tom Poux nous invite donc à mixer à la Foirée Enchantée. Tu passeras, j'espère, Fred, donc ça serait cool. Comme ça, tu en B2B les deux. Ouais, on va voir. Tu verras. Nous, c'est un peu l'arrache. On fait un peu. Voilà. Je vais amener ma clé USB. Ah ouais, si tu veux. Amen. J'ai que du son. Vous allez jouer quoi? On va voir. Au début, ça va aller cool parce qu'on démarre à 6h30. Ouais, mais par contre, vers la fin, je pense pas qu'on va jouer techno-mélodique, quoi. À mon avis, on va envoyer. On va voir sur le public parce qu'on verra. De toute façon, on a tout ce qu'il faut. Si tu veux, moi j'amène ma clé. Prends ta clé. Prends ta clé au cas où, si t'as d'autres 3 trucs. On va peut-être faire une petite vidéo rigolote. Voilà. Et donc, du coup, après, par ordre chronologique, vendredi prochain, nous recevons Christophe Piriou. Christophe Piriou, c'est tout simplement quelqu'un qui a écrit un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle Comment la France est devenue électronique. On va avoir beaucoup d'intervenants, il y aura beaucoup de surprises. Première partie,
1990-2000, et Ouais. là on va avoir une Voilà. petite brochette de légendes. D'intervenants. de Alors ça va être le bordel de tous les contacter de la l'époque. Non, semaine. il y a déjà et- il y en a un qui s'est désisté déjà, donc t'en Ouais. auras moins, mais il y en aura peut-être 7 Mais- ou 8. Voilà. Et après, mais certains qui sont compliqués, parce que je les connais, mais bon, voilà, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc ça va être une intéressante, c'est un hors-série celui-là, donc ça sera hors-série numéro 2. Donc ça va être, bon, on va parler histoire, hein, toujours pareil, hein, nous on adore ça. Donc quand on a vu que quelqu'un sortait un livre sur l'histoire de la musique électronique, forcément, surtout français, hop, on l'a contacté direct. Le 22, avant qu'on parte en vacances, au niveau, on va faire une petite pause dans vos interviews. On reçoit Space 92, pardon, je suis fatigué. Donc Mathieu, voilà, qui sera là, qui normalement doit descendre au studio. Donc du coup, on va passer une bonne émission parce que Mathieu, avant, c'était Math Minimal. Et c'est quelqu'un qui est très productif, voilà, qui a fait son morceau de Popov, voilà, et bon, ils ont été numéro 1 sur Beatport, donc c'est pas rien, surtout aujourd'hui. Donc ça va être une très bonne émission aussi, on devrait bien s'éclater, et là ça va faire boum boum, hein. Ça va être intéressant, ça c'est ça qui est bien dans ces émissions, on reçoit un peu de tous les genres. Voilà, à part le mix. Ah oui, je vous rappelle que je viens de mettre en ligne le podcast de Nicolas Cuer. Hein, de temps en temps, on met sur comme je vous ai expliqué, sur notre YouTube, il y aura des petits mix comme ça. Donc ça a été capté au Tribeca. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Bon, voilà, ceux qui restent, ils sont abonnés, t'inquiète. Hein. Ils sont abonnés, voilà, mais ceux qui regardent le replay, parce que bon, il y a quand même ces replays sont beaucoup regardés, Oui, c'est beaucoup surtout plus le qu'on le replay. pense d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est à dire que là, si on n'est pas, on est quoi aujourd'hui, le 8 juillet, enfin le 9 maintenant. Donc si jamais tu regardes cette émission que t'es pas le 8 juillet, c'est que tu regardes le replay, donc tu t'abonnes à notre YouTube. Si c'est pas déjà fait, voilà. Bon, j'ai oublié des choses. On va laisser le mot de la fin à notre invité, à notre cher Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu pourrais rajouter qu'on n'avait pas évoqué? Je sais pas, non, on a bien discuté. Hein. Si vous avez plus de questions, bon, 4h30, hein, un peu plus. 4h30. Une interview. On voit pas le temps passer, t'as C'est vu? pas mal, hein. Ouais, non, c'est cool. Tu sais, alors on a un slogan, on l'a jamais utilisé, mais il va falloir qu'on le fasse, c'est on sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça finit. Voilà. Ça, c'est le slogan de notre émission, tous ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, on vous remercie, tous ceux qui sont restés sur le chat. Hein. Ah, mais des Bon, fois, on ils s'arrêterait exagèrent. jamais. Il y en a, ils sont, Ah même non, s'il mais, y en a pas beaucoup, des fois, c'est. On aurait pu battre un record. Le record, c'est Paul Lasca, pas loin de Jack de Marseille. Garnier aurait dû battre le record, mais il nous avait prévenu. Normalement, on devait faire que 3 heures avec Laurent Garnier. Pas avec Code QR, hein, quand on l'a reçu en janvier, en 2020. Et c'était en plein Covid, et du coup, il allait aider des potes qui tenaient un restaurant à côté de chez lui. Donc, à faire la cuisine et tout. Du coup, on a quand même fait 5 heures d'émission, hein, voilà. 5 heures. On a quand même fait 5 heures. Et puis, on coupe le live, on discute en off. Puis il me dit, bon les gars, il nous fait comme ça. Heureusement que je partais pas au restaurant si on était là pour 3 heures de plus. Hein. Bah, tu sais, lui, il est bien ses fans. Donc, puis il y avait des questions. Puis il dit, ouais, une dernière question. Allez, encore une dernière question. Tu vois, il était trop content de retrouver le contact avec le public, quoi. Voilà. Donc voilà, et ah oui tiens, on va quand même parler vite fait de la radio. Je vous rappelle que la radio tourne 24h/24 en test. Je vous mets le lien au-dessus de ma tête là, voilà, je vais mettre la tête là. Donc stream.radiopunch.fr 2.8000/live, ça c'est pour écouter 24h/24. Donc là vous nous entendez à nous parce que c'est en direct aussi sur le stream radio. Et on est en train de préparer des playlists, je rajoute des morceaux de temps en temps, c'est du test, mais ça c'est du test qui ça fait 2 ans qu'il tourne là, qu'elle tourne la radio, donc vous pouvez l'écouter. Voilà, et la qualité est bonne, il y a un traitement de son qui est le même que vous avez là, voilà. Donc Fred, merci, merci à toi aussi mon Jean-Bruce quand même, hein, d'être resté et d'avoir bien bossé sur cette émission, parce que j'ai pas pu tout faire, c'est toi qui as pratiquement tout fait sur celle-là. Mais je me suis régalé, j'ai appris à te connaître. Et... Télécharger les émissions. Je pense qu'on va rester en contact parce qu'on a pas un jour on vous parlera des backstage de ces émissions, on vous fera peut-être un petit reportage de voir comment ça marche, parce que prendre les sons, les pochettes, ça fait chouette à l'écran, mais c'est une grosse demande de préparation. C'est des heures de travail. Ce qui est bien, c'est que les gens pensent qu'on est des potes qui s'amusent, qui faisons les trucs, alors que c'est des heures de travail, donc du coup, c'est que ça se voit pas. Donc c'est bien. Ça se travaille, et après, une fois que c'est monté, aujourd'hui, on n'a pas eu de problème technique. Ouais. À part que j'ai oublié de lancer les 2 caméras, du coup on a pris 2 minutes de retard, mais bon c'est rien. Non, c'est rien. Pas de problème technique, tout s'est bien passé, donc ça va, hein, voilà. En plus Fred, voilà, t'es venu dans le sud, tu t'es dit tiens bon allez, on va faire un petit tour chez les Biterroirs. Merci d'avoir pensé à nous, et c'était une super interview. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas le projet Captain Moustache, et alors comme tu dis, il y a tout ton réseau qui connaissait. J'espère que cette interview dans le futur sera regardée quand tu seras une super vedette.
Et quand les gens tomberont Captain Moustache, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber sur ton interview sur YouTube et ils nous sera contents parce que voilà, 4h40 d'interview. Est-ce que tu referas, est-ce que dans ta vie tu referas un interview de 4h40? C'est pas dit. Ah, je sais pas, mais. Peut-être, on peut jamais dire jamais. Mais en tout cas, t'as fait 4h40 d'interview, c'est ta première fois. Voilà. Big up Actarus qui nous dit c'était magique, merci. Merci Actarus, on recevra sûrement dans l'émission aussi, Actarus. Bien sûr. Voilà, peut-être même un peu plus tôt que prévu, mais bon, voilà. Je dis rien, c'est juste comme ça, petit indice. Voilà. Bon, alors, voilà, c'est tout. C'était quelques derniers trucs à dire, rien, ça va. On se voit dimanche de toute façon. Ouais, ce serait cool. T'as prendre ta clé. On va faire des petits. On va peut-être caler on va peut-être caler des cams là et on va peut-être improviser un truc là. Bon, moi je vais pas. J'ai la flemme de venir avec les cams. Je sais pas si je vais faire une captation parce que là, en plus, il y a pas beaucoup de place là sur la table qu'il a. Voilà. Après, on a le matos. En tout cas, si vous voulez savoir comment on capte, voilà, c'est notre première captation, c'est sur celle de Nicolas Cuer, le Mix Live. Il y aura une surprise pour bientôt aussi qui va arriver. Et une autre, parce qu'on a quelques petites archives en vidéo là, multicam. Voilà. Bon, c'est chiant à monter, mais bon, on a une équipe. On a une équipe de pros qui travaille derrière. Merci Nicolas Guerrier d'ailleurs, comme d'habitude, Nico qui fait nos jingles. D'ailleurs, on mettra un, je sais pas, parce que les jingles aussi, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un sacré boulot de les faire. Voilà. Donc du coup, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Donc voilà, merci à toi Jean-Bruce encore. Allez, merci à tous sur le chat. Merci à toi Fred de ta venue. Régale-toi dans le sud. On se voit dimanche. Allez, à vendredi prochain pour tout le monde. Ciao ciao. Jingle. Radio Punch.